Partout dans le monde, le passage à la nouvelle année est une promesse d'espoir. Pour l'occasion, à Sydney, en Australie, des centaines de milliers de personnes assistent au plus spectaculaire des feux d'artifice. À Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, la cité surpeuplée célèbre la fête du Tet, le nouvel an vietnamien, dans l'allégresse. Mais derrière le décor, une armée d'ambulanciers et de personnel soignant se prépare à vivre des heures intenses. Pour le chef des opérations spéciales Steve Green à Sydney et les docteurs Ai et Tua de l'hôpital franco-vietnamien à Ho Chi Minh Ville, le passage au Nouvel An sera rempli de surprises, de pleurs et de lamentations. Sydney. Les Australiens sont fiers de cette métropole ouverte sur la mer qui attire des visiteurs du monde entier. Favorisée par un fuseau horaire qui lui donne priorité sur les autres grandes villes du globe, Sydney s'enorgueillit d'être la première à célébrer l'arrivée du Nouvel An. Mais c'est un avantage qui comporte sa part de risque. Je m'appelle Steve Green. Je suis ambulancier pour l'unité des opérations spéciales. Je suis actuellement inspecteur au sein de cette unité. Je pratique le métier depuis 16 ans à Bankstown, près de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ça fait maintenant 8 ans que je fais partie de l'unité des opérations spéciales, mais 16 ans pour le service d'ambulance de la Nouvelle-Galles du Sud. Membre d'un corps d'élite, Steve soigne sa forme physique et garde son esprit alerte, prêt à porter secours à autrui à tout moment si cela s'avère nécessaire. Un ange gardien toujours en état de veille au cœur de la cité. Quand on doit travailler lors d'événements importants, où le risque de danger est élevé et où on va sans doute avoir à faire des interventions complexes, il est important d'avoir l'esprit clair et d'être prêt à toute éventualité. Le passage au Nouvel An provoque chaque année un véritable raz-de-marée de touristes qui déferlent sur la ville. Plus d'1 600 000 visiteurs sont attendus. Les rues grouillent d'activité. La grande ville montre son visage le plus accueillant. Les feux d'artifice dans la baie qui traverse le Harbour Bridge sont considérés parmi les plus spectaculaires du monde. 800 000 personnes vont se masser le long des quais et des promenades entourant le magnifique opéra dont les formes rappellent les voiles d'un navire. Depuis toujours, la veille du Nouvel An est la nuit la plus occupée du service d'ambulance de la Nouvelle-Galles du Sud. On doit faire face à de nombreux défis. La population de Sydney explose au cours de cette soirée, alors le nombre de cas médicaux à traiter augmente également. De toutes les casernes de Sydney, et même de l'ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud, celle de Bankstown, où se trouve l'unité de Steve, sera la plus occupée dans les heures qui suivent. Les véhicules d'intervention, ambulances et postes de commandement s'alignent en rang serré et attendent le signal du départ. On est là pour soutenir les travailleurs d'urgence de Sydney en tant que membre des opérations spéciales du service d'ambulance de la Nouvelle-Galles du Sud, si cela s'avère nécessaire. Vous êtes affecté au soutien médical en collaboration avec les unités de la zone maritime et les policiers. Ensuite, si jamais il y avait des débordements, on pourrait vous demander d'assister les gars de la zone maritime pour secourir des victimes le long de la rive, qui est normalement inaccessible par ambulance en raison de la foule qui s'y trouve. Les risques d'un attentat terroriste font monter le degré d'alerte. L'Australie redoute que des combattants islamistes commettent des attentats sur son sol, comme cela s'est produit en 2017. Depuis 1974, les autorités australiennes ont déjoué une quinzaine d'attaques terroristes. S'il fallait qu'une action semblable survienne au cours de la soirée ou de la nuit, ce n'est pas seulement l'Australie, mais le monde entier qui accueillerait le Nouvel An dans l'horreur.
Selon les services de renseignement, il y a encore un risque d'attaque terroriste en Australie. On ne possède pas de nouvelles informations à ce sujet, mais on a fait une évaluation des risques pour cet événement et le risque de problèmes médicaux est considéré comme élevé. On doit préparer notre matériel pour répondre à une grande variété de situations qui pourraient se présenter. On a notre équipement individuel de protection dans le cas d'une attaque terroriste ou si on doit faire face à un criminel armé. On a de l'équipement balistique et des vestes pare-balles qui comprennent du matériel médical. Voici le type d'équipement dont on a besoin en cas de blessure pour arriver à faire de notre mieux pour venir en aide à nos patients. Les plaques balistiques de la veste que porte Oli peuvent résister à des balles de 5,56 ou 7,62 mm. Donc elle peut supporter une agression avec un fusil d'assaut soviétique ou un 5,56 OTAN européen. S'il arrive quelque chose, les plaques balistiques vont amortir quelques coups de feu avant qu'Oli ne soit blessé. On est en train de signer les autorisations des médicaments à usage restreint pour ce soir. Il faut garder une trace de tout ce qui entre et sort d'ici. Ce sont principalement des antidouleurs opiacés. Je crois que les gens boivent plus quand il fait chaud. Puis, le risque de blessure est plus grand parce que la foule se masse au même endroit. Ils prennent un verre et ils font des folies sur l'eau. Dans les heures qui vont suivre, tout peut arriver. Les équipes d'ambulanciers de la capitale de Nouvelle-Galles du Sud n'ont pas le droit à l'erreur. Tous sont conscients que leur degré de préparation et le matériel dont ils disposent peuvent faire la différence entre la vie et la mort. C'est nous qui nous rendons dans les zones difficiles à atteindre, que ce soit en altitude, sous l'eau ou dans un environnement tactique, dans le cas par exemple d'une attaque terroriste ou d'un criminel armé. On se précipite sur le terrain pour amener les gens loin de la menace et on travaille de près avec les groupes tactiques des services policiers. Opération spéciale demandée à Sydney. Véritable fourmilière dont le cœur ne cesse de battre, Ho Chi Minh-Ville est l'agglomération la plus populeuse du Vietnam. Celle qui portait le nom de Saigon avant la réunification du pays à la fin de la guerre montre un visage dynamique qui ne cesse de se transformer. Plus de 8,5 millions de personnes habitent la métropole. Les quartiers fortement peuplés de l'ancienne ville côtoient les gratte-ciel et les édifices modernes qui donnent à la cité ses airs de grandeur. Les traditions sont bien enracinées dans ce monde où s'harmonisent les traits d'un passé millénaire et le visage de la modernité résolument tourné vers l'avenir. C'est ainsi que les habitants d'Ho Chi Minh-Ville s'apprêtent à vivre au rythme de la fête du Tet, le nouvel an vietnamien qui marque l'arrivée du printemps. Plus de 6 jours de festivités, au cours desquels les familles se réuniront pour célébrer. Les Vietnamiens accordent une très grande importance à cette fête et aux retrouvailles qu'elle entraîne. On s'en va chez nous, un peu en dehors de la ville. Certains vont quitter la métropole pour rendre visite à leurs parents, tandis que d'autres vont partir de la campagne pour gagner la ville. Un flot incessant de voyageurs parcourt les routes. Chacun des arrondissements de la ville se pare de ses plus beaux atours. Ho Chi Minh-Ville se refait une beauté afin de commencer l'année en grande. Pour se débarrasser de toute mauvaise fortune et franchir l'année du bon pied, les Vietnamiens vont nettoyer leurs maisons, acheter de nouveaux vêtements et mettre de l'ordre dans leurs affaires, notamment en payant leurs dettes. Même les mobylettes et les motocyclettes qui encombrent les rues subissent un nettoyage en règle. On sort les habits d'apparat, alors qu'aux 4 coins de la ville, des arbres fleurissent. Branches d'abricots aux pétales jaunes, glaïeuls, cerisiers en fleurs, Ho Chi Minh-Ville se donne des airs de grand jardin en cette fête du printemps qui marque l'avènement de l'année du cochon, selon l'horoscope chinois. Mais ce ne sont pas tous les citadins qui vont fêter avec leurs proches le passage du Nouvel An. C'est par devoir et non par choix qu'ils vont se sacrifier. La journée sera longue et occupée, car c'est la fête du Nouvel An. Il peut survenir toutes sortes d'accidents,
des intoxications alimentaires, des chutes, des traumatismes ou divers problèmes de santé. Lors d'une fête comme celle-ci, les gens viennent à l'hôpital seulement s'ils sont très malades ou s'ils ont eu un accident. Ils ne se déplacent pas pour rien. Alors on reçoit seulement des cas sérieux. Je préférerais ne pas travailler ce soir, mais je n'ai pas le choix. C'est mon travail. À l'hôpital franco-vietnamien, médecins et personnel d'urgence s'attendent à traverser des heures éprouvantes. Comme chaque année, le long congé entraîne son lot de cas graves. Le système de santé vietnamien est géré par l'État, un système public qui assure à tous des soins appropriés. L'hôpital franco-vietnamien fait exception à la règle. C'est un établissement privé fondé par un groupe de médecins français et vietnamiens. Situé dans le sud de la ville, l'hôpital compte plus de 200 lits et un personnel de près de 1000 employés, dont 130 médecins. L'établissement soigne la population locale autant que les étrangers, touristes ou ressortissants des pays voisins, comme le Cambodge et le Laos. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des hôpitaux privés au Vietnam. C'est nouveau. Avant, il y avait seulement le système public. C'est assez cher ici si on regarde le salaire moyen de la population. Je dirais que cet hôpital reçoit des gens issus de la classe moyenne supérieure. C'est pour les plus riches. Se retrouver à l'urgence lors du congé de la fête du Tet, c'est bien mal commencer l'année. En fait, cela porte malheur. À moins d'un cas de force majeure, les citoyens de Chi Minh Ville, comme tous leurs compatriotes, vont se tenir loin des hôpitaux jusqu'à exiger qu'on les ramène chez eux, coûte que coûte. Il faut se laver les mains avant chaque contact physique avec la patiente. Avec du savon. Oui, c'est ça. Éviter que des enfants ou des gens de son entourage ne s'approchent d'elle. Il faut la protéger. Bonne chance et prompt rétablissement. Vous allez revenir à l'hôpital le 11 février? Oui. Cette fête est l'occasion pour tous les membres de la famille de se réunir et de passer un bon moment ensemble. Ne pas y participer porte malheur. C'est pourquoi la patiente espérait tant pouvoir rentrer à la maison à temps. Selon les autorités vietnamiennes, on s'attend à ce que plus de 16 000 personnes se rendent dans les hôpitaux de la ville au cours des 6 jours que dureront les festivités. De ce nombre, plus de 10 000 seront hospitalisés. Ce sont surtout des accidentés de la route qui vont se présenter aux urgences. Le bilan routier est catastrophique dans cette métropole où motos et scooters encombrent les routes. Le pays connaît une forte hausse démographique. Le quart de la population a moins de 14 ans. Les conditions de vie s'améliorent et la mortalité infantile a baissé considérablement. Mais un enfant malade, ici comme ailleurs, plonge les parents dans l'inquiétude. À Sydney, les équipes d'ambulanciers que commande Steve Green ont quitté leur caserne et se dirigent vers le centre de la ville et la baie. Les rues de Sydney, à proximité du port, sont réservées au passage des véhicules d'urgence. Une foule immense va se masser le long des quais pour assister au fameux feu d'artifice. Sydney se prépare à la fête. Dans quelques heures, les ambulanciers devront faire face à des situations complexes, où le seul fait d'accéder à un blessé pour lui prodiguer les premiers soins et assurer son évacuation peut constituer un véritable défi. Steve, Jason, on s'est déjà rencontrés à quelques reprises. bien sûr. Comment ça va ce soir? Ça va bien jusqu'à maintenant. C'est bien? L'équipe est en position et la foule est calme. Oui, ça va très bien. Ils tentent de dévier la circulation routière pour que cette zone soit complètement dégagée? Exactement. Il y a évidemment un accès pour les piétons de l'autre côté de cette barricade.
Mais oui, cette voie restera dégagée pour nous afin que nous puissions aller et venir facilement. Super, c'est beaucoup mieux que l'an dernier. Je crois qu'ils en ont tiré des leçons et qu'ils ont fait un rond-point ici pour que les gens puissent faire un détour et passer de l'autre côté. Oui, on a une bonne structure en place. On a parlé avec les agents de sécurité et ils ont un bon plan. Vous pouvez voir la foule qui commence à se former près de deux monuments emblématiques de l'Australie, l'Opéra et le pont de Sydney. Alors, des 1,6 million de personnes qui, selon les estimations, participeront à l'événement, on peut dire que la moitié d'entre elles seront ici même, de Darling Harbour jusqu'à Watsons Bay. Le défi pour les ambulanciers n'est pas seulement de répondre à la demande accrue en raison de l'augmentation de la population, mais aussi d'arriver à se rendre jusqu'aux patients. Steve est préoccupé. La chaleur, qui oscille autour de 35 degrés Celsius avec un taux d'humidité extrême, crée de l'inconfort, tandis que le ciel se couvre de nuages menaçants. Le temps est à l'orage. La nuit s'installe, tandis que s'égrènent les dernières heures avant le grand moment. Les choses se passent plutôt bien, du moins jusqu'à maintenant. Il y a une urgence? Oui, on va descendre par là pour parler avec le superviseur du site. Par là. Est-ce qu'ils peuvent passer? Tout est une question de planification. Tout va bien pour le moment. Je touche du bois, ça va bien. On verra comment ça ira dans une heure ou deux. Les fêtards sont de plus en plus nombreux. Malgré le calme apparent, les ambulanciers sont aux aguets. La consommation d'alcool provoque les premiers cas d'intoxication. On a reçu un appel pour une jeune femme de 17 ans, intoxiquée, qui a perdu conscience. Il y avait déjà une équipe sur les lieux, rien de bien compliqué. On ne nous avait pas affectés à ce cas, mais on est allé voir si on pouvait aider nos collègues à dégager la victime et la placer sur la civière. Ils sont plus que compétents pour répondre à cette urgence. Alors on va plutôt aller voir s'il se passe quelque chose plus loin. Peu avant minuit, Steve va vérifier si l'équipe du navire de sauvetage a été très occupée au cours de la journée. La patrouille maritime est également chargée d'exercer une surveillance auprès des navires de plaisance et des autres embarcations dans les eaux du port Jackson. Ceux-ci doivent se tenir en dehors de la zone d'exclusion, aux abords du pont, où les barges bourrées de charges pyrotechniques attendent le signal du déclenchement des feux. On a répondu à un seul appel. On se croise les doigts pour que ça reste comme ça, mais habituellement, après 22 heures, les gens commencent à être intoxiqués. Le beau temps est revenu aussi. Je crois que l'orage a probablement fait en sorte que de nombreuses personnes ne sont pas venues plus tôt. On ne peut jamais être de ce côté de la clôture. On doit toujours travailler. Les quais sont bondés de monde. Grâce au bateau, les ambulanciers peuvent aussi intervenir de manière beaucoup plus rapide. On doit vérifier si l'appel d'urgence a été annulé. Je crois que le patient est entre les mains de St. John Ambulance. J'appelle de l'unité de la zone maritime. On vient de recevoir un appel pour assister une personne intoxiquée dans un bar tout près. On ne peut pas envoyer une ambulance à ce stade-ci de la soirée, alors on va s'y rendre en bateau. Les gars vont se rendre jusqu'au patient pour initier les secours et évaluer son état. On va faire de notre mieux pour se rendre sur place et donner un coup de main. Avec tout le nécessaire médical qu'ils transportent dans leur sac, les ambulanciers doivent se déplacer rapidement parmi la foule afin de remplir efficacement leur rôle et accomplir les tâches auxquelles on s'attend d'eux. Les gens sont à l'extérieur depuis longtemps parce qu'il faisait chaud aujourd'hui. Ils ont consommé de l'alcool, assisté à des événements ou à des fêtes. On s'attend à être occupé au cours des prochaines heures. On verra bien. Se tenir loin des hôpitaux parce que cela pourrait porter malheur, surtout à l'aube d'une nouvelle année. C'est du moins ce que croient les Vietnamiens alors qu'ils s'apprêtent à célébrer la fête du Tet, marquant l'avènement de l'année du cochon.
Mais à l'hôpital franco-vietnamien d'Ho Chi Minh Ville, le personnel soignant a d'autres préoccupations. C'est le branle-bas de combat. Un tout jeune enfant vient d'arriver aux urgences. C'est son père qui l'a amené. La petite fille a une forte fièvre. Le médecin est inquiet. Il faut faire vite. Depuis combien de temps l'enfant fait-elle de la fièvre? Juste un petit moment. Elle a commencé à avoir des convulsions. La famille réside tout près de l'hôpital. Le père n'a pas hésité à amener son enfant dans cet établissement, sachant que l'état de la fillette pouvait s'aggraver. Prenez l'enfant et mettez son dos sur votre poitrine. Tenez-lui la tête. Tout va bien, petite. C'est arrivé soudainement, alors qu'elle jouait normalement. Elle fait beaucoup de température. OK. C'est pour ça qu'elle a eu des convulsions. On lui a mis un suppositoire et elle va mieux. Il serait préférable de la garder à l'hôpital pour le moment, parce qu'elle pourrait recommencer à avoir des convulsions ce soir. OK. Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. La petite est encore toute chaude. On décide de la plonger dans un bain d'eau tiède pour abaisser sa température. Malgré ses protestations, le traitement semble efficace, au grand soulagement du père. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. L'enfant est moins fiévreuse. Mais on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cette réaction. Père et fille resteront donc à l'hôpital le temps qu'il faudra pour établir le bon diagnostic. Je m'appelle Tung. Je suis médecin de l'urgence à l'hôpital franco-vietnamien. Presque 16 ans. Le docteur Tuan a étudié à l'université de Nantes, en France, où il a suivi une formation d'urgentologue et de chirurgien. Il fait partie de l'équipe depuis la création de l'hôpital. 7-8 gardes par mois. C'est trop. Les heures s'égrènent au rythme des admissions au service d'urgence de l'hôpital franco-vietnamien d'Ho Chi Minh Ville. Pendant qu'à l'extérieur, les préparatifs de la fête du Tet occupent la population tout entière, entre les murs de l'hôpital, les têtes affichent des airs plutôt inquiets. Une dame âgée montrant des signes d'hypertension et de diabète vient d'arriver. Sa pression artérielle est descendue à 180 sur 71. Tout à l'heure, elle était à plus de 220. Un organe subconscient presque normal après la perfusion. Elle a fait aussi une plombopathie. C'est pour ça que je demande un scanner, un thorax. Le personnel soignant est fort occupé. Cette fois, c'est un jeune homme, accompagné de sa mère, qui se présente à l'urgence, la bouche ensanglantée. C'est déchiré ici. Beaucoup? Oui, ça m'a l'air très déchiré. Je vais vous donner un anesthésiant, puis je vais suturer la déchirure. Avez-vous mal ailleurs? Non. Non, d'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé endormi? Oui. Il était assis et il s'est endormi. Il s'est cogné sur le banc devant lui. C'est bien éveillé que le jeune homme devra supporter l'opération visant à recoudre ses lèvres. Délicat et douloureux. L'année commence bien mal pour lui et tous les autres qui préféreraient se voir ailleurs en cette veille de la fête du Tet. Patience, juste une minute. Non, 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 soyez patient, s'il vous plaît. Ça vous fait mal? Est-ce que ça vous fait mal? Il a mal. Un peu de patience. Vous saignez beaucoup. Ne touchez pas votre bouche. Il ne faut pas toucher. Votre main n'est pas stérile. On ne pourra pas procéder. Ne faites pas ça, un peu de patience, ce ne sera pas long. Patience. Bon, je vais couper. Sydney célèbre l'arrivée du Nouvel An avec fracas.
Les feux d'artifice embrasent littéralement le ciel, tandis que la foule enthousiaste massée tout autour de l'immense baie profite enfin du spectacle après des heures d'attente. Moment d'allégresse qu'observent avec retenue Steve et les membres de son équipe. En moins d'une douzaine de minutes, c'est plus de 25 000 fusées et 11 000 bombes qui seront lancées, faisant du spectacle le plus grand jamais tenu pour souligner le Nouvel An. Les images seront relayées sur les télévisions du monde entier, marquant officiellement le passage au nouveau calendrier. Malgré l'heure tardive et l'enthousiasme de certains, tout se passe sans heurts. Comme partout ailleurs, la fête va s'étirer jusqu'à tard dans la nuit. Par expérience, l'officier et les membres de son équipe savent que ce calme apparent peut être trompeur. Un appel du poste central donne le ton à ce que sera la suite. L'ambulance, suivie du véhicule de Steve, fonce vers la banlieue. Une jeune fille a eu un malaise et gît inerte sur le plancher d'une demeure où la fête battait son plein. On a reçu un appel de type 1A, ce qui est le plus haut degré de priorité. C'est une patiente en détresse respiratoire. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est en arrêt cardiaque. Elle est peut-être juste inconsciente. Les informations qu'on reçoit dépendent de l'interprétation de la personne qui appelle les secours. Il semble que ce soit une jeune fille de 16 ans. On va se rendre sur place et voir ce qui se passe. Le cas est inquiétant. Entre la réception du message et l'arrivée sur les lieux, se joue une véritable course contre la montre. La patiente a une sonde gastrique et de lourds antécédents médicaux. Ça montre bien que la vie continue parallèlement à ces grands événements. Pendant que se déroulent les festivités et que tous nos effectifs sont déployés pour répondre aux besoins de la foule à certains endroits, le monde continue de tourner. On doit encore répondre aux appels de routine et gérer les urgences médicales habituelles. Après avoir jeté un coup d'œil sur les pièces de la maison, la distance à franchir et les escaliers à monter, Steve donne ses directives. Et comment ça va? Je m'appelle Steve. Bonjour Steve, je m'appelle Georgia. On va t'aider pour le dégagement d'urgence. Je viens de parler à Lily en bas. On va la transporter jusqu'ici. On va se stationner là et la transporter sur tout le trajet. Oui, il y a plusieurs escaliers. Oui, en effet. La jeune fille est confuse. Sa respiration est normale pour le moment et les signes vitaux semblent bons. Mais le transport vers l'hôpital doit se faire sans tarder. Vous allez venir à l'hôpital avec nous, Cathy. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Tout va bien, on s'occupe de vous. 1, 2, 3. Dès la sortie de la maison, les ambulanciers la déposent sur la civière. À ce stade-ci, ils doivent s'assurer qu'elle reste consciente. Ouvrez vos yeux. Désolé, je vais arrêter. Ouvrez vos yeux, allez. Ouvrez vos yeux. La patiente ouvre finalement les yeux et peut répondre aux questions qu'on lui pose. Quand êtes-vous allé à l'hôpital pour la dernière fois? Je ne me souviens pas. Quel jour sommes-nous? À vous de me le dire. C'est une date importante. Le 1er janvier 2019. Et voilà, c'est bien. Le code 000 est celui qu'il faut composer en Nouvelle-Galles du Sud pour tout appel d'urgence. En cette nuit du jour de l'an, on estime qu'un appel sera logé toutes les 14 secondes. Ce ne sont pas tous les appels au 000 qui nécessiteront une ambulance. Lors d'une nuit comme celle-ci, où la ligne d'urgence sera inondée d'appels, il est très important de les trier en fonction de la priorité et de la gravité de chaque cas. De cette façon, on peut envoyer une ambulance pour s'occuper des cas les plus graves. L'état de la jeune fille s'est stabilisé et semble moins inquiétant qu'à l'arrivée des ambulanciers. C'est une intervention somme toute ordinaire pour Steve et son équipe en cette nuit du jour de l'an, qui est loin d'être terminée. On doit assister un patient qui se trouve à bord d'un bateau.
Il y a déjà une équipe de secours sur les lieux, mais ils ont demandé notre aide pour la manœuvre de dégagement d'urgence. La fête du Tet est sur le point de commencer. Et Ho Chi Minh Ville s'est parée de ses plus beaux atours pour la circonstance. C'est le moment dans l'année où les familles se réunissent dans l'espoir que les célébrations leur apporteront bonheur et prospérité. On est ici pour passer du bon temps. C'est une bonne occasion de voyager, de visiter des amis, de se réunir en famille. Selon l'horoscope chinois, les personnes nées sous le signe du cochon sont de nature bienveillante et généreuse. Cependant, elles doivent agir prudemment pour éviter tout ennui de santé. Les Vietnamiens sont attachés à leurs traditions et craignent plus que tout de devoir commencer l'année à l'hôpital. Les équipes d'urgence du centre hospitalier franco-vietnamien, situé dans la nouvelle zone urbaine d'Ho Chi Minh Ville, ne chôment pas. C'est une journée très occupée, alors il faut se dépêcher. On essaie de soigner et de traiter les patients rapidement pour qu'ils puissent retourner à la maison dès que possible. Les gens ne veulent pas rester à l'hôpital. Ils veulent être chez eux. L'homme qu'un véhicule de la police vient d'amener à l'hôpital est inconscient. Les prochaines minutes sont capitales. C'est un cas classé prioritaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu un accident de la route, c'est la police qui l'a amené ici. Allez chercher les appareils. Il faut le déshabiller et l'intuber. On va se préparer pour faire une trachéotomie. Plus de 95% des véhicules immatriculés au Vietnam sont des motocyclettes. En fait, 9000 véhicules à 2 roues s'ajoutent à chaque jour au nombre déjà énorme de motocyclettes en circulation. On estime que plus de 60% des accidents de la route impliquent des véhicules de ce type. Dans les grandes villes, des embouteillages monstres paralysent les petites et grandes artères à toute heure du jour, même en dehors des heures de pointe. Allez chercher le docteur Han. Son état est très grave. Approchez le moniteur. Entrez, docteur Han. Venez m'aider. Le patient a eu un accident de la route. Vérifiez sa pression artérielle. On va vérifier le taux d'alcool dans son sang. C'est très grave. L'anesthésiant est prêt? Oui, tout est prêt. Sa pression artérielle est de 148 sur 95. On évalue à plus de 15 000 le nombre de décès accidentels chaque année sur les routes du Vietnam. Un bilan qui s'alourdit, malgré les mesures prises par les autorités pour tenter d'enrayer cette hécatombe. Le port obligatoire du casque est plus ou moins respecté. Les blessures à la tête entraînent souvent la mort. Je vais introduire le tube. Inspirez. J'ai besoin du tube pour la trachéotomie. Lentement, retirez vos mains sur sa poitrine. Vous avez fait le test sanguin? A-t-on détecté de l'alcool dans son sang? Oui. Je vais aller voir les résultats. Boire est une véritable tradition. En fait, le Vietnam se trouve dans le peloton de tête des pays asiatiques qui consomment le plus de bière. Les Vietnamiens en engloutissent plus de 3 milliards de litres chaque année. Au Vietnam, la bière est moins chère que partout ailleurs. Prendre un pot est plutôt bien vu. Même que lever le coude est considéré comme une marque de virilité. Le patient est stabilisé, mais le docteur Tuan craint qu'une hémorragie ou des blessures graves aient endommagé le cerveau de l'homme. Seul un scanner pourrait confirmer ses doutes. Il est en coma profond et avec des stress respiratoires. Je fais l'intubation et ventilation mécanique et donne la sédation et on fait un scanner du corps entier. On a trouvé une hémorragie mélangée avec l'hémorragie du tronc cérébral.
Il faudra attendre qu'il se réveille pour connaître son identité. Il n'avait aucun papier sur lui. Aucune pièce d'identification. Alors, on ne peut pas contacter sa famille. L'état du blessé est plus que grave. Le docteur Tuan contacte un confrère neurochirurgien et lui transmet des images du cerveau endommagé. D'un commun accord, il décide de transférer l'homme dans un établissement spécialisé. À Sydney, les appels à l'aide continuent d'entrer en cette nuit du jour de l'an. Comme des anges gardiens, les ambulanciers sont déployés partout en ville, prêts à porter secours. Cette fois, c'est vers la marina et la baie que se dirige le convoi. Un accident survenu à bord d'un yacht nécessite une évacuation rapide. Il y a un homme à bord. Il est dans la soixantaine et il a fait une mauvaise chute. Quel âge tu dis? La soixantaine. OK. Il est tombé dans l'escalier du bateau. C'est arrivé il y a quelques heures déjà. Ils étaient allés voir les feux d'artifice. Ils l'ont aidé à s'allonger. Je me suis dit qu'on allait le laisser là en attendant que les renforts arrivent, puis qu'on essaierait de le déplacer ensemble. Au premier coup d'œil, Steve se rend bien compte que le transport du blessé pose un véritable problème. Allons évaluer le patient et les dimensions à bord. Ensuite, on reviendra pour discuter des deux options possibles. On peut monter le brancard en haut ou encore utiliser le sked, comme vous voulez. Le sked passerait plutôt bien. Le blessé repose sur un sofa. L'homme a fait une mauvaise chute et l'on craint qu'il ait subi une ou des fractures. On va soulager sa douleur. Votre niveau de douleur en ce moment, Greg? Les blessures au dos ou à la colonne vertébrale doivent faire l'objet d'une attention toute spéciale. Son état peut se détériorer lors du transport sur la civière. La manœuvre sera délicate, mais les ambulanciers ont l'habitude. Il va y avoir du mouvement pendant la manœuvre. Si marcher est trop difficile pour vous, on va vous étendre sur le sked. Vient le moment le plus délicat, soit l'installation sur la civière. Les ambulanciers doivent tout d'abord soulever l'homme afin de le déposer sur un brancard rigide qui facilitera son transfert sur le plancher. Malgré les gémissements du blessé, cette première étape se passe bien. D'accord, Greg, la douleur, ça va? C'est pire que tout à l'heure? Oui. D'accord. Des tranquillisants vont aider le patient à mieux supporter la douleur. L'homme est immobilisé à l'aide d'attaches reliées à une enveloppe souple qui fait office de civière. Ainsi ficelé, le blessé peut être évacué plus facilement dans des endroits difficiles d'accès ou très étroits, comme les escaliers ou les coursives d'un navire. On sera plusieurs de chaque côté du brancard. On va vous soulever, vous faire tourner pour vous faire descendre les pieds devant. D'accord? Notre spécialité, c'est d'accéder aux patients. Puis, logiquement, si on peut entrer quelque part, on peut en ressortir également. Le sked fait partie de notre équipement. C'est un brancard malléable en plastique orange doté de poignées. Il fonctionne merveilleusement bien dans ce genre de situation. Il ne reste pas coincé, il glisse sur les rampes et passe par les entrées étroites. Tous les intervenants peuvent le tenir par une poignée. Il nous offre une grande flexibilité et il est parfait pour extraire un patient d'un bateau. Beau bateau. Oui, vraiment. Ouais, très cool. Il s'est blessé au dos. Alors, avec les vibrations de la civière sur la rampe, je me suis dit qu'il était préférable de le glisser à l'extérieur avec le sked. Ils vont probablement amener le patient à l'hôpital Royal Prince Alfred pour voir ce qui ne va pas. Ils vont sans doute lui faire passer des rayons X pour voir s'il s'est fracturé quelque côte ou s'il s'agit plutôt d'ecchymose et de contusion. Je crois qu'il ira beaucoup mieux demain matin, mis à part quelques douleurs. C'est son anniversaire demain, alors ce n'est pas la meilleure façon de fêter ça ou de commencer la nouvelle année. Mais il va s'en sortir. À Sydney, les secouristes de la Nouvelle-Galles du Sud regagnent leur quartier après une nuit sans mauvaise surprise. Pour Steve, comme pour tous les autres, le bilan est plus que positif. Tout le monde est revenu? Oui.
Tout va bien, mon ami? Oui. Pas de drame? Non, rien. Contrairement aux appréhensions, il n'y a pas eu d'attentat, d'accident grave, ni d'opération spéciale. Tout le monde est de retour sain et sauf. C'est ce qui compte. La nuit a été très calme. C'est une bonne nouvelle pour la population. Avec la quantité de gens qu'il y avait dans la ville et l'environnement dans lequel ils se trouvaient, tout laissait présager une nuit achalandée. Mais ce fut une nuit du Nouvel An très calme. C'est certain. À Ho Chi Minh-Ville, une ambulance fonce dans la nuit en cette veille de la fête du Tet, annonçant la nouvelle année. À bord, un accidenté de la route lutte pour sa vie. Son transfert vers un établissement spécialisé est en cours. Chaque minute compte. L'homme a subi des dommages au cerveau. Le docteur Tuan ne quitte pas son patient. Tout au long du trajet, il gardera un œil sur celui-ci, à l'affût du moindre signe de détérioration de sa condition. Au Vietnam, les ambulances ne se déplacent jamais sans qu'un médecin soit à bord. C'est un trajet difficile, sur des routes encombrées par le trafic, qui ne connaît aucun répit, surtout ce soir, alors que la fête bat son plein et que le ciel s'illumine de 1000 feux. L'homme, dont on ne connaît pas l'identité, est toujours inconscient. S'il vit encore, c'est grâce à l'équipe qui l'a pris en charge depuis des heures. Son destin appartient maintenant à d'autres spécialistes. Ici, c'est un grand hôpital avec le service de réanimation et neurochirurgicale. Bon, il va prendre en charge. Ouais, thôi để tí lấy máy móc ra ha. Il peut sortir, mais il faut attendre. C'est grave quand même. À Ho Chi Minh-Ville, c'est par un feu d'artifice que les citoyens célèbrent l'arrivée du Nouvel An vietnamien. Bonne année! Aux quatre coins de la ville, des foules immenses se sont assemblées pour profiter de toute cette féerie. Selon la tradition, les âmes des morts reviennent sur Terre en ce premier jour de printemps. Dans chaque demeure, les autels des ancêtres ont été décorés afin de rendre hommage aux parents défunts. Pendant plus d'une semaine, la ville va vivre intensément, alors que provenant de partout au pays, les familles dispersées se réunissent. 3, 2, 1, bonne année! À l'hôpital franco-vietnamien, l'équipe médicale s'accorde quelques instants de repos au milieu d'une nuit agitée. Une table a été dressée afin de souligner le passage du Tet. Un réveillon qui ne se prolongera pas, sachant que la nuit est loin d'être terminée. Le premier jour de l'année est d'une importance capitale pour tous les Vietnamiens. Des enveloppes d'argent sont remises aux membres du personnel en guise de cadeau, afin que l'année leur soit prospère. Au dehors, la fête s'épuise. Les traînards cherchent les derniers lieux encore animés. Mais à l'intérieur des murs de l'hôpital, les heures s'égrènent au rythme des nouvelles admissions. La femme, elle a fait une malaise. Hier soir, elle est venue déjà. Elle a fait une malaise, elle revient. On va faire un bilan du sang pour elle. Et on va lui donner quelques médicaments maintenant. Le changement d'équipe vient tout juste de s'effectuer que déjà celle-ci doit répondre à un premier appel. Un homme est en détresse sur un sentier d'un parc bordant la rivière de Saigon. Contrairement à la nuit dernière, la circulation est fluide dans cette journée du 1er de l'an. Ho Chi Minh-Ville se remet lentement des excès de la veille. Mais les ambulanciers disposent de peu d'informations sur l'endroit exact où ils doivent se diriger. Après avoir contacté l'hôpital en cours de route, le docteur Nguyen Tan Binh réussit à trouver le lieu. Le docteur se dirige au pas de course vers le blessé qui gît au sol. L'homme a fait une mauvaise chute alors qu'il courait. J'étais en train de courir, puis j'ai fait un bond vers la gauche et j'ai entendu un craquement. Je me suis douté que c'était grave. Avez-vous mal à l'abdomen?
Non, seulement ici. Mais je crois que je me suis étiré un muscle quand je suis tombé. Et le coup? Rien au cou. Quand je bouge la jambe, j'entends un bruit et je sens que quelque chose se déplace. La douleur l'empêche de se dresser sur ses jambes. Le médecin le rassure. Une piqûre de morphine va calmer la douleur et faciliter le transport jusqu'à l'ambulance. Un examen au rayon X révèle que la blessure est sérieuse. En fait, la jambe est fracturée. On peut clairement voir une dislocation ici et une fracture du fémur. Le problème principal se trouve ici. La dislocation a aggravé la blessure. Ça a causé des conséquences plus bas. C'est une blessure sévère du genou. L'hôpital franco-vietnamien d'Ho Chi Minh Ville n'est pas le plus gros établissement hospitalier de cette métropole. Il jouit cependant d'une excellente réputation auprès des étrangers et des citadins en assumant son rôle complémentaire au réseau public de santé du pays. La fête du Tet va s'étirer sur quelques jours encore avec son lot de malades, de blessés et d'accidentés. Pour le chef de service, le docteur Ai, et l'ensemble du personnel des urgences, il n'y aura pas de répit. Le Vietnam a remporté le titre de dragon de l'Asie. Ce surnom lui vient peut-être des 1000 feux qui brillent sur la cité la plus populeuse de tout le pays. Un dragon, à l'image des services d'urgence de la ville, prêt à bondir à tout moment pour porter secours à ceux et celles qui en ont besoin. À Ho Chi Minh Ville ou Sydney, le soleil se lève sur un nouveau jour. Une nouvelle année remplie d'espoir et d'inquiétude, dans un monde où des hommes et des femmes envisagent le pire pour permettre à leurs semblables d'espérer le meilleur. Buenos Aires, capitale politique et économique de l'Argentine. Édifices coloniaux, large avenue, tango, son élégance lui a valu le surnom de Paris de l'Amérique du Sud. Mais à l'ombre des beaux quartiers, la misère. 250 000 personnes s'entassent dans plus de 1000 bidonvilles de béton sans service public. C'est pourquoi des militants ont décidé de mettre sur pied un service ambulancier communautaire et politiquement engagé. Valéria Chaparro, citoyenne d'un bidonville et infirmière de métier, monte dans l'ambulance 5 jours par semaine pour porter assistance à ses dizaines de milliers de voisins. À l'autre bout du monde, nous voici à Mumbai, le cœur commercial de l'Inde. Cette mégapole des extrêmes, que l'on appelait jadis Bombay, est la ville la plus peuplée de ce gigantesque pays. La moitié de ses 18 millions de citoyens vivent dans des bidonvilles où les conditions d'hygiène et de vie sont médiocres. Les maladies respiratoires, diarrhéiques, la malaria ou la tuberculose sont fréquentes. C'est dans ce contexte insalubre et de grandes souffrances humaines que les équipes d'AmbuCare sont appelées à intervenir. Ces ambulanciers nous intègrent à leur équipe d'urgence. La journée commence dans ce qu'on appelle froidement la Villa 1114, reconnue pour être la plus violente de Buenos Aires à cause des trafiquants de drogue qui s'y trouvent. Le taux de criminalité des bidonvilles est près de 6 fois plus élevé qu'ailleurs dans la ville. Si bien que l'armée y fait une surveillance étroite. Les militaires y patrouillent régulièrement. Les ambulances d'État refusent d'y entrer. Ce bidonville de 0,34 km², où s'entassent 53 000 personnes, ne ressemble en apparence aucunement à ceux de Mumbai. Valéria, qui habite ce quartier pauvre depuis 21 ans, loge non pas dans une maison de tôle, mais dans un bâtiment de béton qui compte 4 étages.
Tous ces immeubles enchevêtrés ont été construits par les résidents eux-mêmes, sur des terres qu'ils ont commencé à squatter dans les années 1950, à l'occasion d'un vaste mouvement de migration vers la ville, afin d'échapper à la pauvreté des campagnes. Bonjour. Comment ça va? Ici, l'État ne fournit rien. Pas d'eau et pas d'électricité. Les résidents se raccordent illégalement sur le réseau électrique et l'aqueduc, en plus de boire de l'eau embouteillée et d'utiliser des bonbonnes de gaz propane. L'infirmière ambulancière est connue de tous. Son engagement à soigner les gens de sa communauté fait en sorte qu'elle est grandement appréciée. Quand elle se promène ainsi, il n'est pas rare qu'on lui offre des cadeaux ou de la nourriture. Bonjour les garçons. Salut Gallo. Notre ambulance rend hommage à la lutte de Che Guevara et au travail du père Carlos Mujica, le défenseur de la villa. Ce sont des héros pour nous et on tente de s'inspirer d'eux. C'est pourquoi on a décidé de mettre leur visage sur notre ambulance. Carlos Mujica est un prêtre argentin tué en 1974 en raison de son engagement auprès des habitants des bidonvilles, que l'on appelle ici des villas miserias. Cet assassinat politique n'est pas un cas isolé en Argentine. Valeria et ses collègues se préparent à se rendre sur les lieux d'une manifestation organisée en l'honneur de 2 des leurs, qui sont aussi tombés sous les balles il y a quelques années. Ils s'attendent à de la répression policière, donc à des blessés. On va se préparer pour aller à la manifestation. Monte avec moi. Il manque de l'alcool antiseptique. Il faut aller en chercher. Parfait. Le tensiomètre est de l'autre côté. On est prêt. Les soignants ne partent pas seuls. Ils sont accompagnés d'hommes qui assureront leur sécurité. Les risques sont bien réels. Mon équipe est formée de mon collègue Amilcar, qui est brancardier et chauffeur de l'ambulance, et de ma collègue Grimette, qui est infirmière. Elle va nous accompagner à cette manifestation. Elle nous est d'une grande aide lors de ce type d'événement. Dès l'arrivée de l'ambulance, Valeria et son équipe doivent intervenir. Des manifestants qui se sentent mal se succèdent dans l'ambulance. Les habitants des villas sont reconnus pour avoir de nombreux problèmes de santé. Diabète, hypertension artérielle et dépendance de toutes sortes. Les professionnels vérifient les signes vitaux pour s'assurer que les citoyens n'ont rien de grave. Pour l'heure, aucun transport à l'hôpital n'est nécessaire. Les manifestants forment une chaîne humaine pour démontrer qu'ils font front uni. Un signe sans équivoque de leur solidarité dans la poursuite de la lutte entamée par leurs compatriotes assassinés. En 2002, en pleine crise économique, 2 jeunes de 21 et 22 ans qui militaient dans un mouvement de chômeurs ont été froidement abattus par des policiers qui, depuis, ont été condamnés à la prison à vie. C'est une marche en l'honneur de Dario Santillan, qui a été tué il y a 17 ans pour avoir défendu les droits du peuple. La tension monte. Les forces policières ont installé une imposante barrière de métal pour empêcher les manifestants de se rendre jusqu'au centre-ville, leur destination finale. La police anti-émeute est dépêchée sur le terrain. C'est très important d'avoir des ambulanciers sur place.
Actuellement, la manifestation ne se déroule pas aussi pacifiquement que prévu. Il y a une force répressive en cours. Les policiers pourraient lancer des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc sur les manifestants. Alors, grâce à la présence des ambulanciers, on peut garantir la sécurité de nos compagnons et réagir rapidement en cas de blessure. Dans ce brouhaha, une jeune femme se présente aux ambulanciers dans une grande souffrance. Étendez-vous ici. Étendez-vous. Tranquillement. Rien à voir avec de possibles actes de violence liés à l'événement. La manifestante éprouve des douleurs abdominales intenses. Aux abords de la mer d'Arabie, Mumbai, capitale économique et symbole de l'émergence de l'Inde, se réveille. Ville de contraste par excellence, l'extrême richesse côtoie la pauvreté tout aussi démesurée. On estime que dans très peu de temps, cette mégalopole sera la municipalité la plus peuplée du monde. Tous les jours, près de 1000 nouvelles personnes s'y établissent, dans le but de fuir la pauvreté des régions rurales. Mais une grande proportion d'entre elles ne trouvent d'autres endroits où habiter que les bidonvilles. Comme ici, à Ganpat Patil Nagar, communément appelé Naya Dharavi, le deuxième plus grand bidonville de la municipalité. Selon les plus récentes estimations, 50 000 personnes s'entassent sur ce petit territoire d'environ 500 mètres carrés d'anciens marécages. Ici, des rues sont si étroites qu'aucune ambulance ne peut circuler. Bonjour, les ambulances Ambucare? Cela n'empêche pas les professionnels d'Ambucare, une compagnie privée de transport médical, de s'y rendre. Un service humanitaire. Vous appelez pour une ambulance? Je vous transfère au docteur Samir qui s'occupe des opérations. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour, quelle est votre adresse? Ambucare se spécialise dans le transport de patients souffrant de problèmes cardiaques et respiratoires, les deux problèmes de santé les plus répandus à Mumbai. Un service que, normalement, seuls les Indiens ayant un assez bon revenu peuvent se payer. Les autres, moins bien nantis ou pauvres, comme les résidents des bidonvilles, doivent faire appel aux services d'ambulance publics et gratuits. Mais l'État ne dispose que de 93 ambulances à Mumbai. C'est trop peu pour une aussi grande population. Des appels d'urgence restent donc souvent sans réponse. Ou encore, la qualité des services est médiocre. Une étude a déjà avancé que seulement 4% du personnel ambulancier a une formation adéquate pour faire ce travail. Par conséquent, les entreprises privées d'ambulances pullulent, à un point tel qu'il est même impossible de les dénombrer. Bien qu'Ambucare soit une compagnie privée, elle s'est donnée comme mission sociale d'aider, quand elle le peut, les 9 millions d'Indiens qui vivent dans les bidonvilles tentaculaires de Mumbai. En Inde, en cas d'urgence, on peut composer le 108 pour appeler une ambulance du système public, mais il n'y a pas toujours de véhicules disponibles et les normes ne sont pas très rigoureuses. Sinon, on peut aussi faire appel à une compagnie privée comme la nôtre, qui possède des ambulances de qualité et offre un bien meilleur service. Ce matin, les docteurs Jay et Pradip viennent saluer les habitants de Ganpat Patil Nagar, où ils sont parfois appelés à intervenir. Ici, l'espérance de vie ne dépasse pas 60 ans. Les problèmes de santé sont nombreux et les lieux difficiles d'accès. Les patients ici vivent dans des conditions d'extrême pauvreté et ils n'ont pas facilement accès à de l'eau potable. Alors ils souffrent de déshydratation ou de diverses conditions liées au manque d'hygiène. L'eau ne peut pas être bue directement car elle est contaminée.
Alors c'est la cause de la majorité des maladies dont les gens souffrent ici. Les habitants du bidonville n'ont aucune idée du danger qui les guette en raison des maladies. Ils ignorent les signes avant-coureurs. Ils croient que leurs symptômes ne sont pas graves, qu'ils souffrent de simples problèmes digestifs. Mais cela peut être le signe de problèmes cardiaques plus graves. Les gens ne sont pas au courant de ça ici. L'ambulance ne peut pas passer dans cette ruelle, car elle est beaucoup trop étroite. Il faudrait qu'elle soit plus large pour que le véhicule puisse passer. C'est ce qui cause autant de problèmes. Si un patient doit se rendre à l'hôpital, il faut 2 ou 3 personnes pour la transporter jusqu'à l'ambulance. Abdoul Magnan, un père de famille qui vit ici depuis 15 ans, est rassuré de savoir que les résidents du bidonville ne sont pas oubliés par une entreprise de transport privé d'urgence comme Ambucare. Il ne sait que trop bien ce que cela signifie de devoir se débrouiller seul quand une personne aimée est très malade et a besoin d'être transportée à l'hôpital. Lorsque ma seconde fille est tombée malade, ça a été très difficile pour nous. Un matin, alors que je revenais du travail, vers 10 heures, j'ai dû la transporter sur mes épaules pour la sortir de la maison et l'amener jusqu'à l'hôpital à bord d'un petit rickshaw. Elle a été hospitalisée pendant près d'1 semaine. Elle souffrait de la tuberculose. Alors on lui a donné des médicaments et maintenant elle va bien. Les ambulances Ambucare, ici le docteur Pradip. D'accord, monsieur, d'accord. Pouvez-vous me donner vos coordonnées? On y sera dans 15 à 20 minutes. D'accord, monsieur. Un appel d'urgence en provenance d'une famille établie plus loin dans le bidonville vient d'entrer. L'équipe se met tout de suite en route. À Buenos Aires, en Argentine, la manifestation des citoyens des bidonvilles se poursuit. La tension est vive. La police anti-émeute est prête à intervenir. Au même moment, l'équipe de Valeria Chaparro est déjà à l'œuvre, auprès d'une femme qui souffre de douleurs à l'abdomen. Couchez-vous, restez calme. Calmez-vous, ça va mieux se passer si vous restez calme. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux de la manifestation, une femme ne se sentait pas bien. Ma collègue est en train de l'examiner pour voir si on doit la transporter à l'hôpital ou si elle peut lui donner un médicament pour calmer ses douleurs à l'estomac. La femme est transportée vers un hôpital public où les ambulanciers espèrent qu'elle sera prise en charge rapidement. Valeria, elle, reste à la manifestation sans véhicule pour prodiguer, comme elle le pourra, les premiers soins, si cela s'avère nécessaire. Je suis restée ici pour veiller sur la manifestation avec des collègues secouristes. Amilcar est parti en ambulance pour reconduire 2 patientes à l'hôpital. Une femme enceinte avec des douleurs abdominales qui doit passer une échographie d'urgence, puis une jeune fille avec des douleurs aiguës au niveau de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle un code rouge. Alors, on l'a envoyé à l'hôpital le plus près. L'Argentine possède un système de santé complexe et fragmenté en 3 parties. Un secteur privé, haut de gamme, qui ne dessert que 10% des Argentins, les plus nantis. Un système public gratuit pour tous, mais dénoncé pour son inefficacité. Et finalement, ce que l'on appelle ici les obras sociales, un système hybride combinant public et investissement patronal et salarial, géré par les syndicats. Les esprits s'échauffent.
L'hostilité est palpable. Valeria demande des renforts pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement. D'autant plus qu'il y a sur place beaucoup de femmes avec de jeunes enfants. Il semble qu'une répression policière se prépare. Les autres ambulanciers sont aux aguets. Si jamais ça se produit, les 6 ambulances de la coopérative vont se rejoindre ici. Un code d'alerte sera déclenché, car une seule ambulance n'est pas suffisante pour prendre en charge autant de gens en cas de répression. Les manifestants ont décidé de ne pas forcer la clôture de sécurité. La marche se termine heureusement sans blessés, mais aussi sans réponse aux doléances des citoyens des bidonvilles, qui réclament notamment de meilleures conditions de vie. Valeria est de retour au Galpón, le quartier général du collectif Corriente Villera Independiente, une coopérative créée en 2014 par des habitants des villas, exaspérés par le laxisme du gouvernement qui acceptait le refus des ambulanciers de se rendre dans le bidonville. Il aura fallu que des résidents de la villa fassent une grève de la faim de 54 jours pour sensibiliser les politiciens à leur misère. Il peut y avoir des problèmes avec le pouvoir populaire si nous perdons ça de vue. Cet après-midi, des employés et des bénévoles sont réunis pour organiser les services à la Villa 1114, là où les ambulanciers de l'État refusent généralement de se rendre en raison des risques d'attaque, mais aussi des rues labyrinthiques et souvent trop étroites pour y faire circuler un véhicule. Il y a 6 ans, les élus de Buenos Aires nous ont donné de l'argent pour acheter une ambulance. Ils espéraient faire cesser la grève de la faim parce que la Coupe du monde de football approchait à grands pas. Avec cet argent, on a acheté 3 ambulances et on ne s'est pas contenté d'un véhicule par quartier. On a instauré le service et on a obtenu la formation nécessaire pour devenir des travailleurs de la santé. On est devenu secouriste, infirmier ou ambulancier, puis on a mis en place un service de meilleure qualité que celui du réseau d'ambulances de Buenos Aires. Les ambulances sont ce dont nous avions le plus besoin. Depuis sa fondation, l'organisme a mis sur pied plusieurs autres services, dont une cafétéria, qui aide à financer le coût des services ambulanciers. Je vais aller voir mes cuisinières préférées. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Du riz au poulet. Pour combien de personnes cuisinez-vous? 300 personnes. Elle cuisine pour 300 personnes. Il y a beaucoup de monde qui vient manger ici. Elle prépare de la nourriture pour tous nos collègues de la coopérative, mais aussi pour des gens dans le besoin qui n'ont pas à manger. Clinique médicale permanente et itinérante, visite à domicile, cours de premiers soins, l'organisation a mis en place un réseau de santé parallèle pour les plus démunis. Ceux et celles qui s'entassent dans le bidonville. Ouvre la bouche. C'est ça. C'est bien, ma chérie. La coopérative gère également un service de sécurité incendie. Dans ce département aussi, la famille de Valeria est totalement investie. Lui, c'est Rodrigo, mon fils aîné. Il est pompier au sein de la coopérative. Ils doivent arriver très rapidement sur les lieux lorsqu'il y a un incendie dans le quartier. Je suis très fière qu'il soit ici. Je ne l'ai pas poussé à devenir pompier. C'est vraiment sa décision. Dans ma famille, on aime aider les gens sans rien demander en retour et faire preuve de générosité envers tout le monde autour de nous. Ma mère m'a appris à être serviable et humble. C'est ancré en moi. Alors j'aime beaucoup être pompier parce que j'aime aider les gens. C'est ce qui me comble dans la vie. Le service ambulancier du collectif, qui comprend 6 véhicules, ne reçoit aucune aide de la part de l'État. Tout est financé par le collectif, notamment le salaire des 12 ambulanciers. L'organisme est parvenu à trouver d'autres sources de revenus. Loterie, festivals, vente de nourriture ou encore plus rentable,
vente de gaz propane, qui, à certains égards, remplace l'électricité. On va aller faire le plein avant d'aller chercher la patiente. On pourra ensuite se rendre dans son quartier. Les ambulances du collectif sont pratiquement aussi bien équipées que les véhicules étatiques, mais ne possèdent pas de défibrillateur, faute de moyens financiers. Par ailleurs, contrairement aux services publics officiels du pays, il n'y a pas de médecin dans l'équipe. Vous pouvez l'aviser qu'on se dirige vers son domicile? Valeria et ses collègues s'apprêtent à transporter une jeune femme handicapée de chez elle à un centre de réadaptation. À Mumbai, en Inde, l'équipe d'AmbuCare procède à une intervention d'urgence dans le deuxième plus grand bidonville de cette mégalopole. Une dame âgée a été retrouvée inconsciente, gisant sur le sol de sa maison. Une proche de la victime attend les professionnels à un coin de rue, où l'ambulance peut se rendre. Le conducteur doit être d'une extrême vigilance pour ne pas écraser les enfants qui surgissent de partout. Impossible pour le véhicule d'approcher davantage en raison de l'étroitesse des voies. Le reste du trajet se fera donc à pied. Heureusement que la voisine de la malade est là pour guider le médecin dans ses méandres de ruelles pour se rendre au bon endroit. Ici, dans le bidonville, aucune des dizaines de milliers de maisons n'est identifiée par une adresse. Ouvrez vos yeux. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pouvez-vous ouvrir la bouche? Dites « Ah » et ouvrez vos yeux doucement. La dame souffrante est couchée dans l'une des deux pièces de sa minuscule maison où vivent les 5 membres de sa famille. Une fois que les autres membres de l'équipe ont stationné le véhicule à un endroit sécuritaire, le préposé apporte une civière souple qui facilitera le transport de la dame. Les lieux sont tellement accidentés avec des cailloux un peu partout et des ordures qui jonchent le sol qu'il est pratiquement impossible d'y faire rouler une civière. La patiente a des antécédents de crise de convulsion et elle a eu un épisode plus tôt dans la journée. Elle a souvent fait des chutes assez graves. Elle est tombée environ 1 heure avant notre arrivée. En ce moment, elle est un peu étourdie. Elle suit nos indications, mais elle ne parle pas beaucoup. Il est probable que son taux de sucre soit bas et qu'elle souffre d'hypoglycémie. Il va falloir faire des vérifications. En Inde, bien souvent, la solidarité compense le manque de ressources. Les proches de la malade et des voisins aident l'équipe d'urgence à transporter la dame de chez elle jusqu'à l'ambulance. Bien qu'elle soit très pauvre, la dame est transférée dans un petit centre de santé privé. Pas question d'aller dans le réseau public où les hôpitaux manquent de tout, de lits, d'équipements et même de médicaments. Le pays n'investit qu'1% de son produit intérieur brut dans le système de santé publique, l'un des taux les plus bas au monde. Au Canada, c'est 11 fois plus. Par conséquent, la corruption est endémique. Il arrive que des membres du personnel demandent de l'argent pour traiter en priorité certains patients. En Inde, le système hospitalier en est un à 2 vitesses. Entre les hôpitaux privés ultramodernes et les établissements publics délabrés et surpeuplés, il y a de tout.
Sa tension artérielle et son taux d'oxygène étaient au plus bas lorsque nous sommes arrivés. En ce moment, son taux d'oxygène s'est amélioré et sa tension artérielle est normale. Mon travail en intervention d'urgence consiste à déplacer les patients. Je dois aller chercher le patient, peu importe où il se trouve, pour l'amener à l'établissement de santé le plus proche. Actuellement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour cette patiente. C'est aux médecins de l'hôpital de prendre le relais et de faire ce qu'ils ont à faire. Malgré l'abondance d'établissements de santé, encore aujourd'hui, 500 millions d'Indiens, 13 fois la population entière du Canada, ne sont couverts par aucune assurance médicale. Ce sont les plus démunis du pays, qui bien souvent habitent dans les bidonvilles qui ne cessent de croître. À Buenos Aires, en Argentine, Valeria et son équipe se rendent à l'appartement d'une jeune amputée dont ils assurent le transport jusqu'à la clinique de réadaptation. Le personnel du collectif Corriente Villera Independiente connaît le labyrinthe du bidonville comme le fond de sa poche. Et fort heureusement. Car ici, dans le bidonville le plus peuplé de Buenos Aires, il n'y a pas d'adresse officielle. Les citoyens ont créé un système pour identifier du mieux qu'ils peuvent les rues, les ruelles, les passages et les maisons. Mais avec l'expansion erratique de l'endroit, le système d'identification peine à garder sa logique. Allô, comment allez-vous? Dans ce quartier, on retrouve ce qu'on appelle des manzanas, c'est-à-dire des pâtés de maison séparés par d'étroites ruelles. Ils sont tous numérotés. Ici, c'est le 22 et là, le 23. C'est comme ça qu'on arrive à se retrouver. Ici, c'est la manzana 17, donc par là, ça doit être la 18 ou la 19. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours un étroit passage entre les deux. Jessica a subi une triple amputation à la suite d'un accident de train. Grâce à l'aide des ambulanciers communautaires, elle peut se rendre 2 fois par semaine à sa séance de réadaptation. On va te transférer sur la civière, d'accord? 1, 2, 3. La jeune femme a rendez-vous dans une clinique publique de réadaptation où elle n'aura pas à débourser pour ses traitements. Près du tiers de la population de l'Argentine, c'est-à-dire les foyers à faible revenu, bénéficient du système de santé publique, soit 15 millions de personnes sur une population de 44 millions. Je pourrais prendre le transport collectif, mais c'est compliqué. Je ne peux pas y aller seule. Il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Valeria et son équipe de professionnels communautaires de la santé sont donc bien plus que des ambulanciers. Ils sont pour les résidents de la Villa 1114 de véritables anges gardiens. Ce matin, à Mumbai, en Inde, le personnel ambulancier va ramener chez elle une patiente diabétique de 85 ans qui a reçu les soins nécessaires à la suite d'infections pulmonaires et urinaires. Chaque jour, Ambucare effectue entre 25 et 35 transports de patients payants. Les profits sont nécessaires pour investir un pourcentage des revenus dans le transport humanitaire des plus pauvres de la ville qui habitent les bidonvilles. Le docteur Samir et moi-même sommes des experts en transport d'urgence. Notre travail consiste à transporter les patients de façon sécuritaire. Notre équipe comprend 4 personnes, dont un chauffeur et une infirmière. Le docteur Samir se spécialise dans la respiration artificielle. Il s'occupe donc des différents appareils de ventilation. On lui a retiré le respirateur artificiel de l'hôpital et on l'a remplacé par celui de l'ambulance pour la déplacer.
l'octogénaire quitte une clinique où elle a été traitée. Même si le centre de santé est privé, ici, pas d'ascenseur et des couloirs étroits. Les infirmières donnent même un coup de main pour transporter la patiente jusqu'à l'ambulance. Bien qu'aucune vie ne soit en danger, les gyrophares et la sirène fonctionnent à plein régime pour se frayer un chemin dans cette circulation trop souvent infernale. Les conducteurs ont très peu de respect pour les ambulances, à tel point que la vitesse moyenne de ces véhicules d'urgence est d'à peine 15 km à l'heure. Un patient sur 10 meurt dans l'ambulance, avant même d'arriver à l'hôpital. Cette patiente fait partie de la classe moyenne supérieure. Sa maison n'a donc rien à voir avec celle d'un bidonville. Mais sans le savoir, cette femme est désormais liée aux citoyens les plus pauvres des plus pauvres. En payant sa facture de transport ambulancier, elle finance en partie le transport humanitaire. La patiente n'est plus dans un état critique, alors on l'a transférée jusqu'à sa résidence. Elle est encore sous respiration artificielle. Puis-je vous appeler en cas de problème? Oui, je ne suis pas loin. En cas d'urgence, n'hésitez pas à m'appeler. Puisque les médecins, préposés et conducteurs enchaînent les quarts de travail sans pouvoir retourner chez eux, ils partagent un appartement où ils peuvent se détendre entre deux appels. On travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains docteurs ont des quarts de travail de 12 heures. Pour d'autres, c'est des quarts de travail de 24 heures. On essaie de se relayer pour prendre soin des patients. C'est en 2001 que le docteur Bimal et ses associés ont fondé l'entreprise, à la suite d'une expérience personnelle douloureuse. Leur but, offrir des services de transport ambulancier performants, et ce, même pour les plus démunis, qui vivent dans les bidonvilles. Car de leur point de vue, peu importe le statut social, la perte d'un proche fait toujours profondément mal. Davantage encore quand la vie aurait pu être sauvée avec des services médicaux adéquats. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai reçu un appel de ma famille. Mon père venait de subir un infarctus du myocarde, une crise cardiaque très grave, dans mon village natal. Malheureusement, il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. J'ai alors décidé de mettre en place un service de transport d'urgence efficace. Notre travail consiste à sauver des vies et on se donne à 100% pour chacun de nos patients. Chaque patient est important, qu'il soit riche ou pauvre, et chaque urgence est traitée avec la plus grande considération. On est tous des humains, et chacun est traité de la même façon lorsque vient le temps de répondre à une urgence et de sauver une vie. Alors c'est comme ça que tout a commencé. Ce matin, l'infirmière Valeria Chaparro, mère de famille de 37 ans, sillonne les rues de la Villa 1114 dans la capitale argentine avec ceux que l'on appelle des sauveteurs communautaires. Des bénévoles bienveillants qui veillent tout simplement au bien-être des plus démunis des démunis. Puisqu'il n'y a pas d'appel d'urgence ni de transfert à effectuer, l'équipe va à la rencontre des citoyens pour s'assurer que tous vont bien, car une très large proportion d'entre eux vivent dans le dénuement le plus total. Depuis quelques années, l'inflation est galopante en raison d'une grave crise économique qui gangrène le pays. Le prix des matières de base, dans certains cas, a augmenté de près de 50% en peu de temps.
Moi, personnellement, je ne considère pas qu'on vive dans la misère. En ville, ils appellent cet endroit Villa Miseria, parce que les gens viennent ici lorsqu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est impossible de trouver un logement abordable à Buenos Aires. Alors, ils s'installent ici par nécessité, en attendant des jours meilleurs. Ils veulent seulement travailler et avoir un endroit où dormir et se reposer. Je ne crois pas qu'on puisse qualifier ça de misère pour autant. Les conditions dans lesquelles vivent de nombreux résidents du bidonville sont précaires, favorisant du coup des conditions de santé fragiles. Valeria et son équipe se rendent d'ailleurs chez une dame âgée qui doit être transférée à l'hôpital. Sur la route, plus de risque d'attaque. Mais au tout début du collectif, quand tous les résidents n'étaient pas informés de la création de services ambulanciers communautaires, des professionnels ont été agressés. Au début, des résidents nous ont intimidés pour qu'on ne vienne plus à la villa. Je me suis même retrouvé avec un fusil sur la tempe. On leur a bien expliqué ce que nous faisions. Ils ont fini par comprendre. Et maintenant, tout va bien. On peut aller et venir sans problème. La femme, qui vit dans une petite maison sommaire de 2 minuscules pièces, a de la difficulté à marcher. Bonjour, comment allez-vous? Allons-y. Elle doit recevoir des traitements dans le but de soigner son diabète et les conséquences physiques d'un accident cardiovasculaire. L'aînée est si faible qu'elle ne peut se déplacer seule pour obtenir des soins. Ce jeune homme est vraiment serviable. Il ferme les lumières et verrouille la porte pour moi. Des choses que j'aurais de la difficulté à faire toute seule. Il n'est pas obligé de faire tout ça. Un autre ambulancier pourrait très bien dire que ça ne fait pas partie de son travail. Pour elle, les services ambulanciers communautaires, dont le personnel agit avec humanité et gentillesse, sont une réelle bénédiction. La clinique où je reçois des soins offre habituellement un service de transport aux patients. Mais pas pour ceux qui habitent la villa. Ils ne veulent pas venir ici. Ils ont peur de venir jusqu'ici. La dame est transférée dans une clinique publique. À sa sortie, elle pourra compter sur le personnel de la coopérative, qui s'assurera qu'elle récupère bien. Travailler pour la coopérative est vraiment différent. Les ambulanciers de l'État transfèrent les patients à l'hôpital, puis leur travail est terminé. Pour nous, ce n'est pas la même chose, car ce sont nos voisins. Si on conduit un patient à l'hôpital et qu'on le croise quelques jours plus tard dans le quartier ou qu'on passe devant chez lui, on a envie de s'assurer que tout va bien et qu'il n'a besoin de rien. Les patients nous appellent personnellement pour vérifier leur pression. Alors, c'est très différent. Pour le collectif Corriente Villera Independiente, combattre la solitude et l'isolement fait partie d'une vision globale de santé publique. De retour dans la capitale économique de l'Inde. Bonjour les ambulances en Bucaire. Que puis-je faire pour vous? D'accord. Quand voulez-vous transférer le patient? D'accord. On arrive dans une quinzaine de minutes. Quelle est la condition du patient? D'accord. Il est tôt le matin et le personnel d'Ambucare ne cesse de recevoir des appels de demande de transport pour entrer à l'hôpital ou en sortir. Des patients qui ont des ressources financières. Ambucare a non seulement de l'équipement dans ses ambulances, mais aussi des employés adéquatement formés pour le manier, contrairement aux services publics. Une étude publiée en 2004 a démontré que le tiers des transports par ambulance gouvernementale se fait sans aucun personnel diplômé en soins d'urgence.
Ce matin, aucun résident malade des bidonvilles ne demande l'assistance de la compagnie de transport privé, bien que des milliers de nouveaux cas de fièvre typhoïde et de diphtérie sont répertoriés chaque jour. Abdul vient rendre une courte visite à un voisin atteint de fièvre afin de s'assurer qu'il n'a pas besoin d'aide. L'homme, qui n'est couvert par aucune assurance, n'a pas les moyens de se payer des soins dans un hôpital privé et possède encore moins d'argent pour s'y rendre en ambulance. Les millions d'Indiens, comme Abdul et sa famille, qui s'entassent dans des maisons de fortune construites sur d'anciens marécages, s'organisent comme ils le peuvent pour combler leurs besoins de base afin de rester en vie. Il n'y a pas d'électricité ici. Alors on ne peut pas utiliser de système de filtration de l'eau. Malheureusement, les gens ne prennent pas la peine de faire bouillir l'eau. Ils la boivent telle qu'elle. Alors les gens tombent malades et développent des infections. Les conditions d'hygiène sont plutôt mauvaises, et ce n'est pas tout le monde qui a des toilettes à la maison. En fait, seulement ceux qui ont construit de nouvelles habitations récemment ont prévu une pièce séparée pour faire leurs besoins. Il n'y en a pas chez nous. Alors, tous les matins, il faut aller aux toilettes publiques, plus loin, et faire la file. On peut rester là 1 ou 2 heures chaque jour. Une large proportion des citoyens de Ganpar Patil Nagar sont des Dalits, ce que l'on appelait jadis des intouchables. Des hommes et des femmes au sous-sol de l'échelle sociale, des hors-castes. Bien que l'égalité de tous les Indiens ait été proclamée en 1950, cette division traditionnelle de la société hindoue perdure dans les mentalités. On ne peut pas se permettre d'habiter ailleurs. On n'en a pas les moyens. Ça coûte entre 5 000 et 6 000 roupies par mois pour louer une petite maison et environ 50 000 roupies pour le dépôt de garantie. Alors c'est trop cher pour nous. C'est pour ça qu'on ne va pas vivre ailleurs. Abdul et sa famille sont musulmans. Mais comme de nombreux Dalits, ils bénéficient d'un très mince revenu. Environ 10 $ par mois, alors que seulement pour avoir de l'eau, ils doivent payer 1 $ par jour. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans les mêmes conditions que nous. J'espère qu'ils auront une meilleure vie. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un et de sortir ma famille du bidonville pour les amener dans un bel endroit. Qu'ils travaillent pour une entreprise privée, dont le but avoué est de faire des profits, ou pour une coopérative fondée explicitement pour venir en aide aux citoyens les plus démunis, les ambulanciers qui œuvrent dans les bidonvilles ont à cœur le bien commun et estiment que des services de santé de qualité sont un droit humain fondamental. Car la vie d'une personne, riche ou pauvre, demeure une vie. On sauve de nombreuses vies. Le moment que je préfère, c'est quand le patient arrive sur son lit d'hôpital, qu'on explique aux médecins ce qui s'est passé et qu'ils nous disent qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. C'est très satisfaisant pour nous. J'ai décidé de devenir infirmière et ambulancière parce que j'aime aider mon prochain. C'est une véritable vocation. Je considère qu'on fait un travail humanitaire en aidant les autres. Sauver une vie est toujours un moment de bonheur. Quand on arrive à faire ça, à sauver un patient, c'est vraiment un grand moment de satisfaction. Cotonou, capitale économique du Bénin en Afrique de l'Ouest. L'un des plus petits pays du continent, considéré comme l'un des plus stables politiquement, mais aussi l'un des moins développés de la planète. Mais la circulation y est chaotique. Les accidents de la route sont innombrables, plus de 3000 par année. La moitié de toutes les tragédies routières au pays. Un problème de santé publique majeur. Romaric Guabidi et Frédéric Adbotro, 2 membres du groupement national des sapeurs-pompiers du pays, responsables des secours routiers, sont en première ligne.
Sur un autre continent, en Asie, la capitale de la Thaïlande, Bangkok, est également aux prises avec un grave fléau d'accidents de la route. 23 000 personnes meurent chaque année sur le réseau routier de ce pays du sud-est asiatique. Ce qui en fait la deuxième nation au monde, après l'Iran, où les routes sont les plus meurtrières. Les services d'urgence sont donc tenus en haleine 24 heures sur 24. L'ambulancier d'expérience sur Afol Ponket, que ses collègues surnomment Noi, est de ceux et celles qui se consacrent à sauver la vie de conducteurs et de passagers blessés. Il nous intègre à son équipe d'urgence. Le petit matin se lève sur Cotonou, la principale ville du Bénin, l'un des nombreux pays autrefois colonisés par la France. Si sur la mer Atlantique qui borde la partie sud de l'agglomération, tout semble encore bien calme, sur les routes, c'est déjà l'anarchie. Plusieurs facteurs contribuent à faire des artères de véritables nids à embouteillage et des cimetières à ciel ouvert. Feux de circulation en panne ou tout simplement absent, non-respect du code de la route, incivilité, conduite sous l'effet de l'alcool et réseau routier déficient. 55% des routes nationales sont encore faites de terre, sont cabossées et se remplissent d'eau à la moindre averse. Et le parc automobile est âgé. 30% des voitures ont plus de 16 ans d'usure. Romaric Guabidi et Frédéric Agbotro commencent régulièrement leur quart de travail par un entraînement. La fréquence et l'intensité des interventions exigent des 1050 membres de l'escouade, disséminés partout au pays, une condition physique irréprochable. Les équipes peuvent avoir à répondre jusqu'à 15 appels tous les jours pour des accidents routiers. Donc, pour garder la pleine forme et pouvoir aller sur les interventions, nous devons chaque fois nous entraîner physiquement. Ici, c'est l'armée, dans le sens propre du terme. Le corps des sapeurs-pompiers est une unité militaire incluse dans l'armée de terre béninoise. En plus de combattre les incendies, Romaric Guabidi, Frédéric Agbotro et leurs collègues ont aussi le mandat d'être les premiers répondants lors d'accidents de la route. Sauver ou périr est leur devise. C'est avec des chants de guerre que se termine l'entraînement de ces militaires ambulanciers africains. Quand nous le prenons en cœur, ça nous donne la force, le courage de vaincre le feu partout où il se déclenche, de pouvoir répondre physiquement sur les interventions en sauvetage, en incendie, en secours à victimes et dans les AVP, les accidents de la voie de terre. De la force et de l'énergie, ils en ont bien besoin. Après l'exercice, ils sont de retour sur le terrain, où de nombreux défis les attendent, notamment les imidjans, des mototaxis dont les conducteurs sont vêtus d'un gilet jaune, qui sont la source de nombreux accidents de la route et de la pollution de l'air, de plus en plus problématique à Cotonou, l'une des villes les plus polluées de l'Afrique de l'Ouest. Le Zimidjan, qui signifie littéralement « emmène-moi vite » en Fongbe, la langue la plus parlée au Bénin, est un phénomène social important dans la sous-région ouest-africaine. À Cotonou seulement, on compte près de 100 000 conducteurs de ces mototaxis. Et la quasi-totalité d'entre eux ne connaît pas le code de la route, n'ayant jamais suivi de cours de conduite ou passé un permis. Ils enfreignent souvent les règles les plus élémentaires de sécurité pour pouvoir transporter le plus de passagers en moins de temps possible, afin de réussir à arracher un mince gagne-pain. Ces chauffeurs de moto encaissent moins de 10 $ canadiens par jour. Plusieurs se sont rabattus sur ce travail après avoir perdu leur boulot à cause de crises économiques qui s'enchaînent. Pour le moment, je ne fais rien. J'ai perdu mon boulot et je suis rentré en ZEM. La plupart des gens, des conducteurs moto, taxi-moto, ne connaissent pas du tout le code de la route. Donc c'est ça qui dérange les usagers de la route. Bon, en fait, si on connaît bien le code de la route,
bon, on doit éviter les accidents au moins. Et rien pour aider à la sécurité routière, de nombreux Béninois sont fatalistes et croient que si un accident doit arriver, aucune formation ne pourra le prévenir. Ici, dans cette terre natale du vaudou, certains conducteurs croient que se déplacer avec une amulette est la mesure de sécurité la plus efficace. Ça fait partie des accessoires qu'on peut avoir pour pratiquer le vaudou. Si tu te retrouves dans la circulation et qu'un incident survient, l'amulette permet de te sauver de toute situation. Tu ne comprendras même pas ce qui arrive, mais c'est le vaudou qui agit pour toi. Toutes ces variables réunies font en sorte que plus de 700 personnes meurent sur les routes du pays chaque année et que 6 000 autres se blessent pour une population d'un peu plus de 10 millions d'habitants. Au prorata, c'est 5 fois plus de décès sur les routes qu'au Canada. Nous avons aussi quelques matériels. De retour à la caserne, Romaric vérifie que le peu d'équipement dont il dispose est bien en place et fonctionnel. Les pompiers ambulanciers béninois doivent porter secours à des blessés souvent très graves, sans appareil, sans médicaments et sans médecin à bord. Après le bac, j'ai fait le service militaire qui a duré 1 an. Après ça, j'ai suivi la formation à l'École nationale des sous-officiers à Lanceau. C'est après ça que je me suis incorporé au GNSP, au Groupement national des sapeurs-pompiers. Je suis en train de faire pratiquement 9 ans de service ici. Pompier, j'écoute. Des motocyclistes. Combien de blessés? Un appel d'urgence vient d'entrer. Nous arrivons. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'AVP. C'est un AVP, c'est où? À Ibadan. C'est à Ibadan. Bon, c'est entre quoi et quoi? Des motocyclistes. À l'image de la centrale téléphonique rudimentaire, Romaric et ses collègues devront intervenir non seulement avec peu d'équipement, mais également avec une formation en secourisme de base qui s'est échelonnée sur 5 semaines à peine. À plus de 10 000 kilomètres de la capitale économique du Bénin, Bangkok n'est pas plus sécuritaire que Cotonou pour la conduite automobile. À toutes heures du jour et de la nuit, la circulation est dense et funeste dans cette métropole de 8 millions d'habitants. Conduire exige une bonne dose de courage et d'audace si l'on veut suivre le trafic et survivre, surtout quand on se déplace sur 2 roues. Chaque jour, 66 personnes meurent dans des accidents. Il y a déjà un bon moment que la maisonnée est debout. Noi dort une bonne partie de la journée. Sa maison est située dans le quartier de Bang Pu, en périphérie de la ville. Ses beaux-parents demeurent sous le même toit. Une famille que Noi ne voit pas beaucoup, puisque ses horaires brisés l'obligent la plupart du temps à vivre en marge de la réalité familiale. Avec mon emploi du temps, je ne vois pas souvent ma femme. Quand je travaille de nuit, on ne se voit pas du tout. Alors on se parle au téléphone. C'est plus simple. Noi est ce qu'on appelle un technicien en soins médicaux d'urgence au service d'un groupe privé, la fondation Putek Tong, dont la mission est de porter secours aux blessés. Même lorsqu'il n'est pas en service, le véhicule d'urgence qu'il conduit est stationné devant sa demeure. Quand j'étais jeune, tous les Thaïlandais connaissaient Putek Tong. Quand on voyait passer leur véhicule dans la rue, on était fascinés. On était plus impressionnés par une ambulance que par une Mercedes. C'est comme ça que j'ai eu envie d'aider les autres. Un jour, j'ai appris que la Fondation cherchait des conducteurs et j'ai été l'un des 7 choisis parmi 300 candidats. Je fais ce métier depuis 1995.
C'est dans le quartier chinois de Huahuarat que se trouve le siège de la fondation Puttektong. C'est là que Noi va rejoindre son partenaire, Net, avec qui il fait équipe depuis des années. Grâce à des dons privés, la fondation s'est dotée de tout l'équipement requis pour remplir sa mission. Ambulances, matériel d'urgence, centres d'appel et installations modernes font de ce service un atout indispensable dans cette jungle urbaine qu'est la capitale de la Thaïlande. Tous les ambulanciers peuvent aussi compter sur une armada de 4000 bénévoles répartis partout dans le pays qui peuvent donner les premiers soins en attendant l'arrivée des ambulanciers, souvent coincés dans une circulation infernale. Le quartier général grouille d'activités. C'est le changement de car entre les différentes équipes. Des cars qui s'étalent sur 12 heures, avec une seule journée de repos par semaine. Personne ne s'en plaint et la bonne humeur règne avant le départ des équipes. Le plus souvent, on nous appelle pour intervenir auprès de victimes d'accidents de la route. Il y a aussi des appels pour de l'assistance médicale. C'est très varié. Un accident de la route peut occasionner des blessures mineures, comme de simples égratignures, ou encore une jambe cassée, un membre fracturé ou des lésions au cerveau. Les cas les plus graves nécessitent une ambulance à la fine pointe de la technologie sur place. Un premier appel parvient du centre. Une jeune femme a été blessée à la suite d'un accident de mobilette. Les détails manquent. On ne sait pas si les blessures sont graves. Sirène hurlante, le véhicule fonce sur les voies congestionnées. La plus grande difficulté ici à Bangkok, c'est d'affronter la circulation routière, particulièrement pendant l'heure de pointe. C'est un très gros obstacle parce que parfois la distance à parcourir n'est pas très importante, mais les routes sont si encombrées que je dois trouver de nouveaux trajets pour me rendre à destination à temps. Quand ils sont ralentis ou pire coincés dans la circulation, les ambulanciers thaïlandais savent que des bénévoles sont probablement déjà sur place. Des hommes et des femmes qui reçoivent également par radio les appels d'urgence de la centrale. Des Thaïlandais dévoués qui, lorsqu'ils sont près de la scène de l'accident, s'y rendent le plus rapidement possible. Pour se rendre sur les lieux plus rapidement, Noi décide d'emprunter une artère à contresens, malgré le trafic intense. Un choix risqué, mais efficace. Une équipe de bénévoles a déjà prodigué les premiers soins. Une jeune femme a perdu la maîtrise de sa mobilette sur une bretelle d'autoroute. Elle ne porte pas de marque apparente, mais on craint qu'elle ait subi des blessures pour l'instant imperceptibles. Il n'y a aucune chance à prendre. La femme a des douleurs à la cheville gauche. La zone est enflée, alors elle a peut-être subi une fracture. On a immobilisé sa jambe pour réduire l'inflammation pendant son transfert vers l'hôpital. Noi et Net prennent la direction d'un hôpital public, comme ils le font d'ailleurs la vaste majorité du temps. La jeune femme est assez en forme pour texter à ses proches le nom de l'hôpital où les ambulanciers la transfèrent. Il y a une vingtaine d'années, la Thaïlande a réformé complètement son système de santé pour offrir à tous des soins à prix raisonnable, grâce notamment à l'appui des fondations privées, qui offrent gratuitement l'essentiel des services préhospitaliers. La blessée peut s'attendre à devoir débourser 30 bahts, soit l'équivalent de 1,25 $ canadien. Une facture plus qu'abordable, considérant que le salaire moyen des Thaïlandais est de 800 $ canadiens par mois. C'est une première mission qui s'achève. À Cotonou, au Bénin, Romaric Guabidi et son équipe doivent se rendre de toute urgence sur les lieux d'un accident. Des motocyclistes seraient entrés en collision.
Les sapeurs-pompiers responsables de donner les premiers soins lors d'un accident de la route doivent faire vite. Mais la circulation est dense et trop rares sont les conducteurs qui cèdent le passage aux véhicules d'urgence. Les ambulanciers s'adressent même aux automobilistes par l'entremise de porte-voix pour les exhorter à les laisser passer. Malgré les innombrables dangers sur la route, les ambulanciers ne portent pas leur ceinture de sécurité, comme de très nombreux automobilistes d'ailleurs. Le port de la ceinture n'est pas encore entré dans les mœurs béninoises. Il y a aussi des conducteurs de véhicules qui ne taillent pas d'importance au secours. Malgré le bruit assourdissant des klaxons ténors, au contraire, ils vous naguent. Oh, vous dégagez. Vous nous perturbez là. Parfois même dans la circulation, il y a des fous qui nous lancent des pierres ou bien ils crachent sur vous. Ouais, on accepte quand même, on continue. Les pompiers ambulanciers n'ont aucune idée dans quel état ils retrouveront les blessés. Les accidents de moto sont les premières causes de décès et de blessures sur les routes du Bénin. Mais depuis 2014, année à laquelle le port du casque est devenu obligatoire, la fréquence des admissions à l'hôpital pour des traumatismes crâniens a drastiquement chuté. Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers découvrent qu'une victime gît encore au sol. Oui, monsieur. Faut soulever le pied gauche. Soulève le pied gauche. Heureusement, les blessures ne semblent pas trop graves et n'exigent pas de réanimation. Au Bénin, pas une seule ambulance n'est munie de défibrillateur, alors que le personnel d'urgence est parfois confronté à des victimes en arrêt cardio-respiratoire. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? D'après les faits relatés par les témoins, il s'agit d'un accrochage entre deux motocyclistes faisant 3 victimes. Elles sont toutes conscientes. Levez. Posez. En plus de donner les premiers soins, ils font aussi un peu le travail des policiers, qui ne sont pas encore arrivés. On appelle la police ou bien on appelle la police. Vous allez résoudre à l'amiable. À l'amiable, c'est mieux. À l'amiable. Si vous allez résoudre à l'amiable, il faut aller voir l'autre. Si l'autre accepte, si l'autre l'accepte. L'autre que vous allez voir. On appelle la police. Sécuriser la scène, comprendre ce qui s'est passé et s'assurer que les véhicules soient déplacés pour dégager la route déjà bien encombrée. Arrivé sur les lieux, nous avons un problème de sécuriser les moyens roulants. En temps normal, c'est la police qui devrait être avec nous. Ça a créé un peu de problème jusqu'à ce que l'une des victimes a refusé même qu'on fasse le constat. Il dit quoi? Ça n'a pas besoin. Non, c'est fini. Tu ne peux plus laisser ta moto, c'est fini. C'est la police qui va venir. Non, c'est quel patron? Patron, viens là. Il n'a qu'à venir d'abord. Comment? Comment ça va aller? Tu fais le col là, on va t'enfermer. En attendant les policiers qui doivent venir régler le différend entre les conducteurs qui ne s'entendent pas à l'amiable, les pompiers ambulanciers confient les motos à un garagiste soudeur, jusqu'à ce qu'un accord de responsabilité soit négocié. C'est après la sensibilisation et le moral qu'il a compris que le constat ne lui fera rien. Donc finalement, nous avons essayé de déposer les 2 motos, puis le service constat viendra ramasser. Si on prend ta moto, ce n'est pas pour te tuer. Vous allez là-bas, vous allez vous entendre. S'il n'y a pas grand-chose là, si on le soigne, il peut te livrer ta moto aujourd'hui. Mais c'est inutile de faire du bruit avec les forces de sécurité. Ils vont t'enfermer pour rien. Il n'y a pas quelque chose de grave là. Tu as compris? Nous sommes tous des hommes. Comme si ce n'était pas assez, les militaires ambulanciers doivent aussi négocier avec les blessés pour pouvoir les transporter dans un centre hospitalier. Tu n'iras pas à l'hôpital? Non, Tu n'iras pas à l'hôpital? Bien que les services ambulanciers soient totalement gratuits, à l'hôpital, il en est tout autrement. Les soins coûtent cher et la confiance des Béninois à l'égard du système de santé est faible. Il y a 2 qui ont refusé l'aide de secours. La seule victime que nous avons prise en charge, elle se plaint de douleurs au niveau de la moelle droite. Également de douleurs au niveau du collet, du rachis cervical. Accrochage entre 2 motocyclistes.
Assurant évacuation aux urgences de Saint-Luc. Allez. La douleur, c'est une douleur cervicale. En direct. Une douleur au niveau du poulet. Bienvenue à la télé de réparation. Ils vont réparer ton pied. L'ambiance dans l'ambulance est légère. Si les professionnels de la santé n'ont pas beaucoup d'équipement, ils ont l'humour pour dédramatiser les situations. Une façon d'aider à supporter un quotidien souvent difficile. On l'amène dans l'urgence. Comme on a déjà amené comme ça, le mieux c'est de l'amener là-bas et faire le transfert. Ça serait un peu joli. Tous les soins doivent être payés par la victime ou son entourage avant qu'ils ne soient administrés. Par exemple, un scanner cérébral coûte 184 $ canadiens, alors que le salaire mensuel moyen des Béninois n'atteint même pas ce montant, pour se situer plutôt à 100 $ canadiens par mois. Attention pour lever. Lever. Posez. Conséquence désastreuse, cela prend habituellement autour de 5 jours aux proches d'un blessé pour recueillir les sommes nécessaires à une prise en charge neurochirurgicale, alors qu'il est recommandé de traiter ces patients à l'intérieur de 24 heures. Et si la famille ne trouve pas les sommes nécessaires, une enquête est enclenchée, au terme de laquelle le patient sera traité, si les services sociaux déterminent que les proches sont sans le sou. À Bangkok, la nuit tombe tranquillement. Noi et Net patrouillent la ville en attendant un prochain appel qui ne devrait pas tarder. Même si les ambulanciers sont des conducteurs expérimentés, ils ne sont pas à l'abri d'un accident. Mais malgré tout, ils ne portent toujours pas leur ceinture de sécurité, même si elle est obligatoire en Thaïlande pour les gens assis à l'avant d'un véhicule. Sous des airs complaisants et calmes, les citoyens de Bangkok peuvent se transformer en redoutables kamikazes quand ils ont un volant entre les mains. À plus forte raison lorsqu'ils circulent en moto, le moyen de transport le plus rapide et dangereux dans cette cité tentaculaire. Après leur journée de travail, les citadins regagnent leur domicile en périphérie de la ville. L'étalement urbain provoqué par l'expansion économique s'est effectué de manière anarchique, sans véritable plan d'urbanisme. Les embouteillages sont fréquents, le plus souvent provoqués par le manque d'efficacité du réseau routier secondaire, peu adapté à la nouvelle réalité. En fait, Bangkok est l'une des grandes villes du monde où la concentration urbaine est la plus élevée. Je me méfie surtout des motocyclettes sur la route, parce qu'on dirait toujours qu'elles sortent de nulle part. Les motocyclistes doivent normalement circuler dans la voie de gauche, mais ils se retrouvent souvent dans celle du centre ou de droite. Alors c'est très dangereux. Un message du poste central plonge l'équipe d'intervention dans l'action. Direction le quartier Ramintra. Une personne en détresse a besoin d'aide. Selon les renseignements obtenus, il pourrait s'agir d'une crise cardiaque. Noi demande aux automobilistes de céder le passage à l'ambulance qui est coincée dans un bouchon de circulation. Le professionnel d'expérience tente de garder son calme, même si le niveau de stress est élevé. Aussitôt arrivé sur les lieux, Net se précipite pour porter secours, alors que Noi reste à l'extérieur pour ne pas encombrer la pièce où se trouve le patient. À l'intérieur, Net prend la relève du massage cardiaque. D'autres ambulanciers arrivés plus tôt massent la victime depuis déjà de longues minutes. La fatigue se fait sentir. La première équipe d'urgence arrivée sur les lieux a constaté que le patient n'avait plus de pouls.
Les secouristes ont donc pratiqué un massage cardiaque pendant une quinzaine de minutes, mais sans succès. Alors on lui a administré des médicaments et on attend une confirmation de ses proches avant d'abandonner les manœuvres. C'est la procédure quand le patient n'a aucune réaction 30 minutes après le début des manœuvres de réanimation. Le patient reste inanimé malgré plus de 30 minutes d'efforts intenses. Les secouristes cessent le massage. Perdre un patient n'est jamais anodin, même pour des professionnels expérimentés. Lorsqu'on arrive sur les lieux d'un cas d'arrêt cardio-respiratoire comme celui-ci, le délai d'action est très important. Tout se passe dans les 4 premières minutes. Alors, si le personnel médical arrive rapidement, il a de meilleures chances de sauver la vie du patient. C'est vraiment très triste que nous n'ayons pas pu réanimer cet homme ce soir. Une vie qui s'échappe au cœur d'une ville qui ne dort jamais et où le malheur des uns échappe au bonheur des autres. Une action qui ne s'est pas terminée comme l'auraient souhaité les partenaires de cette nuit qui commence. Ça, c'est l'animatrice du foyer, ça. C'est l'animatrice. Si vous venez au foyer, si vous êtes ennuyé, elle vous décontracte. De retour à l'un des 3 quartiers généraux des sapeurs-pompiers de Cotonou, le militaire ambulancier Frédéric Agbotro et ses collègues profitent d'un temps sans appel pour prendre un peu de repos. Donc, par moment, l'équipe, comme vous le constatez vous-même, c'est comme ça. S'il n'y a rien, on est là tout de suite. Si on sonne, ils vont abandonner les bouteilles et rejoindre les engins. Vous n'allez pas partir, hein? C'est faux. On va vous garder encore un peu. Le chef du centre de secours de Saint-Jean ne prendra pas de bière avec ses confrères aujourd'hui. Il est l'heure de faire une petite visite des locaux du groupement national des sapeurs-pompiers de Cotonou, afin de vérifier que tout est en ordre. Le dortoir troupeau. Le personnel de garde se repose ici. Des lieux sont aménagés afin que les professionnels d'urgence puissent rester ici entre 2 quarts de travail. Certains habitent la banlieue et avec le trafic infernal, les pertes de temps seraient colossales. Les sapeurs-pompiers ambulanciers font des quarts de travail de 24 heures, suivis de 24 heures de repos. Et la semaine suivante, 72 heures de boulot consécutives pour ensuite se reposer pendant 3 jours. Moi-même, je suis là presque tous les jours. Même les week-ends, je suis présent. Nous faisons des permanences ici, de temps en temps. Nous restons longtemps, peu possible au service, un peu de temps avec la famille. Les installations sont rudimentaires. Tout le système de santé béninois présente d'ailleurs de nombreuses défaillances, dues à un sous-financement criant. Ici, c'est le centre de traitement des appels. C'est ici que viennent tous les appels de secours. Lorsque ça vient ici, ça sonne. Vous avez les différents combinés qui sont là pour recevoir les appels du 118. Ils sont regroupés. Vous voyez quoi? Vous êtes sur les lieux. Rapprochez-vous d'eux et rappelez-nous. Ces 4 téléphones sont les seuls appareils dont le Bénin dispose pour recevoir tous les appels d'urgence au pays. Un territoire qui compte 11 millions d'habitants. Les grandes villes de l'État sont dotées d'ambulances, mais les campagnes en sont dépourvues. Par conséquent, en zone rurale, les Béninois se rendent généralement à l'hôpital par leurs propres moyens. Tout appel d'urgence sonne ici. Ça peut venir de l'intérieur du pays, comme à Cotonou, dans la ville où nous sommes ici. L'équipe qui est ici se charge de recevoir les appels, prend tous les renseignements nécessaires, remplit la fiche de départ et ensuite lance le départ. Et lorsque le départ est lancé, le chef d'agrès quitte le dortoir là où on était tout à l'heure. Il vient ici, récupère la fiche de départ et aussitôt les engins décalent. Je t'avais dit ça ici, il passe parler.
Dominique Guabidi est chef d'agrès, c'est-à-dire qu'il est le responsable de son équipe. Il est actuellement affecté au transfert d'une patiente qui vient de recevoir son congé de l'hôpital. Au-delà des urgences, les sapeurs-pompiers ambulanciers peuvent aussi faire des transports non urgents, entre hôpitaux ou pour des retours à la maison. VSAV Saint-Jean se présente à l'hôpital Saint-Luc. Saint-Luc. Ok, là. Madame, ça va bien. On va vous aider. C'est une victime qui est traumatisée au niveau de membre inférieur. Il a une fracture au niveau du fémur. Est-ce qu'on immobilise le pied pour éviter les secousses? Ils ont déjà fait les premiers soins, ils ont déjà platé, ils ont mis déjà le fer au niveau de l'os pour pouvoir immobiliser. Donc nous, on va la prendre dans une condition un peu confortable pour ne pas aggraver la lésion. Si vous ressentez une douleur lors des secousses, il faut le dire. Pour se rendre chez la patiente, l'ambulance doit traverser le marché de Dang Tokpa, qui s'étend sur plus de 0,2 km². Le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest, où se transigent pour plus de 2 millions de dollars d'échanges commerciaux quotidiennement. Plus d'1 million de personnes s'y rendent chaque jour. Un parcours peu carrossable qui demande une conduite tout en douceur. De jour comme de nuit, la capitale surpeuplée de la Thaïlande ne laisse aucun répit aux équipes de secours de la fondation Putektong. Dans la cabine de leur véhicule d'urgence, les secouristes Noi et Net attendent le signal du poste central qui, à tout moment, peut les mener vers une personne en détresse. Mon travail consiste principalement à venir en aide aux blessés, tandis que Noi s'occupe de la coordination et de la conduite de l'ambulance. Alors, quand Noi est au volant, je suis seul derrière avec le patient. Lorsqu'il survient des accidents très graves et que je ne peux pas m'occuper des patients seul, je demande l'aide de bénévoles qui travaillent souvent avec nous. Pendant ce temps, des dizaines de bénévoles assurent la sécurité de la circulation pour une fête qui a lieu en ville. Ils sont des milliers à Bangkok seulement. Leur travail consiste notamment à faire de la prévention en matière de sécurité routière et à prodiguer des premiers soins aux blessés avant l'arrivée des ambulanciers. Lorsque j'arrive sur les lieux d'une urgence, j'évalue la condition du patient et je détermine si je suis en mesure de m'en occuper ou non. Si la personne est inconsciente ou si elle a un membre fracturé, alors il faut appeler les techniciens d'urgence ou encore l'unité de soins avancés pour nous aider. Ces bénévoles reçoivent aussi une formation de base en secourisme. Cependant, chacun est responsable des équipements dont il dispose et des moyens qu'il prend pour les obtenir. D'ailleurs, la plupart occupent des emplois rémunérés dans des domaines variés, souvent loin du milieu de la santé. C'est ma propre voiture. Les appareils à bord, la civière et tout le reste nous ont été offerts par des donateurs. Parfois, on nous donne de vieux équipements, mais on arrive à les faire fonctionner. On a reçu des attelles pour les jambes et les bras, une planche d'extraction et une trousse de premiers soins d'un hôpital où on est allé reconduire un patient. Une mission vient d'être affectée à l'équipe de Noi et Net. Cette fois, c'est vers l'un des quartiers chauds de Bangkok que l'ambulance se dirige. Une jeune femme a besoin d'assistance dans une chambre d'hôtel que fréquente une clientèle particulière. Sans être encouragée, la est tolérée, ou du moins contrôlée en Thaïlande. La cité compterait au-delà de 8000 travailleurs du sexe, hommes et femmes. Le pays s'est taillé une réputation internationale comme destination du tourisme sexuel. Des bénévoles sont déjà sur place. Ils ont demandé du secours conformément à la procédure établie.
092นะ Nett va rejoindre les autres au chevet de la jeune femme afin de prendre en charge les opérations. โทษนะครับเป็นไงบ้าง À son arrivée, Nett découvre la jeune femme couchée au sol. Elle respire difficilement et est extrêmement faible. เป็นไงบ้างมีลำตัวอะไรไหมครับ La forte odeur d'alcool laisse croire qu'elle est intoxiquée. Noy, lui, garde le contact avec la centrale. ในส่วนอย่างที่รับแจ้ง Après avoir obtenu plus d'informations, ขอความช่วยเหลือหญิง le centre de répartition a déterminé que la patiente était dans un état critique. มันคนละชั้นกัน Ils ont donc envoyé notre unité de soins avancée pour procéder à cette intervention. ระดับความรุนแรงอยู่ใน Mais ils n'avaient pas reçu la bonne adresse. จุฬารัตน์9 La patiente était inconsciente et souffrait d'une crise d'asthme. ที่ดูแลผู้ป่วยขั้นสูงขึ้นมา กินเหล้าใช่ไหมกินเยอะไหมครับ ผมถามคุณอะคุณกินเยอะไหมไม่เยอะคุณบอกทำไมแต่คุณรู้ว่ากฎหมายการ Les secouristes respectent un code de conduite très strict. Que ce soit sur les lieux d'un accident de la route, aussi bien que dans une chambre d'hôtel de l'un des quartiers chauds de Bangkok, dévouement et discrétion vont de pair. Pour les bénévoles et les membres du personnel de la Fondation, la priorité va aux soins à prodiguer. โอเคขอบคุณครับเช้า L'état général de la patiente n'inspire rien de bon. Nett ne prend donc aucune chance et exige que la jeune femme soit immobilisée pour la transporter jusqu'à l'ambulance. La condition de la victime s'est stabilisée. Elle respire mieux. Le transport vers l'hôpital est effectué par une autre équipe pour permettre à Noy et Nett de répondre à un autre appel d'urgence qui entre à l'instant. La nuit suit son cours agité pour ceux et celles qui ont besoin d'aide. Cette fois, c'est vers l'aéroport que se dirige le véhicule d'intervention. Une voyageuse qui devait prendre l'avion a plutôt besoin d'une ambulance. À Cotonou, au Bénin, Romaric Guabidi et ses collègues doivent traverser le marché de Dang Tokpa pour se rendre chez leur patiente qui vient de recevoir son congé de l'hôpital. Secours à victime à l'hôpital Saint-Luc. Le trajet est ardu et la route accidentée, en plus d'être bondée de monde. Il s'agit de la femme du brigadier Ansel. Le chauffeur doit faire preuve d'habileté dans sa conduite pour éviter que la fracture à la jambe provoque de la douleur à la dame. On roule lentement pour éviter les secousses parce que on a immobilisé le membre fracturé. Donc si on roule à vive allure, ça va agir sur le membre. Cette dame, comme tous ceux et celles qui ont besoin de transfert pour retourner à la maison, n'a pas à débourser un sou pour les services ambulanciers, même s'il ne s'agit pas d'une urgence. Et fort heureusement, car plus de 35% des 10 800 000 habitants du Bénin sont pauvres. Bien, bien, c'est ça. Par conséquent, l'espérance de vie est d'à peine 59 ans. Ça marche. Bon. Ce transfert sera le dernier cas de cette longue journée pour Romaric. Après une très longue journée de travail, le moment est venu pour le militaire ambulancier pompier de rentrer chez lui. Il ne lui reste plus qu'à traverser la ville avec prudence pour arriver sain et sauf. Ce soir, ce père de famille souhaite être près des siens, car bien souvent le travail peut le retenir pendant près de 72 heures de suite. Quand il revient à la maison, c'est donc une belle surprise pour tous. À des moments donnés, si tu ne fais pas beaucoup attention, les gens vont te chuter. Ils vont te chuter, ils vont fuir encore. Donc on prend beaucoup de risques en voulant quitter le service pour venir à la maison.
Sa femme et ses 2 enfants ont appris à partager celui qu'ils aiment avec son travail de sapeur-pompier ambulancier. Le Bénin est un pays où tout reste à faire en matière de soins de santé, où les équipements et les ressources sont rudimentaires. Mais l'engagement des militaires pompiers ambulanciers est total. Réussir à sauver des vies dans ce contexte relève donc du miracle, qui malgré tout se produit. L'espoir est donc possible. À Bangkok, une ambulance fonce vers l'aéroport. 2 secouristes de la fondation Putek Tung entament leur dernière mission de la nuit. Au milieu de l'aérogare, il n'est pas simple de retrouver quelqu'un, même quand il est peu achalandé comme maintenant. L'aéroport de Bangkok possède le 3e plus grand terminal aéroportuaire au monde, qui s'étend sur 56 000 mètres carrés. Clopinant du mieux qu'elle le peut, une dame d'un certain âge les attend. On lui a refusé l'embarquement dans l'avion à la suite d'une mauvaise chute qu'elle venait de faire. C'est donc l'ambulance qui la transporte vers une toute autre destination, l'hôpital. Voilà une intervention avec peu d'intensité, contrairement à ce à quoi les ambulanciers sont habitués. Mais peu importe la gravité des blessures, chaque patient a droit à une rigueur absolue dans les services qui se veulent les plus rapides possibles. La patiente a probablement une fracture, un os cassé. Je ne comprends pas comment elle a pu supporter cette douleur aussi longtemps sans voir un médecin. On lui a dit que si elle prenait l'avion, les changements de pression en altitude empireraient sa condition et feraient enfler sa blessure. Elle doit absolument aller voir un médecin. Un début de vacances qui s'achève à l'hôpital pour la dame et une fin de car qui ramène l'équipe au quartier général de la Fondation, dans le quartier chinois de Bangkok. Avant de se quitter, les 2 hommes fraternisent avec leurs collègues en cette heure matinale où ceux qui finissent et ceux qui commencent se croisent. Ici, on est comme une famille. Mis à part la femme de ménage, l'équipe est constituée uniquement d'hommes. Alors on est comme des frères. On se taquine, on rigole. C'est toujours comme ça. Net ne retourne pas chez lui et dort au quartier général puisqu'il demeure trop loin à l'extérieur de la ville. À proximité du quartier général se dresse un temple comme il en existe des centaines d'autres à Bangkok. Celui-ci a été érigé en l'honneur du fondateur de la fondation Putek Tung, pour laquelle travaille Nguyen Net. Le moine Tai Hong Kong a vécu il y a 9 siècles. Sa statue domine les offrandes que l'on apporte chaque jour afin d'obtenir sa protection. Qu'il travaille dans un pays où tout reste à faire en matière de soins de santé, où les équipements et les ressources sont rudimentaires, ou encore dans un endroit où le système est performant sur tous les plans, l'engagement, la passion et la bienveillance des ambulanciers demeurent les atouts premiers pour réussir à sauver des vies. Je suis heureux de sauver quelqu'un dans ma vie. Sauver quelqu'un, c'est déjà apporter un de plus dans ta vie. C'est bon de sauver les gens.
Ça me donne le courage et ça me donne aussi la vivacité. Mon rêve, c'est de ne jamais aller à la retraite. Je rêve d'être pompier jusqu'à la mort. Secourir, secourir, secourir. Parce que c'est un métier que j'aime bien. Je me sacrifie. Je me donne à fond. Pour le plaisir de la population. J'aime mon travail. C'est vraiment agréable, même si on ne se repose pas souvent. Certains mois, on n'arrête jamais. Mais on n'a qu'une seule vie à vivre. Et ce qu'on fait pour les autres est gratifiant. Mon travail, c'est ma vie. Et ça me rend heureux. Manille, Philippines. Près de 3 millions de fervents catholiques sont agglutinés sur un parcours de 6 km à peine pour toucher et être touchés par la grâce d'une représentation de Jésus portant la croix à laquelle les Philippins accordent des vertus miraculeuses. À la procession du Nazaréen noir, sous un soleil de plomb, des centaines de fidèles déshydratés s'écrasent au sol. D'autres, en panique ou blessés, ont besoin de soins. Nous voilà au cœur d'un des rassemblements religieux les plus imposants de la planète, avec Ace et Arques, deux premiers répondants de la Croix-Rouge qui nous intègrent au sein de leur équipe d'urgence. Sur le même continent, à plus de 4000 km de Manille, dans la ville d'Allahabad, en Inde, se déroule la rencontre religieuse la plus colossale au monde. Une marée humaine de plus de 100 millions de croyants converge vers le site de la Kumbh Mela, un pèlerinage hindou. Au cœur du district 16, le secteur le plus achalandé du festival, où les risques d'incendie et d'émeutes sont les plus élevés, vous suivrez le technicien médical d'urgence Indra Mohav et son chauffeur Amit Kumak Soni. Un voyage dans un univers mystique fascinant, où l'accès à des soins de santé de proximité est essentiel. Le niveau d'alerte est au maximum. Les autorités craignent un attentat terroriste islamique dont ne sont pas épargnées les Philippines. Alors que des dizaines de milliers de pèlerins catholiques en provenance de partout au pays débarquent à Manille, l'une des villes les plus densément peuplées de la planète, avec plus de 43 000 habitants par kilomètre carré. Chaque membre de la Croix-Rouge doit précisément savoir ce qu'il fait et être au courant du matériel dont il dispose. Dans quelques heures, 1000 secouristes seront sur le terrain. Arques et Ace dirigent les équipes. Ils possèdent tous deux 10 ans d'expérience dans les services d'urgence et depuis qu'ils ont obtenu leur diplôme, ils sont sur le terrain chaque année pour la procession du Nazaréen noir. C'est l'un des événements les plus importants ici. Les équipes de la Croix-Rouge sont prêtes à intervenir partout sur le site de la procession du Nazaréen noir. La statue du Nazaréen noir arrivera par cette rue. C'est une zone résidentielle de Quiapo, un quartier de Manille. En général, on doit surtout s'occuper de patients qui ont des entorses ou des fractures dans cette zone. Des jeunes, des vieux, en santé ou malades, des familles avec enfants, voire des femmes enceintes, issus de nombreuses villes et villages, débarquent dans la capitale, vêtus des mêmes habits, avec leurs bannières, et souvent même avec leur propre copie du Nazaréen noir. Certaines sont grandeur nature, d'autres sont miniatures. C'est notre propre Nazaréen noir. Il est en bois. Les gens participent à la procession pour l'honorer, le remercier et recevoir sa bénédiction.
On prie et on lui demande la santé et la paix dans notre pays. Ce pays de l'Asie du Sud-Est est considéré comme l'un des plus croyants de la planète. Seul un très faible pourcentage de la population est athée. Et la vaste majorité des Philippins, 80%, sont catholiques. C'est le 413e anniversaire de la procession du Nazaréen noir depuis son arrivée aux Philippines. Ce sont des prêtres qui l'ont apporté du Mexique jusqu'ici. Les Philippins croient que cette statue de Jésus portant la croix est miraculeuse, car elle aurait été épargnée à de nombreuses reprises. D'abord, lors du voyage du Mexique aux Philippines au XVIIe siècle, le bateau qui transportait l'œuvre aurait pris feu, noircissant la sculpture. D'où son nom, le Nazaréen noir. En plus, cette représentation du Christ est sortie indemne de 2 autres incendies, de 2 importants tremblements de terre et du bombardement de Manille au cours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi les Philippins cherchent une proximité physique avec le Nazaréen noir ou ses répliques. À défaut de les toucher de leurs propres mains, les fidèles lancent des linges sur les œuvres. Ces linges leur sont ensuite retournés, désormais imprégnés des pouvoirs qu'ils attribuent à ces copies. Ça fait partie de la culture philippine d'essayer de toucher cette image de Dieu, de Jésus plus précisément. C'est un acte de foi. On retrouve dans la Bible l'histoire d'une femme qui souffrait de pertes sanguines depuis 12 ans. Après avoir touché la frange qui bordait le vêtement de Jésus, elle fut guérie. Les croyants continuent d'affluer en grand nombre, s'installant là où ils peuvent. Les secouristes, eux, montent des tentes partout le long du parcours. Des postes de soins où les dévots mal en point seront pris en charge par les équipes d'urgence. Depuis plusieurs centaines d'années, ils viennent de partout en Inde pour s'installer dans des tentes sur les berges du Gange afin d'entrer en communion avec ce fleuve qui est pour eux sacré. Pendant toute la période du pèlerinage de la Kumbh Mela, qui s'étire sur 1 mois et demi, Allahabad, une ville d'un peu plus d'1 million d'habitants, accueillera autour de 100 fois sa population. On accompagne les babas qui sont des hommes saints. On va rester ici et mendier pendant 1 mois. 30 000 policiers et militaires assurent la sécurité. Ici aussi, les risques d'attaques terroristes sont bien réels. Les tensions religieuses sont vives. Cette ville du nord de l'Inde, située à près de 1300 km de la capitale du Pakistan, a même été rebaptisée Prayagraj par des nationalistes hindous afin d'enlever toute consonance musulmane à ce lieu sacré. On est ici pour protéger la population et s'assurer qu'il n'y ait pas d'acte de terrorisme. Il faut montrer la voie à suivre aux gens qui viennent ici et qui arrivent des 4 coins du pays. Mais pour de nombreux croyants, la Kumbh Mela est un moment privilégié pour promouvoir l'harmonie entre les nombreuses religions de l'Inde. C'est tout ça la culture indienne. Les hindous, les musulmans, les sikhs et les chrétiens. Les 4 grandes religions sont réunies ici. C'est un message pour l'humanité. L'effet de rassemblement est tel qu'on voit des gens de différentes religions ici et on envoie le message que la nation est unie et qu'on l'est aussi. Jai Shri Ram! La deuxième menace, les mouvements de foule. Lors de la dernière Kumbh Mela, une 40aine de personnes sont mortes écrasées dans une bousculade géante. Vous voici dans le district 16, le cœur du site de la Kumbh Mela, le secteur reconnu comme le plus intense pour les interventions d'urgence.
car c'est ici qu'il y a le plus d'achalandage. Les Sadhus y ont établi leur campement. Ces ascètes sans domicile fixe vivent théoriquement dans le dépouillement le plus total. Dans les faits, c'est loin d'être toujours le cas. Les hindous parlent d'eux comme des hommes saints. Ils seraient au nombre de 5 millions en Inde. Une minorité d'entre eux consomme également un rituel associé à Shiva, l'un des dieux centraux de l'hindouisme. Un dieu transgresseur, maître de l'ascétisme. C'est la Kumbh Mela, une grande fête. Le grand Rama est ici, mais il se cache sous une autre apparence. Krishna est ici aussi, mais personne ne peut le voir. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir rencontré le Créateur du monde. D'autres se mortifient. Ce sadhu n'a pas baissé son bras depuis des années. Les pèlerins saisissent donc l'occasion de leur présence pour se faire bénir. C'est dans ce périmètre qu'Indra, Amit et d'autres travailleurs d'urgence ont été déployés. Ils y ont planté leur tente pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Ce sont nos lits. C'est ici qu'on dort. Nos appareils de communication sont juste à côté. Alors, quand il y a une urgence, on repère la destination, on se précipite dans l'ambulance et on se rend jusqu'au patient. Amit et Indra vivent dans des états différents, situés à des centaines de kilomètres d'ici. Ils sont arrivés un mois avant le début de l'événement pour se familiariser avec les lieux afin de s'y retrouver. Car ici, dans cette cité hétéroclite temporaire, il n'y a aucun nom de rue, encore moins d'adresse. Les chauffeurs d'ambulance comme Amit doivent donc réussir à se repérer autrement et rapidement. On travaille ensemble depuis un mois maintenant, alors on s'entend très bien. Il faut parfois faire des compromis, mais c'est vraiment un bon partenaire. Quand on est dans l'ambulance, on s'assure d'arriver à temps pour soigner chaque patient. On sait exactement quoi faire. Indra, qui est un père de famille très religieux, en est à sa première Kumbh Mela. Il pourra s'appuyer sur ses 10 ans d'expérience pour faire le travail. Selon lui, pas de doute, seuls des professionnels expérimentés peuvent être affectés à l'événement. Ils sont 2000 travailleurs de la santé sur le terrain. Le défi est intense et complexe. Lors de la Kumbh Mela, on retrouve ici une centaine de communautés différentes de sadhus. Certains d'entre eux ne se déplacent pour aucun autre festival pendant l'année. Ils viennent seulement pour la Kumbh Mela. Alors, on fournit des services médicaux pour leur porter assistance en cas de besoin et bien s'occuper d'eux. Après quelques heures de repos, Amit et Indra commencent leur journée de travail sans vraiment savoir à quelle heure elle se terminera. La capitale des Philippines est prise d'assaut par des croyants provenant de partout au pays. Les pèlerins et même les bénévoles dorment là où ils le peuvent. Les équipes de la Croix-Rouge n'ont même pas fini de s'installer qu'elles doivent déjà intervenir. Ici, une femme prise de vertige vient de s'écrouler au sol. À la veille du début du grand défilé, les Philippins d'un peu partout au pays se rendent avec leur réplique du Nazaréen noir devant l'église de Quiapo, siège de la statue vénérée, afin que les prêtres bénissent leur représentation de Jésus ainsi qu'eux-mêmes. Les fidèles apportent leur propre statue du Nazaréen noir à Quiapo pour qu'elle soit bénie. Ensuite, de retour chez eux, ils partagent cette bénédiction avec leurs proches qui n'ont pas pu se déplacer pour l'événement.
Alors que les pèlerins vibrent déjà à la force de leur foi, les secouristes terminent la mise en place de leurs installations. Au total, 12 stations de premiers soins sont installées en avant-poste le long du parcours. Une unité d'urgence plus complète où l'on peut procéder à des chirurgies et des accouchements est quant à elle érigée un peu plus à l'écart de la procession. Notre seul et unique but est de sauver des vies. Voici l'unité d'urgence où on peut pratiquer des chirurgies mineures et des accouchements. Et pour les fidèles dont la vie est en danger, des transferts à l'hôpital sont prévus avec les dizaines d'ambulances qui ont été réquisitionnées pour l'événement. À quelques heures seulement du début du grand défilé, Arques et Ace rappellent à leurs secouristes les consignes fondamentales, dont celle de rester vigilant en ce qui concerne tout ce qui pourrait être suspect. Essayez de porter des gants et un masque en tout temps. On veut éviter tout problème auprès de nos bénévoles et de nos équipes médicales. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, informez immédiatement la police dans votre secteur. Il y a 2 jours à peine, la police a arrêté 2 islamistes liés à Al-Qaïda. Les fidèles marchent pieds nus dans la rue. C'est ce qui fait en sorte qu'on doit traiter de nombreuses blessures mineures aux pieds. Certains se font rouler dessus par les voitures. D'autres arrivent avec des orteils fracturés ou une cheville foulée. Le Nazaréen noir se déplace. Il se trouve maintenant près du Manila Hotel. La procession commence. Arques et Ace sont loin de la statue vénérée. Ils font partie d'équipes volantes qui se déplaceront tout au long du défilé. On se trouve présentement devant notre 3e station de premiers soins. La foule passera tout près d'ici. Notre stratégie consiste à déployer des équipes mobiles dans la foule afin qu'elles soient les premières à atteindre les patients pour les amener jusqu'aux stations de premiers soins. Le soleil vient à peine de se lever, la température augmente. Il fait déjà 25 degrés. Les équipes d'urgence interviennent dans des cas de problèmes respiratoires et de déshydratation. Certains des pèlerins sont prêts à mettre leur vie en danger pour toucher le Nazaréen noir. On participe à la procession depuis 15 ans. On a réussi à toucher le Nazaréen noir par le passé et on va essayer de le toucher à nouveau cette année pour que nos souhaits soient exaucés. On n'a peur de rien. Le Nazaréen noir nous guide et nous protège. On se déplace pieds nus pour ne blesser personne dans la foule. Les secouristes doivent faire une barrière avec leur corps pour éviter que la marée humaine déborde jusque dans la station de premiers soins. Le Nazaréen noir se déplace. On va se rendre à une autre station de premiers soins pour voir si on peut les aider. La procession se résume au défilé du Nazaréen noir, monté sur une structure sur roue tirée par 25 gardiens de la statue. On les appelle les Mamamassan.
qui se traduit par ceux qui portent sur leurs épaules. 4 autres gardiens, assis sur le char, attrapent les linges des croyants et leur retournent une fois imprégnés des pouvoirs mystiques de l'œuvre. Arquès, de son côté, va encore plus loin sur le parcours. On se dirige vers l'autre bout de la rue pour aller voir comment ça se passe plus loin. La rue Palanca est très étroite. Les secouristes craignent un effet de goulot d'étranglement qui provoquerait, du coup, malaise et blessures. Attention, 1, 2, 3, on soulève. OK, merci, monsieur. Le Nazaréen noir n'est pas encore en vue et déjà de nombreux pèlerins s'effondrent en raison de coups de chaleur. De retour à Allahabad, en Inde, au pèlerinage hindou de la Kumbh Mela. Indra et Amit commencent tout juste leur journée de travail et ils doivent intervenir. La porte numéro 2 sur Red Street? Est-ce que c'est à côté de Trivenimaj sur Juna Akada, près des bureaux de Panchayat, c'est ça? Pour retrouver les pèlerins qui font appel à eux, les policiers et militaires postés partout sur le site sont d'une grande aide. Ce sadhu âgé, très affaibli, peine à faire quelques pas alors que son existence est caractérisée par la marche pour mendier. Monsieur, avez-vous mangé? Non. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin? Non. L'ascète est transféré à l'hôpital du district 16, en première ligne, où des médecins le soigneront gratuitement. Asseyez-vous. Pouvez-vous appeler le médecin? Il a eu un malaise et il est tombé. Il n'a rien mangé de la journée et il s'est effondré. Il n'allait pas bien. Il était faible en raison d'une hernie non traitée depuis trop longtemps. Alors aujourd'hui, il a eu un malaise et ils ont appelé l'ambulance. Mais le vieil homme est mal en point. Son état nécessite des examens plus approfondis. Les médecins décident donc de le transférer à l'hôpital central de la Kumbh Mela. Amit actionne les sirènes pour mieux circuler dans cet environnement chaotique. Comment allez-vous? Il y a un problème? On arrive bientôt. Bonjour, Sagar. Comment ça va? Le docteur Rishi Sahai est le directeur du département des désastres. C'est lui qui a mis sur pied et gère les hôpitaux de la Kumbh Mela. Des installations très bien équipées, mais pourtant temporaires. On a installé 12 hôpitaux temporaires dans la région où se déroule la Kumbh Mela. On se trouve devant le plus important d'entre eux, qui compte 100 lits pour accueillir des patients à l'intérieur, des toilettes, des services de rayons X, d'échographie et de pathologie. On a aussi une unité de soins intensifs avec des respirateurs artificiels et des médecins, des pharmaciens et des infirmiers sur place en tout temps. Ici, les équipes médicales sont prêtes à répondre à toute éventualité, de l'émeute à l'attaque terroriste, en passant par des réanimations et des accouchements. 7 bébés sont nés ici au cours des 2 dernières semaines. Lors d'un rassemblement de cette importance, le plus grand danger, c'est qu'un drame peut survenir à tout moment dans les environs. Il fait si froid ici
que les gens utilisent tous les moyens imaginables pour se garder au chaud dans leurs installations. Le risque d'incendie est très important. Il n'y avait que du sable ici il y a 3 mois. La région retrouvera son état d'origine après l'événement. Il n'y restera que du sable à nouveau. Tout ce que vous voyez ici est temporaire. Les bâtiments, les 22 ponts flottants, les 122 000 toilettes et les 250 km de route. L'État a investi plus de 800 millions de dollars pour mettre sur pied cette énorme ville éphémère sur 3000 hectares de sable. Un territoire qui, dans quelques semaines à peine, sera immergé par la crue des eaux. Toute la journée jusqu'au soir, les professionnels des services d'urgence transfèrent des pèlerins mal en point à l'hôpital du secteur 16. Rien de bien grave, mais de très nombreux cas de croyants pris de malaise. Avec toute cette poussière provenant du sable fin du lit du Gange et la fumée issue des feux pour se réchauffer lors de nuits très fraîches, les problèmes respiratoires sont très fréquents. Hamid, il faut y aller, nous avons reçu un appel d'urgence. Indra et Amit viennent de recevoir un appel pour un musicien qui a de la difficulté à respirer et ne cesse de vomir. Il accompagnait des danseurs qui font un spectacle en l'honneur de Krishna, une divinité centrale de l'hindouisme. Ici, les femmes refusent de monter sur scène. Ce sont donc des hommes travestis qui offrent les performances. Est-ce que quelqu'un l'accompagne? Après de longues heures à travailler sans arrêt, la journée d'Amit et Indra s'achève. Ils vont dormir quelques heures et dès les premiers rayons du soleil, ils seront de retour dans leur ambulance. À Manille, aux Philippines, dans la rue étroite de Palanca, les porteurs s'apprêtent à défiler avec la statue du Nazaréen noir. L'intensité du moment et la chaleur sont insoutenables. On utilise ce drapeau pour repérer les équipes mobiles plus facilement. Quand on agite le drapeau, le blessé et les gens autour peuvent nous voir et apporter le patient à la station de premiers soins. La statue du Nazaréen noir approche. Il faut se préparer à son arrivée. En milieu d'après-midi, le mercure indique 34 degrés Celsius. De plus en plus de dévots s'effondrent sous ce soleil de plomb. Pendant ce temps, Ace transfère des blessés plus sérieux à l'unité de soins d'urgence en retrait du parcours. Il semble avoir une fracture de ce côté. Il faut lui faire passer un examen au rayon X. Nous n'avons pas l'appareil nécessaire en ce moment, donc il faut l'envoyer dans un autre établissement. Cette procession, où des millions de fidèles célèbrent ensemble leur foi, en allant même au-delà de leur capacité physique, est aussi un acte de communion collectif. Les Philippins savent bien qu'ils vivent dans un pays du tiers-monde. La plupart de nos frères et sœurs luttent chaque jour pour survivre. Quand on vit des difficultés, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut trouver quelqu'un pour nous accompagner. On est vraiment débordés. On s'occupe de plusieurs patients à la fois. Alors la moitié de nos stations d'observation de 30 lits chacune sont déjà à pleine capacité.
Okay? Ready? O, daan lang po. Okay, give way. Okay, sir, move na. Angat po na, angat. Après 36 heures sans dormir, Arquès prend quelques minutes de repos avant de se déplacer vers un lieu névralgique de la procession. Il sait que là-bas, il aura besoin d'énergie pour faire preuve d'acuité. Arquès et Ace sont sur un pied d'alerte et s'attendent au pire. À cet endroit où la rue rétrécit, près de l'église Saint-Sébastien, une messe sera célébrée. L'un des moments forts de la procession auquel veulent assister le plus de dévots possible. Mais le lieu est exigu et les pèlerins sont à bout de force après plusieurs heures au soleil sans manger. La procession peut devenir une menace à notre sécurité. Quand la statue va arriver, le mouvement de la foule provoquera une grande pression par là-bas. Ils ont barricadé la zone avec des ambulances et des barrières en acier. Mais si un incident survient, ce sera dangereux car il n'y a pas d'accès sécuritaire. Les premiers répondants sont prêts à risquer leur vie. Avec un peu de chance, personne ne sera dans un état critique quand les patients afflueront. La représentation du Christ n'est pas encore arrivée, ni la messe commencée, et déjà une foule de fidèles s'écrase au sol. L'hécatombe qu'appréhendaient les secouristes va visiblement se produire cette nuit. Les petits matins sont froids dans le nord de l'Inde en cette période de l'année, à peine 7 degrés. Le premier des 2 bains que prennent les pèlerins tous les jours est donc une épreuve physique intense. L'eau est glaciale. L'épreuve est encore plus difficile pour les personnes âgées affaiblies, ceux et celles qui étaient malades avant leur arrivée ou le deviennent à cause des conditions météo et d'hygiène très précaires. Dans le secteur 16 ou le secteur 12? Le nom du patient? Indra et Amit sont appelés auprès d'une dame âgée qui connaît des problèmes respiratoires. Oui. Quel est le numéro? Elle fait beaucoup de fièvre. Amenons-la. La femme a de la difficulté à respirer. Indra lui fournit rapidement de l'oxygène sous les regards inquiets de son mari et de sa petite fille. Respirez, respirez. Quoi? Respirez, respirez. Plusieurs croyants attendent trop longtemps avant de consulter pour obtenir des soins. La vaste majorité des pèlerins proviennent de régions rurales et ont peu d'éducation. Plusieurs patients croient en la magie noire. Ils sont persuadés que les dieux vont les soigner. Il y a beaucoup de superstitions. Il faut nous assurer de leur prodiguer tous les soins nécessaires et de leur faire passer des tests médicaux. On voit vraiment toutes sortes de gens ici. On va faire une nébulisation. Ajoute l'oxygène, puis prends sa tension artérielle. La dame est rapidement prise en charge par des équipes médicales. Elle était peut-être déjà faible avant d'arriver. Les conditions météo n'ont pas aidé. J'ai décidé de l'amener au centre de traitement car sa température était vraiment élevée. Il est important qu'elle puisse recevoir de l'oxygène. Les soins gratuits sont une bénédiction.
Car en Inde, 500 millions de personnes coincées dans un système de santé à 2 vitesses n'ont pas accès actuellement à des soins de santé. Dans ce deuxième pays le plus peuplé de la planète, les hôpitaux privés ultramodernes côtoient des hôpitaux publics délabrés et surpeuplés qui ne peuvent desservir tous les Indiens malades. Et pour une consultation dans le secteur privé, il en coûte plus de 20 $. Une somme astronomique pour des millions d'Indiens qui disposent d'un revenu avoisinant 3 $ par jour. J'ai tout essayé. Je lui ai donné des médicaments, mais sa situation empirait. Je n'ai pas beaucoup d'éducation. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai appelé l'ambulance. Nous venons ici depuis plusieurs années et c'est la première fois que ça arrive. J'espère que Dieu prendra bien soin d'elle. Pour les dévots, se baigner dans les eaux du Gange est un acte d'amour et de dévotion. Encore davantage en ce lieu précis appelé Samgam, la confluence de 3 cours d'eau considérés comme sacrés, le Gange, la Yamuna et la Sarasvati, un fleuve mythique souterrain. Selon la tradition hindoue, une goutte du nectar d'immortalité serait tombée d'une jarre à l'endroit du Samgam lors d'une bataille entre les dieux et les démons. D'où le nom Kumbh Mela, qui signifie la fête de la jarre. On a ramassé du bois près d'ici, puis on a allumé un feu pour prier les dieux. Se mettre à l'épreuve physiquement fait partie du rituel de ceux et celles qui séjournent tout le mois ici. On les appelle des Kalpavasi. Ces croyants ne mangent qu'un repas par jour et cuisinent avec l'eau du fleuve sacré. Mais pour des milliers d'entre eux, c'est trop demandé. Ici, une dame âgée vient d'être transférée à l'hôpital central pour de sérieux problèmes gastriques. Des cas pris très au sérieux. Les autorités craignent et surveillent par-dessus tout le choléra. Avec autant de monde entassés les uns sur les autres dans des conditions de vie et sanitaires précaires, l'éclosion d'une épidémie est probable. Le chaos redouté par les équipes médicales se réalise à la procession du Nazaréen noir à Manille. Le défilé de la statue que les Philippins croient miraculeuse dure depuis 15 heures. Après une longue journée sous un soleil cuisant, les pèlerins sont épuisés, affamés et déshydratés. Les cas de suffocation et de blessures se multiplient. Les secouristes sont complètement débordés. Ils ne savent plus où mettre les dévots mal en point. Certains croyants sont en état de panique. Les fidèles sont quasi en transe. Déterminés à toucher ce Jésus grandeur nature, les uns marchent carrément sur la tête des autres pour se hisser jusqu'à l'inestimable statue de bois. L'ambiance est exaltée. Les dévots continuent de s'effondrer. La station de premiers soins est très loin du passage de la procession. C'est plus difficile pour nous de récupérer les victimes dans la foule et de les amener en lieu sûr. Pour compliquer davantage l'opération,
Un sac à dos suspect vient d'être détecté à quelques dizaines de mètres de la station de premiers soins. C'est la dernière phase de la procession du Nazaréen noir. La statue se déplace maintenant dans l'allée qui la mène vers l'église. Dans quelques minutes, le Nazaréen noir pourra retourner dans son église en toute quiétude. Heureusement, le colis suspect était une fausse alerte. Une fois de retour dans la basilique, il sera alors impossible de toucher la statue qui sera exposée en hauteur au-dessus de l'autel. Les croyants qui veulent avoir un contact physique avec ce Jésus considéré miraculeux devront attendre 1 an lors de la prochaine procession. On a demandé notre aide pour transporter un patient. Alors que l'adrénaline retombe tranquillement, Arquès décide de transférer un homme âgé à l'hôpital. Il a été piétiné par la foule après être tombé. Son épaule est probablement disloquée. On suspecte une dislocation de l'épaule et une fracture des côtes. L'homme sera soigné sans frais dans un hôpital public. Comme la plupart des Philippins, il paie tous les mois une prime pour une assurance maladie universelle appelée PhilHealth, mise en place par l'État en 1995. Les fidèles ont fini de célébrer. On va rester ici jusqu'à demain pour s'assurer que les responsables de l'événement et les équipes de nettoyage sont en sécurité. Les secouristes font un premier bilan à chaud. La fierté est au rendez-vous au même titre que les questions. Même si l'événement a lieu depuis de nombreuses années, il reste encore des façons de faire à améliorer. Tous les intervenants devront revoir une partie de l'organisation pour éviter qu'autant de pèlerins souffrent comme cette nuit. On est fiers de ce qu'on a accompli ce soir. On a aidé beaucoup de gens. On a soigné plus de patients que prévu, mais on va apprendre de cette situation et ça va nous permettre de nous améliorer. Même après un tel marathon religieux de plusieurs heures sans vraiment dormir, le personnel de la Croix-Rouge n'aura tout de même que quelques jours pour se reposer. Après quoi, il prendra la direction de la ville de Cebu pour une autre célébration catholique en l'honneur de Santo Niño, où plus de 2 millions de pèlerins sont attendus. Au pèlerinage hindou de la Kumbh Mela en Inde, les travailleurs d'urgence transfèrent à la journée longue des fidèles malades ou blessés. Faites-vous de la fièvre? Avez-vous vomi? Qu'est-ce qui se passe? Combien de fois avez-vous vomi? 3 fois. Il se sentait mal et il faisait de la fièvre. Alors on a appelé l'ambulance. Même si c'est un homme de Dieu, il doit prendre soin de sa santé. Nos croyances nous dictent de ne jamais prendre de médicaments. हाँ बीमार है क्या नाम है इनका राजेशानंद Christine Henrion, originaire de Paris, accompagne un ami, un sadou qui ne se sent pas bien depuis un certain temps.
Écoutez, on a des changements de temps incroyables en ce moment, mais c'est normal, parce qu'on est en plein changement de lune, on est dans la pleine lune, donc on a eu entre 10, je crois, et 12 degrés, il faut vérifier avec les Indiens, de différence. Dans la journée, il fait très 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 chaud, et le soir, c'est vraiment très froid, donc on attrape tous des trucs. J'ai vécu dans la jungle pendant 40 ans et je n'ai jamais été malade. C'est venir ici, la vie en ville, qui m'a affecté. Pour la première fois, je dois prendre des médicaments. Le pèlerinage durera encore 22 jours. Les travailleurs d'urgence s'investiront corps et âme pour porter assistance aux croyants qui ont besoin de soins. Un travail ardu dans des conditions difficiles. Les heures sont longues, la pollution de l'air et les bruits sont extrêmes. Indra et Amit resteront sur place plusieurs semaines après la fin de l'événement pour soigner les travailleurs mandatés au démantèlement du site. Au total, ils auront été loin de chez eux et de leurs proches pendant près de 3 mois. Un privilège malgré tout selon eux, car leur engagement est favorable à leur karma. La Kumbh Mela est un événement spirituel qui attire des gens de partout dans le monde et des 4 coins du pays. C'est une chance d'être ici. Les gens n'ont que de bons commentaires sur notre travail. On ne fait pas ça pour l'argent, mais pour sauver des vies et aider les gens. Je m'assure toujours d'aider chaque personne au meilleur de mes capacités. Ici, je ne suis pas centré sur moi-même. Je suis là pour aider les gens autour de moi, pendant que Dieu me surveille. La ferveur religieuse demeure encore aujourd'hui à l'origine des plus importants rassemblements humains au monde. Les travailleurs d'urgence et les professionnels de la santé font un travail fondamental, celui de s'assurer que ces millions de croyants puissent retourner chez eux en vie et en santé, afin de relever les nombreux défis du quotidien. Mexico, Mexique, une mégalopole de 20 millions d'habitants. Située en zone sismique, cette ville la plus peuplée d'Amérique du Nord est aussi l'une des plus polluées du monde. Capitale du 2e pays le plus sanglant de la planète après la Syrie, Mexico est le théâtre de 3 meurtres chaque jour. À cela s'ajoute une infernale circulation sur les routes et les nombreux accidents qui s'ensuivent. C'est dans ce contexte que les ambulanciers et secouristes Valentina Viramontes Herrera et son mari Alejandro Papaki Landeros sont appelés à travailler. De l'autre côté de la planète, Osaka, dont l'aire urbaine compte près de 19 millions d'habitants, est une ville aux antipodes de Mexico. Ici, pas de crime par balle. La vente d'armes à feu de petit calibre est illégale. Mais cela ne veut pas dire que tout est parfait. La population est très âgée. Et le stress dévorant de la performance au travail entraîne épuisement et problèmes de santé mentale avec lesquels compose quotidiennement l'ambulancier Yukihiro Murakami et ses collègues, qui nous intègrent à leur équipe d'urgence. Le soleil se couche sur Mexico. Une ville qui ne dort jamais. Valentina et Alejandro, 2 membres de l'escouade d'urgence médicale et de sauvetage, l'ERUM, en savent quelque chose. Même avec tous deux près de 20 ans d'expérience dans le métier, ces professionnels, mari et femme, sont encore troublés par le nombre et le type d'intervention qui requiert leur expertise. Il y a beaucoup d'urgences ici, principalement des collisions ou des blessures par arme à feu. Les gens font la fête et boivent. Ça nous donne beaucoup de travail. Quand ils travaillent de nuit, comme aujourd'hui, ils sont emportés par un tourbillon intense.
Ils sont dépêchés de toute urgence sur les lieux d'un accident de la route. Exceptionnellement, ce soir, l'équipe est composée de 4 personnes, un chauffeur et 3 ambulanciers. Cela facilitera l'intervention s'il y a de nombreux blessés. L'état d'une des voitures, écrasée entre 2 camions, n'a rien de rassurant. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je m'appelle Valentina et je suis ambulancière. Vous allez bien? La passagère est en état de panique. Vous étiez du côté passager? Portiez-vous votre ceinture de sécurité? Ok, où avez-vous mal? J'ai mal à la tête. D'accord. Vous vous êtes cogné la tête? Vous ne vous en souvenez pas? Quel est votre nom? Edna. Ok, Edna. Je vais examiner votre tête et votre cou, d'accord? C'est votre époux? Mon collègue est en train de l'examiner, d'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît. Dites-le-moi si ça fait mal. Aïe. D'accord, ça fait mal ici. Madame, tout va bien. Ce n'est que du matériel. L'important, c'est que tout le monde va bien. D'accord? Un poids lourd a manqué de frein et a embouti les automobiles qui attendaient au feu rouge. L'impact a été violent. Presque par miracle, personne n'a perdu la vie. Les passagers vont bien. La femme a un choc nerveux. Le monsieur vient de se faire opérer. Et les passagers de l'autre véhicule, les avez-vous examinés? Oui, il y avait une seule personne et elle est en train de communiquer avec ses assurances. Elle n'a pas eu besoin de soins. Malgré la force de l'impact, personne ne sera transporté à l'hôpital, même si les services ambulanciers sont gratuits. La confiance des citoyens de Mexico, les Chilangos, à l'égard du système hospitalier public est faible. Même si depuis 2003, tous les Mexicains sont couverts par un système de protection en santé, les hôpitaux du régime public souffrent de carences de toutes sortes. Il faudrait sortir la veste de la dame de la voiture. Seuls les hôpitaux privés rivalisent avec les standards occidentaux, mais les coûts sont élevés. Pour une simple consultation, les prix avoisinent les 80 $ canadiens, alors que le salaire moyen des habitants de la ville est de 28 $ par jour. Dès qu'ils finissent de donner les premiers soins, les ambulanciers sont déployés sur un autre accident, de moto cette fois. Chaque jour, 3 personnes perdent la vie dans les 1000 collisions qu'on dénombre à Mexico. Les accidents de moto peuvent être particulièrement fatals, puisque 30% des motocyclistes ne portent pas de casque. Est-ce qu'elle portait un casque? Non, elle n'en portait pas. Elle est accompagnée d'un homme? Qui l'accompagnait? Pouvez-vous le trouver? Qui l'accompagnait? Avez-vous consommé de l'alcool? Non? OK. Nous avons besoin de savoir si vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Elle ne se souvient pas. Les ambulanciers croient que le conducteur de la moto et sa passagère sont intoxiqués. La consommation excessive d'alcool cause 12% des accidents routiers dans la capitale mexicaine. Avez-vous pris de l'alcool ce soir? Juste entre nous. C'est pour savoir si ça a pu influencer votre état de conscience. Donnez-moi votre bras, je vais vérifier votre pression. Levez votre bras. Voilà. Peux-tu regarder ses pupilles? OK. Après avoir stabilisé les blessés, les ambulanciers quittent les lieux, encore une fois, sans transporter qui que ce soit à l'hôpital.
Petite accalmie. Le chauffeur de l'ambulance stationne le véhicule dans un lieu stratégique, à la fois pour manger et intervenir rapidement s'il le faut. On trouve de tout dans ce marché, mais c'est aussi une zone reconnue pour sa violence. On répond souvent à des appels ici concernant des agressions à l'arme à feu ou à l'arme blanche. C'est considéré comme l'un des quartiers les plus dangereux de la ville de Mexico. Bon appétit. À quelle heure est-il? Je n'ai pas de montre. 10h34. Il est encore tôt. La nuit va peut-être être longue. Ils ont vu juste. À peine ont-ils le temps d'avaler une bouchée que l'équipe doit partir d'urgence. Une fusillade a éclaté quelques kilomètres plus loin. On signale qu'une personne a été abattue et qu'un homme serait blessé au thorax, au cou et à la main. On doit répondre à un appel dans une zone dangereuse. Alors il faudra prendre plusieurs précautions en descendant de l'ambulance. On va évaluer la situation une fois sur place. Pendant ce temps, la ville d'Osaka au Japon a l'air bien sage et rangée, malgré les millions d'individus qui s'entassent dans son aire urbaine. Si dans les années 1960, la municipalité était aux prises avec une pollution industrielle endémique, aujourd'hui, cette ville fondée au IIIe siècle est devenue pionnière au Japon en matière de politique environnementale. Tout semble parfaitement rodé dans ce ballet urbain où chacun sait ce qu'il a à faire et quelle est sa place. Le Japon a en effet le plus faible taux de criminalité du monde et les accidents de la route sont peu nombreux. Mais derrière ces statistiques, qui à première vue peuvent sembler plus que positives, se cache une misère sociale qui met le système de santé sous tension. On a reçu un appel d'une femme dans la vingtaine. Elle se sentait mal et elle a appelé le 199. Yukihiro et ses collègues prennent la direction de la gare. Une jeune femme vient de s'effondrer. Est-ce un autre cas de surmenage, ce que l'on appelle ici karoshi? Un problème grave qui afflige la société nippone. Selon le ministère du Travail, les salariés d'une entreprise japonaise sur 4 déclarent plus de 80 heures supplémentaires par mois. L'épuisement touche 40% des employés qui œuvrent dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, tels que les technologies de l'information et le transport routier. Pas de doute que la jeune femme sera bien traitée, puisque fidèle à sa réputation de société performante, le Japon possède l'un des systèmes de santé les plus efficaces au monde, financé majoritairement à même les impôts corrélés aux revenus. À son âge, la patiente aura à débourser 30% des coûts pour ses soins de santé. On a transporté une femme dans la vingtaine qui ne présentait pas de symptômes particuliers. Pas de vomissements, pas de diarrhée. On ne connaît pas la cause de son malaise. Alors un médecin va l'examiner à l'intérieur. Les ambulanciers viennent tout juste de s'asseoir dans leur véhicule et déjà, ils sont appelés à intervenir de nouveau.
Le personnel d'un centre pour personnes âgées vient d'appeler une ambulance pour un vieil homme dont l'état de santé se dégrade depuis quelques jours. Il a notamment cessé de marcher. Même si le cas n'est pas du tout préoccupant, les sirènes de l'ambulance sont activées. On doit se rendre dans une résidence pour personnes âgées. Le patient est un homme très âgé qui n'a pas de famille. Ils ne savent pas si le patient est capable de parler ou non. L'efficacité à la japonaise n'est pas un mythe pour les services d'urgence. Plus de 50% des usagers qui font appel à une ambulance voient arriver le véhicule à leur porte en moins de 5 minutes. Le vieil homme est transféré à l'hôpital où il sera soumis à une batterie de tests pour connaître la source de ses problèmes de santé. On se rend à l'hôpital maintenant. Examens pour lesquels, comme toutes les personnes âgées, il n'aura à débourser que 10% des frais. L'Empire du Soleil levant peut se targuer de détenir la médaille d'or en matière d'espérance de vie. C'est la population la plus âgée du monde. Mais le vieillissement de la population a provoqué une augmentation de 20% des transports ambulanciers en 10 ans. Résultat, les ambulanciers comme Yukihiro sont pratiquement toujours en opération. Ils doivent répondre à près de 10 appels d'urgence par quart de travail de 24 heures. De retour à Mexico, où les secouristes ambulanciers tentent de sauver la vie d'un homme qui a reçu plusieurs projectiles. L'un d'eux semble s'être logé dans la gorge de la victime et l'empêche de parler. Les travailleurs d'urgence doivent rester concentrés, malgré plusieurs personnes paniquées autour d'eux, dont certaines veulent s'approcher du blessé. L'autre victime a succombé à ses blessures. Elle gît sans vie dans une voiture plus loin. Seuls les policiers peuvent s'approcher de la voiture, car elle est considérée comme une scène de crime. Atrás en la del botiquín Dans l'ambulance, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Alejandro, qui a travaillé longtemps auprès de grands brûlés, est davantage habitué à intervenir dans des cas où la vie du patient est en danger. Valentina, elle, se concentre sur la préparation de l'équipement. Les secouristes ambulanciers branchent le blessé sur le moniteur cardiaque afin de vérifier si la balle au thorax a atteint le cœur. Le blessé est rapidement transporté à l'hôpital où les médecins et chirurgiens sont sur un pied d'alerte, prêts à intervenir. Attention, Alejandro, doucement. Valentina et Alejandro ne connaissent pas les causes de la fusillade. Ils savent toutefois que les trafiquants de drogue se livrent une guerre féroce pour le contrôle de ce marché illicite. Dans les 4 premiers mois de 2019 seulement, 382 personnes ont été assassinées à Mexico,
3 par jour en moyenne. Le patient est dans un état stable. Il est sur le point d'entrer au bloc opératoire. Une fois l'intervention terminée, l'équipe doit rapidement nettoyer l'ambulance avant de reprendre la route. La montée d'adrénaline qu'on a lorsqu'on répond à ce genre d'appel prend plusieurs heures à se dissiper. C'est pire quand on doit se rendre dans des zones dangereuses comme ce soir. Notre travail exige de rester ferme, d'être précis, d'avoir les idées claires et d'être ordonné afin de donner le meilleur service possible aux blessés. Il ne faut jamais laisser des facteurs externes nous affecter dans notre travail. Les travailleurs d'urgence pensent que les prochaines heures seront tout aussi intenses. Les jeunes rentrent chez eux après avoir fait la fête. Les secouristes ambulanciers notent une recrudescence des accidents de la route impliquant de l'alcool au volant. Il arrive que les gens soient ivres et qu'ils se battent. Parfois, ils se tirent dessus. Oui, ils se tirent dessus ou tentent de se poignarder. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Jusqu'à la fin de son quart de travail, l'escouade interviendra sans relâche auprès de nombreux autres accidentés de la route et de toute autre personne mal en point. La nuit n'aura pas été de tout repos. À Osaka, au Japon, c'est la fin de l'avant-midi. L'ambulancier Yukihiro Murakami et son équipe ont à peine le temps de mettre le pied à la caserne qu'ils doivent repartir d'urgence pour une autre intervention à la gare. Dès qu'ils sont dans le véhicule, les professionnels d'urgence mettent leur casque. À Osaka, comme ailleurs au Japon, ils peuvent intervenir sur les lieux d'accident, d'incendie ou en cas de séisme. La sécurité est de mise. Une jeune femme est victime d'un malaise sur le quai d'embarquement. Par ici. Que veux-tu dire? Où ça? Il faut descendre l'escalier et se rendre jusqu'à l'autre plateforme. Oui, de l'autre côté. Heureusement qu'à cette heure, les déplacements se font facilement. Car à l'heure de pointe, cette gare où transitent 1 demi-million de personnes par jour est bondée. À leur arrivée, les ambulanciers constatent que l'état général de la femme est loin d'être inquiétant. Elle sera tout de même transférée à l'hôpital, par mesure de précaution. Une étude a démontré que seulement 9% des patients qui font appel au service ambulancier présentent des problèmes de santé sérieux. Plus de 50% des usagers contactent les services d'urgence pour des problèmes mineurs ou, pire, composent le 119 pour éviter les frais que leur coûterait une course en taxi pour se rendre à l'hôpital. Conséquence, l'État songe désormais à facturer les services pour des transports injustifiés. Le centre d'appel a l'obligation d'envoyer une ambulance chercher le patient, même s'il ne s'agit que d'un cas de dents douloureuses, d'un segment de nez ou d'une petite coupure. La gravité du cas n'a pas d'importance, ils doivent envoyer l'ambulance. Quand ça arrive, les ambulanciers savent qu'ils n'auront pas besoin d'amener le patient à l'hôpital. Alors souvent, ils font les soins de base sur place, comme mettre un pansement, examiner une plaie, faire un bandage ou nettoyer une blessure. Yukihiro et son équipe n'ont pas le temps de souffler qu'ils sont appelés pour porter assistance à une dame âgée.
Le Japon est une société vieillissante et cette situation connaîtra son point culminant en 2025. Alors, 80% des appels que l'on reçoit concernent des personnes âgées, c'est-à-dire des patients de plus de 65 ans. Pendant le transport, le personnel d'urgence surveille et documente les signes vitaux de la dame pour informer les infirmiers et les médecins qui en prendront soin une fois qu'elle sera arrivée à l'hôpital. Les ambulanciers ont enfin un peu de temps pour revenir à la caserne. Cela fait près de 10 heures qu'ils ont commencé leur quart de travail. La caserne des ambulanciers est aussi celle des pompiers. En fait, ce sont les services d'incendie qui gèrent depuis toujours les transports ambulanciers. Si bien qu'à l'époque où Yukihiro a suivi sa formation, il y a 15 ans, il devait d'abord être entraîné comme pompier avant d'entreprendre des cours pour devenir ambulancier. Quand j'ai suivi ma formation de pompier, j'ai appris à manier un boyau d'incendie. Yukihiro est basé dans le quartier Suita, où a eu lieu l'exposition universelle en 1970. Dans ce seul quartier de 370 000 habitants, on retrouve pas moins de 7 casernes, ce qui explique l'efficacité des services, même avec un nombre d'appels effarant par année. Je vais regarder le dossier qui contient les rapports de la ville de Suita. En lisant le dossier, je constate qu'on reçoit 17 000 appels annuellement. Il n'y a jamais eu de patient blessé par balle à Suita. C'est vraiment très rare. Ce n'est pas totalement impossible, mais ça arrive rarement ici. De retour au Mexique. Les secouristes ambulanciers Valentina Viramontes Herrera et son mari Alejandro Papaki Landeros viennent de se lever après quelques heures de sommeil qui ont suivi une nuit intense d'intervention. On est ensemble depuis 3 ans et 8 mois. 3 años, 8 meses. On s'est mariés il y a 8 mois maintenant. 8 meses que nos casamos. Valentina et Alejandro se sont connus au travail et sont rapidement tombés amoureux. Lors de relations précédentes, ils ont constaté que le conjoint comprenait et acceptait souvent mal la réalité de leur profession. C'est très difficile à comprendre pour les gens qui ne travaillent pas dans le domaine ambulancier. Il faut travailler beaucoup. Les heures sont longues et on finit tard parce qu'on est à l'hôpital ou qu'on doit répondre à un appel. Être en couple avec un ambulancier, ce n'est vraiment pas facile. Sur les murs de l'appartement sont affichées des médailles de course à pied et des croix. Le sport pour garder la forme, afin d'avoir la force et l'énergie pour pratiquer leur métier d'ambulancier et faire sortir le trop-plein de stress, et les croix pour que Dieu les protège. Comme 80% de la population mexicaine, Valentina et Alejandro sont catholiques. Chaque fois que je commence un quart de travail, que je monte dans l'ambulance et que la sirène retentit, je prie intérieurement pour que tout se passe bien et que je puisse revenir à la maison. Il est déjà temps de se préparer pour un autre quart de travail qui aura lieu 2 jours cette fois. Bienvenue au quartier général de l'escouade d'urgence médicale et de sauvetage de la ville de Mexico.
une organisation qui travaille sous l'autorité de la police municipale. 450 ambulanciers, secouristes, conducteurs et médecins travaillent pour l'ERUM, dont 30% sont des femmes. L'escouade possède des motos-ambulances pour accéder aux lieux étroits et autres routes isolées où les ambulances ne peuvent se rendre. C'est ici aussi que l'on retrouve la centrale 911, qui reçoit autour de 5000 appels d'urgence par jour destinés à la fois aux policiers, aux pompiers ou aux ambulanciers. Pour ces derniers, cela se traduit quotidiennement par plus de 300 interventions. Après avoir vérifié le matériel, l'équipe est prête à partir sur le terrain. Aujourd'hui, je vais couvrir la zone sud de la ville de Mexico avec mon équipe. Aaron est mon conducteur et Alejandro, mon mari, est mon assistant. Je suis responsable de l'équipe médicale. L'un des principaux défis des interventions de jour, c'est la circulation monstre de Mexico. Aaron en sait quelque chose. Il conduit des ambulances dans la capitale depuis 28 ans. Le trafic affecte grandement notre capacité à arriver rapidement sur les lieux d'une urgence. Pour toutes les interventions, il vise moins de 60 minutes entre l'appel et l'arrivée à l'hôpital, ce que les professionnels de l'urgence appellent l'heure dorée. Si le trafic est très dense et qu'il nous faut 20 minutes pour arriver jusqu'au patient, on risque de manquer de temps, car le taux de survie est optimal dans l'heure suivant l'accident. Ça affecte beaucoup les chances de survie d'un blessé grave. On répond à un appel d'urgence concernant un blessé par arme à feu. On espère arriver à temps. Savez-vous ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Selon les premières informations, il se serait tiré une balle dans la tête. C'est un homme ou une femme? Un homme, Quel âge? 76 ans. D'accord, merci. On s'est rendu sur les lieux de l'urgence pour le blessé par arme à feu. On a constaté sur place que 2 ambulances privées non réglementées s'y trouvaient déjà. Les ambulanciers s'occupaient du cas. Alors, on a quitté les lieux. Ces ambulances privées, qui interviennent à la place du service public gratuit, sont appelées les ambulances pirates. Elles facturent le gros prix, entre 150 et 300 $ pour un seul transport. On ne sait pas vraiment de quelle façon ces ambulanciers arrivent à capter la fréquence radio par laquelle on reçoit les appels d'urgence. Ils se rendent sur les lieux de l'accident, puis prennent en charge le patient avant même qu'on arrive. Les ambulances pirates sont illégales. Quand elles se font arrêter par les autorités, elles sont tout simplement remisées à la fourrière un certain temps. Une sanction qui a peu d'effet dissuasif. Les ambulanciers reprennent la route, en sachant très bien que dans très peu de temps, ils seront déployés sur les lieux d'une autre catastrophe. De retour à la caserne de Suita, à Osaka. 14 heures après le début de leur quart de travail, Yukihiro et ses collègues en profitent pour manger. Un autre appel pourrait entrer n'importe quand, et peu importe la gravité du problème de santé, ils sont tenus par la loi d'intervenir. J'ai 2 ambulanciers dans mon équipe, Monsieur Imai et Monsieur Eda-Hira. Il y a aussi 4 personnes qui travaillent au département des incendies.
En tout, on est 7 dans la station. Cette vie en communauté, aider les gens, l'intensité, Yukihiro en rêve depuis toujours. Après 15 ans de carrière, il est encore aussi passionné. Il ne s'imagine pas faire un autre travail. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu devenir ambulancier. J'aime mon travail et je me sens comblé. Puisque les ambulanciers font des quarts de travail de 24 heures, ils doivent pouvoir manger, se laver et dormir à la caserne. Voici une chambre à coucher. Les ambulanciers doivent faire vite. Selon les premières indications qu'ils viennent de recevoir, un homme dans la quarantaine serait en arrêt cardio-respiratoire. Chaque seconde compte. L'électrocardiogramme installé par l'équipe indique que le cœur de l'homme bat de façon irrégulière. Mais heureusement, aucune réanimation n'a été nécessaire. Il sera donc transféré en toute sécurité à l'hôpital où des médecins l'attendent. De retour à la caserne, Yukihiro profite de cette période sans appel pour s'entraîner. Afin de garder la forme, l'ambulancier ne fait rien de moins que des triathlons. Il faut vite y aller. Vite, vite, il faut y aller. Une urgence coupe court à l'entraînement. Il faut vite y aller. On ne peut pas être en retard. Cette fois, c'est une octogénaire qui a besoin de secours. Je dois me changer. L'ambulance va tourner à droite. De retour au Mexique. Les secouristes ambulanciers de Mexico sont emportés par un feu roulant d'urgence. Cette fois-ci, une collision qui a fait 3 blessés. Un des conducteurs pressés a voulu contourner le trafic de l'autoroute par ce boulevard. Il dépassait la limite de 60 km à l'heure lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté 2 voitures qui venaient en sens inverse. Ici, ça fait mal? Non? OK. Levez vos bras, s'il vous plaît. Avez-vous des douleurs? Alejandro compte 19 ans d'expérience comme ambulancier et Valentina 17. Pour faire ce travail, ils ont suivi une formation d'1 an et demi donnée par la Croix-Rouge. Dans ce cours, ils ont étudié les premiers soins et le transport de patients en crise, en plus de recevoir un entraînement de base sur le combat contre les incendies. OK. C'est légèrement élevé, 130 sur 90, mais c'est normal suite à l'événement que vous venez de vivre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci beaucoup. De rien. Concernant les 2 patients que nous venons de voir, la jeune fille a des contusions au thorax et un choc nerveux. L'homme a des douleurs au cou. Alors, il s'est produit une collision plutôt spectaculaire tout à l'heure. Il y a 3 blessés,
Mais heureusement, aucune blessure grave. Alors, on n'a pas eu besoin de les transférer à l'hôpital. Tout au long de la journée, les appels de toutes sortes se succèdent. Chutes, piétons renversés, accidents d'auto et de vélo. Les Chilandos, exaspérés par les bouchons de circulation monstres et la pollution endémique, sont de plus en plus nombreux à se déplacer à bicyclette. L'équipe vient à peine de terminer une intervention qu'elle est demandée de toute urgence pour porter secours à un homme qui a été battu par des voleurs qui l'ont détroussé. Bonjour, monsieur. Avec quoi vous ont-ils frappé? Un pistolet? On va vous examiner. Asseyez-vous ici. Ici. Ne montez pas. Asseyez-vous ici. Je vais nettoyer votre visage. Ne bougez pas, s'il vous plaît. On va nettoyer le sang. Où vivez-vous, monsieur? Par là. Vous ne vous en souvenez pas? Chaque jour, 70 crimes violents sont commis à Mexico, presque 3 par heure. Monsieur, on va mettre des bandelettes sur votre blessure au front, qui est assez prononcée. On ne peut pas faire de point de suture ici, parce qu'il faut nettoyer la plaie en profondeur. Vous allez devoir aller à l'hôpital ou dans un bureau de consultation pour qu'ils nettoient la blessure et fassent des points de suture. D'accord? En plus, ils vont vous donner des antibiotiques pour éviter l'infection. D'accord? Vous êtes encore un peu étourdi. Attention de ne pas tomber. Merci. Ce n'est rien, monsieur. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Après une journée de travail épuisante, il est maintenant temps pour l'équipe de retourner au quartier général et de prendre un peu de repos avant un prochain quart de travail. On converge vers la voie principale. Cédez le passage. À Osaka, au Japon, l'équipe de Yukihiro se presse pour arriver le plus rapidement possible auprès d'une dame de 81 ans en souffrance. Près de 23 heures après le début de leur quart de travail, le personnel d'urgence doit redoubler de vigilance. La fatigue se fait sentir. Est-ce que ça fait mal si je fais ça? Oui, ça fait mal. Et si j'appuie ici? Non, ça ne fait pas mal. Ici? Oui, là. Et là? Un peu moins. Et ici? La vieille dame se tord de douleur. Les ambulanciers vérifient son rythme cardiaque et sa pression sanguine. Des problèmes gastriques semblent en cause. Yukihiro et ses collègues s'affairent à transférer la vieille dame à l'hôpital le plus rapidement possible. À cette heure, l'ambulancier, père de famille, n'a qu'une seule idée en tête: dormir et retrouver les siens. Pendant que Yukihiro passe sa journée au lit pour reprendre des forces, Osaka est, comme toujours, une vraie fourmilière. Cette ville, dont l'économie à elle seule dépasse celle de Hong Kong et de la Thaïlande réunies, est considérée comme le symbole du miracle économique japonais. Chaque jour,
l'arrondissement de Shuo reçoit plus de 9 fois sa population en travailleurs qui habitent les villes voisines. À la fin de la journée, Yukihiro est assez en forme pour retrouver ses proches pour le dîner. Sa conjointe et lui, et quelques couples d'amis, ont exceptionnellement de grandes familles. L'ambulancier de 42 ans est père de 3 filles, alors que le taux de natalité au Japon est d'à peine 1,43 enfants par femme. On dit que les gens ont moins d'enfants qu'avant au Japon, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans mon cercle d'amis, par exemple, plusieurs ont 3 enfants. Dans le voisinage et parmi mes connaissances, de nombreuses personnes ont 2 ou 3 enfants. En grand performant, Yukihiro rentabilise chaque moment. Et quelques minutes avant le repas lui permettent de se délier les jambes. Être ambulancier est un travail intense et physique. Il faut être en bonne condition physique parce que, parfois, il faut transporter des patients. Et on a besoin de beaucoup d'énergie. M'entraîner et participer à des triathlons m'aide beaucoup. Mon quart de travail dure 24 heures. Alors quand je suis à la station, je ne pense qu'au boulot. À l'inverse, c'est important pour moi de ne pas penser au travail quand je suis à la maison. J'ai besoin de relaxer. Si quelque chose de grave arrivait, comme un désastre, il pourrait arriver qu'on m'appelle et que je doive partir sur le champ. J'ai toujours cette pensée à l'esprit. Après une période de repos auprès des siens, Yukihiro sera de retour à la caserne pour un autre 24 heures consécutives de travail. Qu'il travaille à Mexico ou Osaka, être ambulancier est une profession exigeante et intense, qui nécessite une excellente santé physique et mentale. Mais c'est aussi une vocation qui procure son lot de sensations fortes et de fierté, qui stimule le désir de revêtir l'uniforme, toujours et encore. J'aime être ambulancier et aider les gens. Sauver des vies amène un fort sentiment d'accomplissement. Quand on apprend qu'un patient dont on s'est occupé et qui est passé à un cheveu de mourir a pu retrouver une vie normale et retourner au travail, ça rend vraiment très heureux. J'aide à sauver des vies. C'est une sensation indescriptible. C'est comme avoir des mains magiques et pouvoir redonner le sourire aux gens. Par exemple, quand la famille d'un patient le voit revenir à la maison sain et sauf. J'aime ça. Je suis vraiment satisfaite à la fin d'une journée de travail. C'est une sensation merveilleuse de joie et de satisfaction. Israël, terre sacrée millénaire, où modernité et tradition cohabitent dans un climat d'insécurité permanent. La guerre interminable avec la Palestine et les actes de terrorisme fréquents mettent les services d'urgence sous tension. Sans compter les problèmes intérieurs, tels que les accidents de la route continuels, considérés par l'État hébreu comme un fléau national, et la consommation d'alcool, particulièrement chez les mineurs. Alors que 2 fêtes nationales se succèdent, le jour du souvenir et le jour de l'indépendance, les autorités sont sur les dents. C'est le cas d'Oriane et d'Israël, 2 ambulanciers qui travaillent sur le terrain. Quelques semaines plus tard, sur un autre continent, les services d'urgence sont aussi sur un pied d'alerte. Bruxelles est envahie de touristes et de Belges venus y célébrer la fête nationale sous une chaleur écrasante. Bien que l'ambiance en soit une de réjouissance,
la fébrilité demeure et la sécurité est omniprésente. Tous se souviennent que l'horreur peut frapper n'importe où, n'importe quand. 53 sur place, homme au sol, inconscient. Évitez la place pour nos médecins, s'il vous plaît. Il y a quelques années à peine, le pays a été le théâtre d'attentats meurtriers qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Les ambulanciers Jean-François Caloud et Benoît de Rahat nous intègrent à leurs équipes d'urgence. Le sud d'Israël a été la cible d'attaques pendant une quarantaine d'heures consécutives. Un jour pas comme les autres se lève sur Israël. Alors que le pays essuie une pluie de roquettes depuis plusieurs jours, les Israéliens, et encore davantage les services d'urgence, s'apprêtent à vivre 48 heures d'une forte intensité. Aujourd'hui, ce petit État du Proche-Orient célèbre dans la retenue Yom HaZikaron, le jour du souvenir. En ce jour férié, dédié au recueillement, tous se rappellent solennellement les 27 000 Israéliens morts à cause de la guerre depuis la création de l'État d'Israël. Dans un contexte où les conflits armés font partie du quotidien, que le service militaire d'au moins 2 ans est obligatoire autant pour les hommes que pour les femmes, tout le monde ou presque a perdu un proche ou une connaissance. Les Israéliens sont donc aujourd'hui très émotifs. L'ambulancier à moto Israël Weingarten commence son quart de travail. Israël fait partie des 621 premiers répondants à moto pour l'ensemble du pays. Une escouade mise sur pied pour avoir accès aux nombreux lieux les plus exigus du territoire, notamment ici à Jérusalem. Israël vit dans cette ville antique depuis de nombreuses années et il connaît ses rues souvent sinueuses et étroites comme le fond de sa poche. Chaque année, on se rappelle de ceux qui ne sont plus là et de tout ce qui s'est passé dans notre pays, sur nos terres. C'est une journée difficile, mais il faut honorer la mémoire de nos héros. L'ambulancier, qui compte une dizaine d'années d'expérience, vient à peine de commencer son quart de travail que, déjà, il doit se rendre sur les lieux d'un accident de moto. Ça n'aura pris que 4 secondes pour que l'appel d'urgence entré à la centrale 101 soit relayé à l'ambulancier de 31 ans. C'est en moyenne le temps d'attribution des demandes de secours à l'organisation Magen David Adom, une filiale de la Croix-Rouge qui gère les appels d'urgence dans l'État hébreu. On a reçu un appel pour un accident entre une moto et un vélo sur la route. Respirez profondément, d'accord? L'homme sur les lieux avec quelques égratignures sur ses bras et ses jambes. Les blessures sur vos mains pourraient s'infecter facilement et causer des complications. Je sais. Vous n'avez pas l'air bien. Désolé. C'est une blague? Non, vous êtes très pâle. C'est certain, ma moto a dérapé et je suis tombé. Ça va passer, je vais reprendre des couleurs. J'aimerais que vous restiez assis dans l'ambulance quelques minutes, d'accord? D'accord. Il ne veut pas qu'on l'emmène à l'hôpital. Alors on va le laisser partir. Mais on va lui faire signer un papier qui indique qu'il a refusé nos services. Alors je remonte sur ma moto. À 11 h, une sirène se fait soudainement entendre. Ce n'est pas une alerte à la roquette, mais plutôt l'appel à un puissant moment de recueillement collectif. Même les automobilistes sur les autoroutes s'arrêtent, sortent de leur véhicule, pour 2 minutes de silence, afin de commémorer et d'honorer la mémoire de tous les Israéliens tués depuis la création de l'État, en 1948. À
environ 1 heure de route de Jérusalem, dans le centre économique du pays, l'ambulancière Oriane Lukatz, dont le quart de travail ne commence pas avant 19 h, en profite pour passer du temps avec ses proches. Le jour du souvenir se vit généralement en famille. Elle travaillera ensuite pendant la majeure partie de la nuit et pour le reste du jour de l'indépendance qui s'amorcera au coucher du soleil. Pour les Juifs, une nouvelle journée commence lorsque le soleil se couche. Je prépare mon repas pour ma journée de travail, sinon je sais que je ne vais pas manger sainement. Ses proches savent que la mère de famille de 35 ans pratique un métier risqué, où la souffrance humaine fait partie du quotidien. La plupart des ambulanciers de l'organisation ont dû intervenir auprès de victimes d'attentats. Ça prend 1 minute et demie à un missile en provenance de Gaza pour se rendre ici. Donc, si vous habitez près de Gaza, vous avez 15 secondes pour trouver un abri. Voici notre abri contre les attaques bioterroristes. On a un système de ventilation juste là et une fenêtre spéciale avec un dispositif de protection. Dans un pays où même sa propre demeure n'est pas un lieu sûr, ces abris sont obligatoires dans toutes les nouvelles constructions. À Jérusalem, Israël répond à un appel pour lequel il doit se frayer un chemin dans la vieille ville. L'urgence concerne un homme de 50 ans qui dérange le voisinage. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Israël découvre un individu visiblement en détresse psychologique. Avez-vous fait de la fièvre aujourd'hui? Non. Avez-vous bu de l'eau? J'ai mal à la tête. C'est tout? Un cas qui est loin d'être unique. Une étude a démontré que près d'un citoyen israélien sur 2 a vécu une dépression ou des difficultés psychologiques. Venez avec nous. On va vous examiner pour s'assurer que tout va bien. D'accord? L'homme a été retrouvé dans un foyer pour les gens qui consomment des antidépresseurs. Les ambulanciers doivent s'assurer que l'homme n'est pas un danger pour les autres et pour lui-même. Voulez-vous aller chez vous ou à l'hôpital? Chez moi. Chez vous? Je comprends. Êtes-vous sûr que vous vous sentez bien? Oui. Attendez ici quelques minutes. Mon collègue va finir de remplir le formulaire et vous pourrez y aller. Monsieur, venez avec nous. Non, je vais retourner en haut. Mais vous n'habitez pas ici, ce n'est pas votre appartement. Non, je veux boire. Regardez-moi. Non, je ne veux pas. Vous n'habitez pas ici. Il refuse les traitements. Alors on va simplement remplir le formulaire et les policiers vont le ramener chez lui. Tandis qu'Israël termine sa longue journée dans cette cité, considérée par l'État hébreu comme sa capitale, à Tel Aviv, c'est l'heure pour Oriane et son coéquipier de commencer leur quart de travail. À 5000 km au nord-ouest, voici Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe, et par conséquent, le siège de plusieurs institutions politiques d'importance. Dans quelques heures, cette ville millénaire sera le théâtre de nombreuses célébrations pour marquer la fête nationale et les 75 ans de la libération de la Belgique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur le site des festivités, les services de sécurité sont déjà sur un pied d'alerte. Policiers, hélicoptères et même tireurs d'élite sont en position, alors que les autorités se préparent en vue d'un défilé militaire qui aura lieu plus tard dans la journée, en présence de la famille royale. Bien que le sentiment de peur se soit dissipé depuis les attentats meurtriers de mars 2016 qui ont frappé la Belgique en plein cœur, les autorités ne prennent aucun risque et restent extrêmement vigilantes. Personne n'a oublié les 32 morts et les 334 blessés. Enchanté, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. L'ambulancier Jean-François Caloud assure depuis 20 ans la gestion et la coordination de toutes les équipes de secours et d'ambulanciers pour l'événement. On va avoir un souci vers la place Royale, parce qu'il y a des militaires qui se trouvent là maintenant à Poix. Bonjour à tous, merci d'être là pour le dispositif de la fête nationale. Quelques consignes. Donc d'abord, la première, c'est la sécurité. Donc il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des bousculades, on ne sait pas ce qui peut se passer, des gens parfois un peu énervés. On s'écarte, on prévient. Au total, 220 secouristes assurent les premiers soins lors de la fête nationale. La plupart sont bilingues et maîtrisent notamment le français et le flamand. Ce sont pour la majorité des bénévoles de la Croix-Rouge, comme Jean-François, qui s'est engagé dans l'organisation il y a 30 ans. Et depuis qu'il a vendu 3 de ses 4 commerces, l'homme d'affaires donne désormais à l'institution humanitaire entre 3 et 4 heures par jour à longueur d'année. Ce que je trouve passionnant dans ce métier, c'est les gens qu'on rencontre, les ambulanciers avec qui on partage quand même des situations qui sont parfois difficiles. Et ce que j'aime bien, c'est le volet non marchand, donc non commercial et qui est plus basé sur les valeurs humaines. La Croix-Rouge installe 4 postes de soins le long du parcours du défilé qui s'étire sur 1 kilomètre à la place Royale. Bon an, mal an, le 21 juillet, les équipes de soins font entre 200 et 300 interventions. Ici, vous voyez le montage d'un poste soin. Donc lui, il est stratégiquement installé juste à côté de la place des Palais où se passe le défilé. C'est un poste soin qui fonctionne beaucoup. Ça va? Bonjour. 200 000 personnes sont attendues dans la journée. Les festivités commencent à peine et déjà les services médicaux sont sollicités pour traiter des malaises mineurs tels que coupures, baisse de pression et hypoglycémie. Donc ici, tu vois une équipe d'intervention. Donc il y a des équipes mobiles qui sont sur tout le parcours. Ils sont chaque fois équipés d'un sac à dos avec des pansements, des bandages, colliers cervicaux si jamais il y a des chutes. Dans le sac orange, c'est une civière pliable. Ils ont aussi un défibrillateur semi-automatique en cas d'arrêt cardiaque. Salut, ça va? Ouais. Bien, bien. Je viens du Téléon. Oui, ça a été ce matin, pas de problème. Donc je vous présente Benoît. Benoît est un proche collaborateur depuis de nombreuses années. Un excellent ambulancier, du reste. Et donc vous allez accompagner Benoît sur le dispositif du 21 juillet. Benoît de Rahat est ambulancier bénévole depuis une dizaine d'années. Il a été affecté à la fête nationale depuis ses tout débuts. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se déplacer, on va aller se positionner à des endroits stratégiques. Lors de grands événements publics, c'est la Croix-Rouge qui assure les services ambulanciers. Et qui dit Croix-Rouge, dit bénévole. Mais au quotidien, ce sont plutôt les pompiers qui offrent les services ambulanciers d'urgence à Bruxelles. Pendant la fête nationale, ce sont donc des bénévoles comme Benoît qui sont les premiers envoyés sur les lieux lors d'appels où la vie des patients n'est pas menacée. On les nomme les équipes d'aide médicale urgente, les AMU. 53 écoutes. Si toutefois ils se retrouvaient devant un patient très mal en point, les secouristes ambulanciers demanderaient du renfort auprès des services mobiles d'urgence et de réanimation, le SMUR, une organisation de la Croix-Rouge qui déléguerait un médecin et un infirmier. EPC met l'Alpha 53 sur place, corps de garde over. Merci, monsieur. Par cette fête nationale, les Belges célèbrent et commémorent l'indépendance officielle de leur pays, survenue le 21 juillet 1831. Ce jour-là, le premier roi des Belges, Léopold Ier, jurait fidélité à la nouvelle Constitution. Donc voilà, le défilé militaire et civil est terminé. Les gens, les officiels regagnent leur chez eux ou leur hôtel, un restaurant probablement. Nous aussi, tout s'est bien passé, aucune intervention, pas d'évacuation. Mais ce n'est que le début d'une très longue journée qui sera mouvementée. En Israël, en l'espace de quelques minutes à peine, la liesse a remplacé la tristesse, alors que le jour du souvenir a laissé sa place au jour de l'indépendance.
Partout au pays, les Juifs célèbrent dans la joie et parfois l'excès le jour de la création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, qui changea à jamais leur destinée et celle du monde entier. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où 6 millions des leurs ont été exterminés dans des camps de concentration nazis. C'est le début d'une longue nuit pour Oriane Loukatz et son coéquipier Nadav Matzner, qui se connaissent depuis près de 20 ans. Ils rejoignent leurs collègues au parc national de Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv, où un grand spectacle a lieu. Des militaires assurent la sécurité. C'est l'un des jours les plus occupés pour Magen David Adom. Toutes les ambulances et les unités de soins intensifs sont en opération. Il y a quelques centaines de fêtes qui se déroulent sur le territoire israélien en ce moment. Alors des milliers de bénévoles sont sur place pour s'assurer que tout le monde puisse célébrer le jour de l'indépendance en toute sécurité. Rapidement, les ambulanciers sont mobilisés. Oriane et Nadav doivent se rendre de toute urgence sur les lieux d'une bagarre qui a mal tourné. En chemin, Oriane tente de recueillir le plus d'informations possible avant leur arrivée. On rapporte qu'un homme a été poignardé. On peut consulter les informations concernant l'urgence sur cet écran. Si la situation évolue entre-temps, le centre de répartition nous tient au courant et nous envoie de nouvelles données. Cela prend en moyenne 8 minutes aux ambulanciers pour se rendre sur les lieux d'une intervention. À l'arrivée des secouristes, une foule importante occupe l'intersection où l'incident est survenu. Un autre ambulancier escorte Oriane pour assurer sa sécurité. La tension est encore vive. Heureusement, la blessure est mineure. Et l'homme ordonne à Oriane de s'en aller sur le champ. Les ambulanciers ne peuvent prodiguer des soins à un blessé qui refuse leur aide. C'était très violent, tout le monde s'insultait. Habituellement, les gens savent qu'on est là pour les aider, alors ils ne nous agressent pas. Mais il arrive parfois qu'ils soient violents avec nous. Plusieurs d'entre eux sont ivres, alors ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Les abus sont fréquents lors de ces nuits de célébration. À preuve, Oriane et Nadav doivent maintenant intervenir auprès d'une personne sévèrement intoxiquée. Il s'agit d'un mineur. Il est inconscient. La consommation d'alcool par les jeunes est un enjeu de santé publique en Israël. Une étude réalisée par l'Organisation mondiale de la jeunesse place notamment l'État hébreu en 2e position derrière l'Arménie à propos de la consommation hebdomadaire d'alcool chez les moins de 11 ans. Le jeune homme reprend tranquillement connaissance. Les ambulanciers transportent le patient jusqu'à un point de rencontre avec des collègues qui opèrent une ambulance moins spécialisée que la leur. Ce sont eux qui procéderont au transfert vers l'hôpital afin que le véhicule de pointe et Oriane et Nadav restent disponibles pour des cas plus graves. Le duo opère une unité mobile de soins intensifs équipée pour les cas d'urgence cardiaque et polytraumatique. D'ailleurs, avec cette stratégie d'opération des ambulances, les professionnels de Magen David Adom réussissent à réanimer 14 personnes tous les jours en Israël. Pas de répit. Oriane et Nadav doivent déjà répondre à un nouvel appel d'urgence impliquant encore une fois une personne intoxiquée et blessée qui se trouve dans un café du quartier. L'homme, visiblement ivre, attend tout simplement son sandwich. Sa situation a inquiété les propriétaires du café qui ont alerté les services d'urgence. Il a une petite coupure près du sourcil et il saigne. Il doit aller à l'hôpital car il a besoin de points de suture et probablement d'un vaccin contre le tétanos.
Je crois qu'il va monter à bord de l'ambulance qui s'en vient. Il a fait une chute en motocyclette. Asseyez-vous et mangez un peu. Vous allez tomber. Non, je ne vais pas tomber. Écoutez, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous allez tomber. Ne partez pas. L'ambulance vient d'arriver et va vous emmener à l'hôpital. Tout va bien. Je n'ai pas envie de débattre avec vous. Mais tout va bien. Vous avez une coupure au sourcil, vous allez tomber de votre motocyclette, monsieur. Malgré l'insistance d'Oriane pour le faire monter dans l'ambulance, l'homme repart comme si de rien n'était. Il ne voulait pas de notre aide. Ce n'est pas grave. Et le prochain appel se fait tout de suite entendre. Mon Dieu, déjà un autre appel. Les premiers renseignements font craindre le pire. Un homme très mal en point gît sur le sol, ensanglanté. Chaque seconde compte. Nadav roule le plus rapidement qu'il le peut, en assurant la sécurité de tous. En ce soir de célébration, des fêtards peuvent surgir de partout. C'est terrible. Le cas est très grave. L'homme, violemment battu, a été laissé pour mort sur le trottoir. Est-ce que quelqu'un le connaît? Non, des témoins l'ont vu se faire battre de chez eux. Comment allez-vous? La victime est défigurée. Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? D'où provient le saignement? De son nez? De son nez, oui. Et de sa bouche aussi. Je vais examiner le reste de son corps. Les ambulanciers craignent une hémorragie cérébrale. L'équipe doit agir rapidement. Il est sévèrement blessé? Oui, il a de graves hématomes sur le visage. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il faut faire vite. Il a été battu très violemment. Je crois qu'il a le nez cassé, plusieurs dents aussi. Il est blessé à la tête et il est inconscient. Il était probablement en état d'ébriété. Il pourrait également souffrir de blessures rectales. Le patient est délicatement installé dans l'ambulance de collègues pour être transporté au centre hospitalier le plus près, où il sera rapidement et efficacement pris en charge. Ses pantalons étaient baissés, alors je ne sais pas trop s'il a été agressé là aussi. L'État hébreu possède un système de santé publique performant et moderne. Depuis 1995, l'assurance maladie est obligatoire et chaque citoyen en bénéficie. La soirée a été mouvementée. C'est terminé maintenant. Mais les autres ambulanciers vont travailler tout le reste de la nuit, jusqu'au petit matin, sans repos. Épuisés et visiblement ébranlés par le dernier cas, Oriane et Nadav vont prendre un court repos bien mérité, avant de recommencer de plus belle dans quelques heures. À la fête nationale belge, à Bruxelles, les ambulanciers bénévoles Benoît de Rahat et son collègue Jean-Marie Marchal vont porter assistance à une nouvelle maman qui souffre énormément, au point d'avoir de la difficulté à parler. C'est une patiente qui a reçu un médicament, et donc on va juste faire un transfert de poste de soins pour qu'elle soit vue par un médecin et que le médecin puisse prendre une décision, soit l'évacuer vers un milieu hospitalier, soit la traiter encore sur place et attendre que ça aille mieux pour elle. Tous les ambulanciers bénévoles doivent obligatoirement suivre une formation de 160 heures en aide médicale urgente pour pouvoir œuvrer auprès des patients. Madame, bonjour madame.
J'ai bien compris que vous aviez fort mal. On va vraiment faire du mieux qu'on peut. Si vous avez mal, vous le dites. Soit on arrête la manœuvre, soit on la continue et on essaye de vous mettre correctement après, d'accord? Mais on fera ce qu'on peut pour limiter la douleur. Sur le côté. Le mari de la patiente est autorisé à monter lui aussi dans l'ambulance. Donc là, on se dirige vers le poste de soins central pour qu'elle soit vue par un docteur. Pour voir ce qu'on va faire ensuite de madame et faire en sorte en tout cas qu'elle aille mieux. Benoît active les sirènes et accélère. L'état de la dame semble se détériorer. Jean-Marie s'assure qu'elle reste bien éveillée sous le regard inquiet mais bienveillant de son conjoint. C'est avec nous, hein? Vous m'entendez? Madame, vous m'entendez? Oui? C'est avec nous, hein? Réveillez-vous, ouvrez les yeux, madame. Ouvrez les yeux, madame. Regardez-moi. Vous voyez? Je suis où, là? Voilà. Ah, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ambulanciers évitent de faire rouler la civière sur le pavé de pierre pour ne pas provoquer de choc qui ferait souffrir davantage la patiente. Le poste de soins principal a été aménagé dans un stationnement souterrain réquisitionné pour l'événement. Rapidement, la nouvelle maman est prise en charge. Ici, hein, mais il y a 1 mois et demi, elle a une douleur au niveau du flanc, a reçu un perfus et elle est algique depuis un bon bout de temps. Après un examen sommaire, les médecins décident qu'il n'y a pas de temps à perdre. La dame doit être transférée rapidement à l'hôpital. Il faudra juste donner un petit coup de main, passer sur les pavés, ouais, madame se plaint de douleur, donc voilà, le plus possible. Ouais. Ok, on pousse. Un médecin et une infirmière montent à bord de l'ambulance pour pouvoir intervenir si l'état de la patiente se détériorait encore davantage pendant le transport. Le transfert doit se faire le plus rapidement possible. Mais en ce jour de festivité, le véhicule est ralenti par une circulation dense. En Belgique, un transport par ambulance coûte 60 €, soit 90 $ canadiens, et ce, peu importe la distance et le temps de transport. À l'hôpital, la nouvelle maman pourra recevoir tous les soins requis grâce à une assurance maladie obligatoire à laquelle elle a souscrit, soit auprès d'un organisme privé ou de l'une des 2 institutions publiques qui offrent une assurance de base. La dame peut s'attendre à recevoir des soins d'une grande qualité. En effet, la Belgique bénéficie du 4e meilleur système de soins de santé en Europe, sur une trentaine de pays étudiés. Une fois la patiente entre bonnes mains à l'hôpital, Benoît et Jean-Marie retournent se poster à un endroit stratégique en attendant d'autres appels qui ne seront tardés, car en ce début de soirée, les interventions se multiplient. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a statistiquement un petit peu plus d'interventions que les années antérieures. Si on a 140 interventions, je pense qu'en fin de journée, ça va nous faire 200-210 interventions en tout. La pause aura été brève pour Benoît et Jean-Marie. Roger. Un appel d'urgence, qui n'a rien à voir avec la fête nationale, vient de leur être relayé. La situation semble très grave. Un homme serait tombé d'un édifice.
une chute de 12 étages. Le jour de l'indépendance bat toujours son plein en Israël. Les festivités nocturnes ont cédé la place à des activités à caractère plus familial. À Tel Aviv, la longue plage qui borde complètement la ville de près d'1 demi-million d'habitants est remplie de milliers de personnes venues voir le spectacle aérien. Wow. Bien qu'ils n'aient pu dormir que quelques heures, les ambulanciers de Magen David Adom sont en poste. Pas le temps de profiter davantage du spectacle. Israël, Oriane et Nadav doivent répondre à un appel d'urgence. On a reçu un appel concernant un homme de 70 ans ayant de la difficulté à respirer. Il a des antécédents médicaux et souffre d'une maladie pulmonaire. Ces cas ne sont jamais pris à la légère, car ils peuvent dissimuler des problèmes plus graves, tels que des maladies cardiovasculaires. Sans tarder, l'équipe donne de l'oxygène au patient et vérifie son rythme cardiaque ainsi que sa pression artérielle. Quand avez-vous utilisé votre inhalateur pour la dernière fois? Il y a 40 minutes. Il y a 40 minutes? Souffrez-vous de maladie cardiaque? Non. Non? Avez-vous ressenti une amélioration avec l'oxygène? Je ne peux pas... Expulser le mucus? D'accord. Mais au niveau de votre respiration, avez-vous ressenti une amélioration quand on vous a donné de l'oxygène? Avec l'oxygène, je me suis senti mieux. Une amélioration alors? Mais je ne peux pas toujours utiliser l'appareil. Vous ne pouvez pas toujours l'utiliser, je vois. Les compétences de l'ambulancière sont mises à profit. Son unité est équipée pour faire face à ce genre de situation. Sa pression artérielle est un peu élevée. Dans quelques instants, il sera à l'hôpital et on va lui faire un bilan sanguin pour savoir qu'est-ce qui est arrivé exactement. On pourra ensuite stabiliser son état. En route vers l'hôpital, Oriane effectue un électrocardiogramme sur le patient dans son ambulance spécialisée en soins intensifs. En Israël, les citoyens peuvent choisir à quel hôpital ils veulent aller. Lorsque le cas est vraiment grave, on amène simplement le patient à l'établissement le plus proche. Les hôpitaux sont généralement très bien équipés. L'État israélien accorde une grande importance à la formation du personnel médical, ce qui se traduit dans les hôpitaux par des ressources matérielles et humaines de haut niveau. Mais comme dans bien des pays développés, les établissements sont bondés et le privé a tendance à gruger de plus en plus de place au service public. Pour Oriane, être ambulancière, c'est bien plus qu'un travail. C'est être en relation avec des êtres humains qui ont besoin d'aide, tout simplement. À peine le patient déposé à l'hôpital, Oriane, Nadav et plusieurs autres équipes reçoivent un appel. Un accident de la circulation majeur avec de nombreux blessés et potentiellement des morts s'est produit sur l'autoroute en direction de Jérusalem. À Bruxelles, en Belgique, les ambulanciers Benoît de Raat et son collègue Jean-Marie Marchal sont en mission urgente pour sauver la vie d'un ouvrier qui a fait une chute de 12 étages. 53 sur place, homme au sol, inconscient. 53 sur place, homme au sol, inconscient. À leur arrivée, un policier leur fait signe que l'homme n'a plus de pouls. Chaque seconde compte pour procéder à un massage cardiaque dans le but de le réanimer. Faites de la place pour mon médecin, s'il vous plaît. Rapidement, une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation, le SMUR, est sur place. Le médecin et l'infirmière arrivent avec une trousse de médicaments qui pourront être injectés à l'homme pour, espérons-le, faire redémarrer son cœur. Ok, stop massage. Ok, reprise massage.
près de le sang pour encore aider. Policiers, ambulanciers, médecins et infirmières se mobilisent pour ramener la victime à la vie. Les minutes s'égrènent. L'équipe donne tout ce qu'elle peut. Oui, il faut demander à Fred d'arriver sur place. 21 minutes. Benoît et Jean-Marie se relaient pour procéder au massage cardiaque. Après plus de 16 minutes de tentative de réanimation, l'équipe médicale cesse le massage cardiaque. Le décès est constaté. Le silence des ambulanciers en dit long sur le désarroi qui habite ces experts de l'urgence. Ne pas réussir à sauver une vie n'est jamais banal, même si cela fait partie du métier. PC Met Alpha 53 disponible, radio, patient Delta Charlie Delta, demandons affectation. 54, de faire route vers la place Royale, de mettre son ambulance, en espérant voir quelque chose, monsieur. Roger. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on soit habitué. Chaque cas est particulier, chaque personne était une personne. Maintenant, notre métier, notre formation fait que on est entraîné pour réagir et donner toutes les chances de survie aux patients. Après, la vie fait que c'est le destin qui en décide autrement s'il faut. Donc, je dirais s'habituer, non, mais ce qu'il faut, c'est rester professionnel et travailler toujours dans les mêmes conditions et dans le même schéma de travail pour que la victime ait des chances de survie. Benoît et Jean-Marie reprennent leur esprit. Dans peu de temps, ce sera le début du traditionnel feu d'artifice, ce qui mettra un terme à cette journée de festivité. Mais pas nécessairement au travail des secouristes. Roger, donc la 53 disponible radio, Ducal, Lambermont. Et point de fuite, ce sera Lambermont vers la chaussée. En Israël, Oriane et Nadav répondent à un appel d'urgence d'importance. Selon les premières informations, de nombreuses personnes seraient blessées et certaines décédées à la suite d'un accident de la route. Puisque la nuit a été courte et la journée bien occupée, Oriane tente du mieux qu'elle peut de faire le plein d'énergie pendant le déplacement de Tel Aviv jusqu'au lieu de la collision sur l'autoroute menant à Jérusalem. Des secouristes et ambulanciers de Magen David Adom sont déjà sur les lieux avec l'unité de soins intensifs. On est en route. On va arriver dans quelques minutes. Sur le site de l'accident, des équipes d'ambulanciers ont déjà prodigué les premiers soins aux victimes et les blessés ont été évacués dans un hôpital à proximité. Ne restent sur place que les morts. La scène est difficile à soutenir. Un autobus se dirigeait vers Jérusalem lorsqu'il a heurté le garde-fou. Le véhicule a ensuite fait plusieurs tonneaux avant de retomber sur ses roues à plusieurs mètres de l'autoroute. On peut voir les restes du véhicule un peu partout. La plupart se trouvent là-bas, dans le champ. Il y avait 13 individus à bord. Parmi eux, 4 ont malheureusement été déclarés morts sur place. Une équipe de Zaka est sur les lieux pour veiller sur les corps qui gisent sur le sol. Zaka est une ONG religieuse fondée en 1989. Ses bénévoles s'occupent de toutes les dépouilles humaines, conformément à la loi juive. L'une des règles du judaïsme
commande d'enterrer toutes les parties du corps d'un défunt ensemble, ce qui oblige parfois les bénévoles de Zaka à chercher et à collecter des restes humains sur les scènes d'attentats terroristes ou d'accidents. Les bénévoles de Zaka se rendent sur les lieux d'accidents de voiture ou d'explosion pour récupérer les restes des victimes. En tout temps, il faut être prêt à interrompre tout ce que l'on fait, que l'on soit au travail ou à la maison, pour aller sur le terrain et se mettre au travail. On récupère tous les éléments qu'on trouve, la moindre petite goutte de sang, pour les transmettre aux proches des victimes qui pourront les enterrer. Je travaille sur 2 ou 3 accidents de voiture chaque semaine. Malheureusement, le jour de l'indépendance s'est terminé tragiquement pour ce groupe d'hommes qui venaient d'être libérés de prison pour être réhabilités, et dans la tristesse pour les ambulanciers qui travaillent en ce jour qui devrait pourtant être joyeux partout au pays. À Bruxelles, l'émotion est tout autre. L'esprit est davantage aux réjouissances. Les 220 secouristes affectés à la fête nationale belge entament la dernière étape d'une très longue journée. La place des Palais est remplie au maximum de sa capacité. 25 000 personnes attendent avec impatience le début du feu d'artifice, une marque de commerce de cette célébration annuelle. Comme si toute la Belgique avait les yeux et l'esprit rivés sur le merveilleux, les urgences semblent s'être apaisées pendant ce moment, donnant le temps à Benoît et Jean-Marie de souffler et de mettre un peu de beauté dans ce 21 juillet qui, pour eux, aura été marqué par la souffrance et même la mort. Ça finit bien, ouais. C'est pas encore vraiment fini, il faut que les gens rentrent chez eux maintenant. Regarde le monde. En effet, ce n'est pas fini pour les ambulanciers, qui continuent d'intervenir auprès des personnes qui se sont écrasées au sol pour différentes raisons, fatigue, chute de pression ou bien de surconsommation de différentes substances. Hey! Hey! Benoît intervient ici avec des policiers auprès d'une jeune femme intoxiquée, qui collabore peu. D'où venez-vous? Bonjour. D'où venez-vous? Belgique! Vous vivez en Belgique? Belgique! Que faites-vous là? Va te faire foutre! Eh, ne soyez pas impoli avec le policier. Vous venez avec nous à l'hôpital? Non! Laissez mettre pour la phase 53. Il s'agit d'un refus de soins en présence de la D3. La victime rentre par ses propres moyens chez elle. Nous sommes à nouveau disponibles radio. Une quinzaine d'heures après le début des festivités, les secouristes et ambulanciers s'apprêtent à terminer leur mandat. Au total, ils auront procédé à plus de 175 interventions, dont 20 qui ont nécessité un transfert à l'hôpital. Bien sûr, un jeune homme est mort dans des circonstances troublantes ce soir. Un rappel brutal de la fragilité de la vie, source de l'engagement de ces centaines de secouristes et ambulanciers qui donnent de leur précieux temps pour porter secours à leurs semblables qui ont besoin d'aide, de soins et de compassion. Peu importe où les ambulanciers travaillent sur la planète, leur profession en est une d'intensité et de stress, particulièrement lors d'événements d'envergure, comme les fêtes nationales. C'est un métier très spécial. On est les premiers à assister les patients quand ils ont besoin de nous. On stabilise leur état et on s'assure qu'ils puissent vivre une journée de plus. Je ne voudrais être nulle part ailleurs que dans mon unité. Je veux être ici chaque jour. J'aime mon travail et, bien qu'il soit un peu compliqué parfois, je ne l'échangerai pour rien au monde. Soigner des êtres humains, sauver des vies, est un métier exigeant, mais rempli de sens.
C'est pourquoi, même s'ils terminent leur mission épuisés, ces professionnels de l'urgence ne souhaitent qu'une chose après avoir pris un peu de repos: retourner sur le terrain. Ce job d'ambulancier est vraiment un boulot passionnant, qui met évidemment beaucoup d'humain. Et donc, je trouve que c'est un boulot passionnant. Parce que les journées, quand elles commencent, on ne sait jamais de quoi elles vont être faites. Jamais. C'est toujours gai de voir les gens la même passion et partager des expériences. Et puis, oui, moi, ça m'apporte quelque chose de me rendre utile. Voilà, puis j'ai toujours bien aimé le côté médical et médecine, c'est trop long. Donc, je fais de l'ambulance, c'est beaucoup plus facile. Ibiza, l'île paradisiaque hédoniste par excellence sur Terre. Des touristes de partout s'y rendent pour s'y étourdir dans la fête. Nuit blanche à répétition, danse intense, abus d'alcool et de drogue, comportement à risque, le cocktail est explosif. Ce qui met une pression immense sur les services ambulanciers. Hello. José Manuel Maroto, un technicien des transports sanitaires senior qui compte 25 ans d'expérience, nous intègre à son équipe d'urgence. Koh Phangan, Thaïlande. Une fois par mois, à la pleine lune, des dizaines de milliers de touristes se livrent à un excès d'alcool, de drogue et de musique techno sur la plage de Adrin. Ici, toutes les dérives sont permises et les conséquences sont souvent fâcheuses. Nous voici dans une folle nuit de la Full Moon Party en compagnie d'Utaiwan Kumpong, une jeune infirmière qui, la nuit durant, portera secours avec ses collègues à ceux et celles qui sont allés trop loin. Elle nous intègre à son équipe d'urgence. Méditerranée, plage de sable fin et soleil en abondance, Ibiza est la capitale mondiale des discothèques et destination ultime des plus célèbres DJ de la planète, où 700 000 personnes débarquent à chaque année. C'est plus de 4 fois sa population, qui compte à peine 170 000 habitants. Des jeunes surtout, des fêtards, mais aussi des riches magnats du pétrole viennent s'ancrer pour s'adonner à la luxure et l'euphorie. Ibiza, c'est le rêve de la fiesta d'une vie. Où il y a la fête et en même temps le soleil. Le soleil, on peut être chill, voilà, tout ça. À Ibiza, on n'a qu'à faire quelques pas. Et on se fait offrir de la drogue. Par toutes sortes de gens qu'on ne connaît pas. Alors que sur l'île, les touristes sont en état festif, José Manuel Maroto se prépare pour son quart de travail de nuit qu'il appréhende très intense, comme toujours. J'apporte toujours des vêtements de rechange avec moi au travail. Il y a énormément d'humidité dans l'air. Alors j'aime bien prendre une douche à la fin de mon quart de travail avant de rentrer à la maison. Ce père de famille fait ce boulot depuis maintenant 25 ans. Une véritable passion pour lui depuis qu'il est tout jeune. Voici le bâtiment de la Croix-Rouge. C'est ici que travaillent ceux qui m'ont donné envie de pratiquer le métier d'ambulancier. J'ai de la chance parce que mes parents vivaient tout près lorsque j'étais petit. Il y avait des ambulances militaires ici à l'époque, et c'est en les observant que j'ai eu envie de faire ça. Dès mon plus jeune âge, je me suis dit, c'est ce que je vais faire dans la vie. Alors, vers 10 ou 12 ans, j'ai voulu faire partie de la Croix-Rouge. Puis, je suis devenu bénévole quelques années plus tard. L'habit que José Manuel enfile est celui du service ambulancier de l'État. Il est l'un des seniors de l'équipe qui compte une 60aine d'ambulanciers à Ibiza.
Il est près de 20 heures. José Manuel et son collègue commencent leur quart de travail. Après une vérification du matériel, ils sont prêts à faire un test routier avec leur véhicule. Cette nuit, José Manuel et Ivan roulent dans une ambulance dite de base. Pas de défibrillateur cardiaque ou d'équipement sophistiqué et surtout, pas de médecin à bord. Notre quart de travail va se terminer à 8 heures du matin. 12 heures. Oui, 12 heures. On va travailler toute la nuit. Ivan est ambulancier à Ibiza depuis environ 1 an et demi. C'est ça? Non, ça fait 7 mois. 7 mois. Voilà. Mais ce fut 7 mois tellement intenses qu'ils équivalent à 1 an et demi. Blague à part, c'est un collègue expérimenté et très professionnel. Ivan, on va faire un tour pour s'assurer que tout est en ordre? Oui. C'est quand tu veux. Avant même d'avoir terminé leur test routier d'inspection, un premier appel. Il faut aller porter secours à une personne qui a été retrouvée en situation de coma éthylique dans la rue. On nous envoie en plein cœur d'Ibiza, donc je ne crois pas qu'il s'agisse d'un touriste. Allons-y et on verra bien ce qui nous attend sur les lieux. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme marchait dans la rue complètement ivre. Il s'est cogné la tête au sol, juste là. Bonjour. Ça va, monsieur? Pouvez-vous ouvrir les yeux? L'homme ne répond pas aux questions de José Manuel. Il ouvre à peine les yeux et a eu un relâchement des sphincters, ce qui pour les ambulanciers n'est pas un bon signe. Sans hésiter, il décide de l'emmener de toute urgence à l'hôpital. Vous êtes de la famille? Oui. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Attendez, attendez. La femme de la victime peine à garder son calme. Ce n'est pas quelqu'un qui boit habituellement? Non, il part travailler tous les matins à 7 heures et il rentre habituellement à 19 heures. Laissez-moi faire, madame. Laissez-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Allez, on doit l'amener à l'hôpital. Notre première impression après avoir examiné le patient, c'est qu'il ne présente pas les signes d'une intoxication éthylique. On va le transporter à l'hôpital pour qu'il soit examiné et qu'il obtienne le bon diagnostic. Il faut vérifier s'il pourrait avoir des lésions au cerveau suite à sa chute. L'homme est transféré à un hôpital public où les services sont reconnus pour être efficaces, comme dans l'ensemble du réseau. Il n'aura pas à débourser un cent pour ses soins. L'Espagne dispose en effet d'un système de santé universel et gratuit pour tous ses citoyens. Alors que les ambulanciers n'ont pas encore terminé de ranger leur matériel, la centrale les affecte de toute urgence à une autre mission. Une jeune touriste aurait été retrouvée complètement intoxiquée et inconsciente, couchée dans la rue. Située dans le golfe de Thaïlande, à quelques 800 km de Bangkok, l'île de Koh Phangan ressemble à ce que pourrait être le paradis sur Terre. Nature luxuriante, plages infinies, soleil abondant. Au petit matin, une foule de jeunes occidentaux sont en direction de Koh Phangan. Dans quelques heures, ils participeront à l'un des événements les plus excessifs qui soient. À chaque année, ils sont 1 million de jeunes à mettre le cap sur cette île en retrait du monde avec une seule idée en tête, faire la fête. On s'attend à de la musique house et espagnole, à s'amuser et à voir beaucoup de gens heureux. On m'a dit qu'on était libre ici et qu'il n'y avait pas de contrôle. Alors on va s'amuser. Aujourd'hui, on va dormir pour mieux faire la fête ce soir. Ce soir, c'est la pleine lune. Koh Phangan peut s'attendre à accueillir jusqu'à 30 000 nouveaux touristes. C'est 3 fois plus que sa population locale. Et tout ce monde converge vers un seul endroit, la plage de Hadrin, un décor de carte postale caché à l'extrémité sud de l'île. C'est là que ce soir et cette nuit, presque tous les touristes présents dans l'île se réuniront pour faire la fête à l'excès.
Il en ira par contre autrement pour l'infirmière Utaiwan Kumpong, qui sera en alerte du coucher au lever du soleil. Lors de la Full Moon Party, il faut être davantage préparé s'il y a un événement qui se déroule simultanément dans le pays. Par exemple, si c'est le 1er janvier ou Songkran, le nouvel an thaïlandais. On sait alors qu'il y aura beaucoup de monde et qu'il faudra se préparer en conséquence. Il faudra prévoir plus de personnel et d'équipement. Les infirmières en poste lors de la Full Moon Party n'ont pas besoin de suivre une formation spéciale. On nous affecte à l'événement en alternance. Ce mois-ci, c'est mon tour. Formée à l'école d'infirmerie thaïlandaise de Surat Thani, Utaiwan pratique son métier depuis 5 ans. Dans quelques heures, elle sera postée dans la petite infirmerie de fortune, installée directement sur la plage de Hadrin, où la Full Moon Party vibrera toute la nuit. Elle doit être prête à tout. La principale difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas quels cas vont se présenter. Quand on est de garde, il faut toujours être prêt à tout. Cette plage est tout ce qu'un touriste en quête de beauté peut rechercher. Reste à installer les chaînes stéréo, l'éclairage, les équipements sanitaires et tout ce qui est nécessaire pour créer l'ambiance unique qui fait de la Full Moon Party l'un des événements les plus festifs de la planète. Les policiers sont là pour assurer la sécurité de la foule. La police locale veille constamment sur les touristes. Il y a aussi une unité de soins médicaux sur place, qui est très importante pour s'occuper des fêtards qui sont malades, qui ont perdu connaissance ou qui se sont blessés en raison de la foule compacte. La fête dure toute la nuit et le lendemain matin, il faut tout nettoyer. Il faut aussi penser à l'environnement. De l'hôpital à la plage de Hadrin, où se tient la Full Moon Party, il y a 10 km de route sinueuse et pentue. Si cette nuit, il devait y avoir des cas nécessitant un transport à l'hôpital, il faudrait compter au bas mot une demi-heure pour faire le trajet. Pour ne pas perdre une minute, l'ambulance est garée dans un stationnement situé à 500 mètres de la plage. On est prêt à affronter la soirée. C'est l'endroit le plus approprié, puisque plus loin, les rues sont bondées de fêtards et de commerçants qui empêcheront tout déplacement rapide et efficace. En ce moment, tout va bien. On est prêt. Tout est en place. Il faut dire qu'il n'est que 22 heures et que les visiteurs commencent seulement à arriver. En fait, il y en a beaucoup qui dorment encore. Ils font souvent ça pour arriver à faire la fête toute la nuit. Utaiwan et ses collègues s'installent au poste de premiers soins. Elles auront une pleine lune accrochée au-dessus de leur tête et à leurs pieds une plage où des milliers de fêtards s'agglutineront. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Mais bientôt, leur petite infirmerie sera le point de chute de tous ceux et celles qui auront mal traversé la nuit. Une nuit comme il en existe très peu dans le monde. De retour à Ibiza, les missions s'enchaînent pour José Manuel et son collègue. Les ambulanciers se dirigent de toute urgence pour porter secours à une jeune femme qui serait étendue sur le pavé, inconsciente et intoxiquée. Hola. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trop bu d'alcool. Elle n'a pas pris de drogue, juste de l'alcool. Bon, je vois. L'une de ces touristes a nettement abusé de l'alcool, au point de ne plus être capable de parler ni de marcher. Elle a des antécédents médicaux? Elle prend des antidépresseurs et des anxiolytiques. Oui, des médicaments contre l'anxiété. Les jeunes femmes se sont fait expulser d'un taxi quand la victime s'est mise à vomir à l'intérieur du véhicule. Comment elle s'appelle? Michel, on doit s'en aller demain. Michel? Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Vous avez bu trop d'alcool ce soir? La jeune femme peine à ouvrir les yeux. Elle frôle le coma éthylique. D'accord. Alors on ne va pas laisser Michel ici dans la rue. On va la transporter à l'hôpital.
1, 2, 3, allez. Michel, Oui. est-ce que ça va? Michel, ouvrez vos yeux. Regardez-moi. Je vais bien. Je suis vraiment désolée. Je vais bien. Oui, pas de problème. Les filles? José Manuel doit même trouver les arguments pour convaincre les jeunes filles d'accompagner leur ami à l'hôpital. Être ambulancier à Ibiza, c'est aussi, à certains moments, jouer le rôle de travailleur social. Vous ne voulez pas venir à l'hôpital avec elle? Vous êtes certaine? C'est votre ami. Il faut y aller. D'accord, on va y aller. On n'a pas le choix. C'est votre ami, alors c'est normal. Pas vraiment. Allez vous asseoir en avant. Désolé, mais la bouteille... Oui, il faut s'en débarrasser. On n'en a plus besoin. Vous pouvez l'avoir. Fini l'alcool pour ce soir. On va à l'hôpital. Vous pouvez me la donner? L'engagement et le dévouement des ambulanciers est total. Jamais ils ne jugent leurs patients, malgré les abus qu'ils commettent. Des excès pour lesquels les professionnels doivent ensuite gérer les conséquences. Ces touristes qui se défoncent au point de devoir être transférés à l'hôpital représentent un coût important. Si l'Espagne a une entente avec les autres pays européens pour régler la facture pour les soins, ce n'est pas le cas pour les autres régions du monde. La plupart du temps, l'État ne réussit pas à se faire rembourser les frais d'ambulance et de soins des vacanciers étrangers. Une fois les fêtards en sécurité, José Manuel revient à son véhicule en décantant la mission qui se termine. Ça arrive fréquemment que les jeunes fêtards ne veuillent pas accompagner leurs amis à l'hôpital. Ils ne veulent pas avoir à repayer le coût d'entrée de la discothèque, qui peut être de 80 €. Ou encore, ils ne veulent pas se perdre dans la ville et manquer la fête. On leur a dit de parler à leur ami avant d'y retourner. Il ne faut jamais abandonner un ami qui a besoin de nous. C'est du stationnement même de l'hôpital que José Manuel et Ivan reçoivent un appel de la centrale. 061, le numéro général pour les services ambulanciers. Les professionnels repartent en mission sans perdre une seconde. Direction secteur des hôtels, en bord de mer. Un jeune touriste serait gravement intoxiqué. On vient d'arriver sur place et il n'y avait personne. La police locale est allée voir sur la plage si quelqu'un avait besoin de nous. On dirait bien qu'il n'y a personne. On va appeler à la centrale pour essayer de savoir qui a appelé les services d'urgence. Peut-être que la police pourra nous en dire plus à son retour. Il n'y avait personne? Non. Bon, d'accord. Alors on va s'en aller. Finalement, rien à signaler pour les ambulanciers. Mais en voyant les nombreux balcons des hôtels où des fêtes se déroulent, souvent José Manuel se rappelle des interventions antérieures pour des jeunes grièvement blessés après avoir fait ce qu'on appelle dans le jargon du balconing, une tendance chez les jeunes à Ibiza. On voit souvent ce genre de vidéos à Ibiza. On appelle ça du balconing. Les gens sautent du balcon de leur hôtel pour atterrir dans la piscine. C'est très dangereux. Ça me donne la chair de poule de voir ça. Ils sont complètement inconscients des dommages qu'ils peuvent causer. Ils risquent leur vie. Et quand on meurt, ce n'est pas seulement nous que ça affecte, mais toute notre famille. Pas le temps de souffler. José Manuel et Ivan doivent intervenir pour un cas encore plus humainement troublant, même pour des professionnels d'expérience. Ils sont appelés pour intervenir auprès d'une jeune femme enceinte qui a été battue par son conjoint.
Koh Phangan, Thaïlande. Il est minuit, ça y est, la Full Moon Party est véritablement commencée. Tout le long de la plage de Hadrin, qui mesure environ 1 kilomètre, les scènes s'égrènent. Chacune a son DJ et sa musique. Devant elle, une marée humaine, presque exclusivement composée de jeunes touristes. Isabella, Carlotta et Claudia. Allemands, Australiens, Russes et Européens. Italie! On est prêt à faire la fête. On boit de la bière comme tous les Allemands. J'aime faire la fête. Je suis un vrai fêtard. Pour moi, c'est le best over the world. J'adore cette fête, elle est top. Si je suis seul sur la piste de danse, des filles vont probablement venir danser avec moi. Les gens sont gentils avec tout le monde ici. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, s'éclater. Cette nuit, il n'y a plus d'inhibition. Entraînés par les pulsations euphorisantes de la musique, des milliers de personnes entrent dans un état second et s'autorisent toutes les démesures. La Full Moon Party prend son envol et la petite infirmerie reçoit déjà ses premiers éclopés. Où Taïwan et ses consoeurs agissent rapidement et au mieux. Elles savent quoi faire. Pour l'instant, on a surtout soigné des brûlures et des gens en état d'ébriété. À la Full Moon Party, on aime jouer avec le feu. Et trop souvent, qui s'y frotte s'y brûle. L'alcool et la drogue donnent un surplus d'audace aux fêtards et un surplus de travail aux infirmières. J'étais à la corde à danser en feu. J'ai commencé à sauter par-dessus et quelqu'un est arrivé. Il a accroché la corde, alors elle est restée coincée sous ma jambe et j'ai été brûlé. Et c'est bien qu'il y ait une infirmerie en cas d'urgence ici. C'est vraiment une bonne chose. On nettoie les brûlures avec de l'eau salée. Puis on applique de l'aloès vera pour calmer la douleur. Ce soir, les 3/4 des interventions du Taïwan concernent précisément les brûlures. Généralement, les fêtards qui ont approché les flammes de trop près ne se présentent pas à l'infirmerie avec une seule brûlure sur le corps. Cet homme, par exemple, a été brûlé à 4 endroits différents. Au bras droit, à la jambe gauche, à la jambe droite et au ventre. Voilà autant de souvenirs douloureux qu'il rapportera de la Full Moon Party. On est ici pour la Full Moon Party. Super! Ouais! C'est génial! Attention, monsieur! Le nombre de patients que l'on soigne dépend beaucoup du moment de l'année. Pendant la haute saison touristique, le 1er janvier ou Songkran, il y a énormément de visiteurs ici. Alors, on peut avoir 40 ou 50 cas par jour. Mais quand il n'y a pas d'événement spécial ou qu'on est en basse saison touristique, on peut avoir 10 ou 15 cas par jour. Déposez votre tête là. Non, ici. La petite infirmerie ressemble de plus en plus à un camp retranché, assiégé par les éclopés de la Full Moon Party. Pas facile de prodiguer les premiers soins à la chaîne, dans un contexte où les patients n'ont pas toute leur tête. La panique est parfois au rendez-vous. Carl!
José Manuel et Ivan, 2 ambulanciers d'Ibiza, sont en direction d'un quartier résidentiel pour porter secours à une jeune femme enceinte qui a été battue par son conjoint. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari m'a frappée, je suis tombée. J'ai très mal de ce côté. Vous en êtes à combien de mois de grossesse? 4 mois. Et jusqu'ici, tout était normal? Oui, mais j'ai déjà accouché après 6 mois de grossesse par le passé. Votre mari est parti? Oui, il est parti. On va aller discuter dans l'ambulance. Ce sera plus tranquille et sécuritaire. Il vous a donné un coup de pied? Non, ici. Regardez mes lèvres. Je suis tombée par terre là-bas, en face de l'appartement. Dans un cas comme celui-là, encore plus qu'à l'habitude, les ambulanciers doivent faire preuve d'une bienveillance rassurante, en plus d'agir avec l'efficacité qui les caractérise normalement. Les professionnels doivent réagir rapidement, malgré la détresse de la femme. C'est une question de sécurité. Personne ne sait où se trouve le conjoint violent. José Manuel et Ivan craignent que l'agresseur surgisse et attaque de nouveau. Je crois qu'on devrait partir le plus vite possible. Qu'en penses-tu? Oui. Aucun excès de fêtard ne peut les ébranler autant que ce type d'intervention. C'est important de transférer la patiente rapidement à l'hôpital et de ne pas perdre une seconde en raison du stade avancé de sa grossesse. Elle a de très fortes douleurs au ventre. Je ressens beaucoup de rage, de colère et d'impuissance face à ce genre de cas. J'ai de la difficulté à concevoir qu'on puisse faire ça. Personne ne devrait subir de la violence, bien sûr, surtout pas une femme. Mais frapper une femme enceinte, c'est encore plus dégoûtant. Depuis quelques années, l'Espagne est devenue en Europe une référence en ce qui concerne la gestion des cas de violence machiste. Quand un crime à l'égard d'une femme est rapporté, tout le système policier, judiciaire et de santé se met en action. On a demandé la présence de la police nationale à l'hôpital. On n'a toujours pas localisé l'agresseur et on ne sait pas quelles sont ses intentions. C'est difficile de prévoir le comportement d'un tel individu. Donc, on a demandé l'aide des forces policières pour faire de la surveillance à l'hôpital au cas où il déciderait d'apparaître. La petite accalmie d'appel qui se manifeste après cette intervention émotivement intense est bénéfique pour les ambulanciers. Ils peuvent souffler un peu et manger une petite bouchée, eux qui ont été emportés dans un tourbillon d'urgence. C'est au quartier général de l'organisation, situé près de la zone turbulente, que les professionnels aiment profiter des moments de calme. On va peut-être avoir de la chance et pouvoir manger un peu. On vient généralement manger à la base pour être un peu tranquille. On parle souvent du fait qu'il est important de décrocher un peu du travail, de changer la routine. Maintenant, on va voir si on va avoir assez de temps pour manger. Une vie choisie et passionnante pour José Manuel, qui a le métier d'ambulancier dans la peau, même si la profession est extrêmement exigeante à tous les points de vue, mais surtout envahissante sur le plan familial. Ce tatouage représente toute l'énergie que je mets dans mon travail. Ça montre à quel point être ambulancier est ma vie et ma passion. Le plus grand sacrifice que j'ai fait pour mon travail, c'est de ne pas passer assez de temps avec mes enfants. C'est ce qui fait que je me sens coupable. Mais sinon, je n'ai jamais eu de doute concernant mon choix de carrière. Dans les discothèques bondées, la fête est à son paroxysme. Certains des clubs peuvent accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Heureusement, depuis quelques années, les ambulanciers n'ont plus à intervenir à l'intérieur des boîtes de nuit, qui doivent désormais avoir leur propre service médical dans leurs murs.
Rendez-vous à la chambre 340. Il s'agit d'une attaque de panique. On vient de recevoir un appel en provenance d'un hôtel de Playa d'Embosa. La police a également été appelée sur les lieux parce qu'il y aurait eu une certaine commotion. L'incident s'est produit dans une chambre d'hôtel. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Il est plus de 3 heures. Les fêtards sont passablement intoxiqués après plusieurs heures de défonce. Certains ont dépassé la dose d'alcool ou de drogue que leur corps pouvait supporter. José Manuel et Ivan doivent porter secours à un jeune homme qui fête depuis 48 heures sans arrêt. La drogue a causé une crise de panique. À Kopangan, à la Full Moon Party, la tension monte d'un cran à la petite infirmerie improvisée sur la plage de Hadrin. Carl! 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 Monsieur? Monsieur? Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Madame, il faut vous calmer. Calmez-vous. Calmez-vous. Je crois que vous devriez vous étendre. Ça va aller. Ça va vous faire du bien de vous étendre un peu. Voulez-vous aller à l'hôpital? Non, ça va aller. Je me sens bien. Vous voulez rentrer? Oui, on va rentrer. Où logez-vous? À l'hôtel. Mais je me sens bien maintenant. Elle a pris de l'alcool. Oui, juste de l'alcool. J'aimerais qu'elle s'étende un peu. Ça va l'aider à se sentir mieux. Allez vous étendre. D'accord. D'accord? Je vous laisse vous étendre un peu. L'abus d'alcool est plus que monnaie courante à la Full Moon Party. C'est la norme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trop bu. Déposez-la, là-bas. Boire à en perdre ses sens est à ce point commun que les infirmières et les organisateurs ont prévu une aire de repos pour les personnes trop imbibées. Et plus la soirée avance, plus elle se remplit de nouveaux occupants mal en point. Certains incapables de se tenir debout sans le secours du personnel infirmier ou de bons samaritains. Allez retrouver votre ami là-bas, dans l'aire de repos. La plupart des fêtards de la Full Moon Party sont des jeunes. Des jeunes qui aiment s'amuser et faire la fête. Lorsqu'ils ont trop bu, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Il arrive que des personnes très saoules baissent leurs pantalons pour uriner dans l'unité médicale. Ça arrive. Ils sont dans un état d'ébriété avancé et un peu confus, mais ils ne sont pas violents ou bagarreurs. Rares sont les nuits de la Full Moon Party où le personnel infirmier n'est pas mis sous pression. Cet homme est sur le point de s'évanouir. Il a subi une sévère chute de pression sanguine. Rien ne va plus. Madame, calmez-vous. Oui, il faut rester calme. On lui fait respirer des sels. En vain. Pas de chance à prendre. Il faut le conduire rapidement à l'hôpital. Cela veut dire rejoindre l'ambulance qui se trouve à 500 mètres de la plage. Ce sera le parcours du combattant. Mais le personnel infirmier a l'habitude et le savoir-faire pour que leurs patients rejoignent l'hôpital en un temps record. Dans un hôtel d'Ibiza,
l'ambulancier José Manuel Maroto et son collègue Ivan se rendent au chevet d'un fêtard en crise de panique, après avoir vraisemblablement ingurgité un cocktail de drogue. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai fait une crise de panique. Une crise de panique, d'accord. C'est la première fois? Non. Non? Il serait préférable pour vous de vous rendre à l'hôpital. Ça va vous permettre de vous calmer. Oui. Oui. Pouvez-vous marcher jusqu'à l'ambulance? Non. Pouvez-vous vous lever? Non. Et marcher? Non. Non? Non. Pouvez-vous vous asseoir dans un fauteuil roulant? Non. Allez, on va à l'hôpital maintenant. On ne va pas y passer la nuit. La policière est plus pressée d'en finir. José Manuel reste réconfortant pour le patient. Regardez ici. Regardez-moi. 1, 2, 3, d'accord? Levez-vous et venez avec moi. José Manuel garde un contact physique à tout instant avec le patient. Sa bienveillance et son sang-froid calment le jeune homme qui collabore bien. La police n'a pas besoin d'intervenir. Regardez-moi. Oui. Voilà. D'où venez-vous? Australie. Ce n'est pas votre première crise de panique, n'est-ce pas? Non. Alors, essayez de contrôler votre respiration. Ça va vous aider. Est-ce que je vais me faire arrêter? Est-ce que je vais me faire arrêter? Non, non, on ne va pas vous arrêter, voyons. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. On va seulement vous amener à l'hôpital. Mais pourquoi y a-t-il des policiers? Pour assurer notre sécurité. Alors je n'aurai pas de problème? Non, c'est seulement pour assurer notre sécurité. D'accord? Regardez-moi. Je suis désolé. Vous êtes certain que je n'aurai pas de problème? Oui, tout va bien. Vous me dites la vérité? Oui, la police est ici pour assurer notre sécurité. Mais tout va bien. Regardez-moi. Le touriste intoxiqué craint de se faire arrêter, car la drogue est illégale en Espagne, mais implicitement tolérée à Ibiza. Chaque nuit, 4 kilos de cocaïne sont consommés dans cette île aux 1000 excès, soit l'équivalent d'une ligne de 1,2 km. Ce n'est pas seulement la cocaïne le problème. Les fêtards vont souvent prendre une drogue qui augmente leur niveau d'adrénaline. Puis, lorsqu'ils sont trop fébriles, ils prennent autre chose pour faire baisser le niveau d'excitation. Ensuite, ils veulent de l'énergie à nouveau, alors ils refont la même chose encore et encore. Les missions se succèdent à un rythme effréné pour José Manuel et Ivan. Tout de suite après avoir déposé le patient en crise de panique à l'hôpital, ils doivent de toute urgence se rendre porter assistance à une jeune femme, elle aussi en overdose de drogue. C'est votre amie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était avec nous au bar là-bas avec des amis. Elle était sobre. Je me suis absentée un moment et quand je suis revenue... Je vois. La patiente est agitée, a la mâchoire crispée et ne peut retenir ses membres qui bougent dans toutes les directions. Vous allez venir à l'hôpital? Non. Oui, vous ne pouvez pas rester ici. Asseyez-vous. Restez calme. Vous allez vous lever tranquillement. Levez-vous. Faites attention. Comment elle s'appelle? Julie. Julie. Regardez-moi, Julie. Restez calme, d'accord? Oui. On pense que la jeune femme a non seulement consommé de la mais aussi de Merci beaucoup. Merci. De rien. Je suis vraiment désolée. Détendez-vous, Julie. Le problème avec ce genre de patients, c'est l'augmentation de leur température corporelle. Dans ce cas-ci, celle de la jeune femme était à 37,5 degrés. Il faut surveiller ça de près parce qu'une température corporelle trop élevée peut entraîner une défaillance de certains organes.
C'est quelque chose qui peut aggraver son état et même causer sa mort. Après avoir remis la jeune femme aux bons soins du personnel de l'hôpital, il est maintenant temps pour José Manuel et Ivan de retourner au quartier général. La nuit, comme presque toutes les nuits à Ibiza, a été frénétique. Il est 7h30 du matin. C'est presque la fin de notre quart de travail. On va vider les poubelles et faire le ménage à bord de l'ambulance. Il faut qu'elle soit propre pour nos collègues qui prendront la relève. On espère que leur journée sera plus tranquille que la nuit qui vient de passer. Ça a été une nuit mouvementée. Repose-toi bien. Pareil pour toi. Bon repos. À bientôt. Au revoir. En un quart de siècle de travail, impossible de compter le nombre de vies de fêtards que José Manuel Maroto a sauvées. De retour à Koh Phangan, où la Full Moon Party ne donne pas de répit à Otaiwan Kumpong. La voici qui quitte exceptionnellement son poste. On lui a demandé d'aller porter secours à un homme incapable de se rendre par lui-même à l'infirmerie. Elle ignore dans quel état elle le trouvera. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est sous. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faudrait l'aider à se rendre à l'aire de repos. Oui, je vais l'aider. Ce touriste aurait pu sombrer dans un coma éthylique s'il avait continué à boire. Ce qui lui arrive n'est pas rare à la Full Moon Party. À force d'ingurgiter ce mélange très populaire d'alcool et de boissons gazeuses servis à profusion dans les kiosques qui bordent la plage, nombreux sont les fêtards qui en viennent à perdre tous leurs moyens. Finalement, comme beaucoup d'autres, cet homme terminera sa soirée dans l'aire de repos. J'ai couru pour aller à la nurserie. Juste ici, et après on l'a porté pour venir ici. Parce qu'il se sentait pas bien et maintenant du coup il est couché là-bas. On a sauvé la vie. Cette insouciance heureuse, c'est la face lumineuse de la Full Moon Party. Mais elle a aussi un côté sombre. Parmi cette foule ce soir, comme c'est le cas chaque soir de pleine lune depuis 30 ans, plusieurs se feront dépouiller par des pickpockets, d'autres seront agressés, certains se blesseront ou frôleront la mort. Voici un homme complètement ivre qui est en train de se noyer. N'eût été du secours de ses amis, il ne se serait pas relevé. La Full Moon Party s'essouffle. La nuit commence à avoir raison des danseurs et des buveurs. C'est le moment où les éboueurs entrent en scène. Une longue fin de nuit les attend. Les fêtards ont laissé derrière eux de quoi les occuper jusqu'au milieu de la journée. C'est aussi le moment où, comme tous ses collègues, Otaiwan met un terme à son quart de travail. Sa nuit a été longue, agitée, pleine de défis et surtout valorisante. Pour elle, soigner les fêtards, c'est une façon de contribuer au bon fonctionnement et à la pérennité d'un événement qui en vaut la peine.
Travailler comme infirmière lors de la Full Moon Party est un gros défi. On ne sait jamais ce qui va se passer, qui va se présenter à l'infirmerie, quel genre de blessure il va falloir soigner. Il peut s'agir de blessures graves ou mineures. Alors, c'est l'occasion pour moi de m'améliorer en tant qu'infirmière. Le soleil se lève, la musique s'éteint, et pourtant, ils sont encore des centaines sur la plage. Dans un mois, à la prochaine pleine lune, tout recommencera. Que ce soit à Ibiza ou à la Full Moon Party en Thaïlande, les visages des ambulanciers ne sont probablement pas les souvenirs de voyage les plus clairs pour les touristes intoxiqués. Mais ils sont sans doute les plus précieux. Ce que je préfère dans le métier d'infirmière, c'est de pouvoir aider les gens et de constamment rencontrer de nouvelles personnes. Ça demande aussi un grand contrôle de soi. Il faut garder son sang-froid. Quand on rentre chez soi après une longue journée de service et qu'on peut se dire « aujourd'hui, j'ai pu aider quelqu'un », ça permet de se sentir utile à la société. Ça me comble beaucoup personnellement. Être ambulancier dans ces destinations mondiales de la fête, c'est un peu comme être les anges gardiens de ces îles paradisiaques. Barcelone, Espagne. Comme à tous les ans, à la fin du mois de septembre, c'est la fête de la Mercè. 5 jours et 4 nuits. 1 million de participants. Des dizaines, voire des centaines de fêtards amochés. Pour leur venir en aide, Pere Ribera et ses collègues ambulanciers passeront plusieurs nuits blanches. Avec leur équipement à la fine pointe de la technologie et leur formation spécialisée, ils font partie du système d'urgence médicale catalan. Pendant une semaine, Rio de Janeiro, au Brésil, est le théâtre de tous les excès. Bienvenue au plus démesuré et célèbre carnaval du monde. Au-delà des images en provenance du légendaire stade Sambadrome, diffusé partout à travers le globe, où plumes et paillettes des danseurs vedettes de samba font la renommée internationale du carnaval, se cache une réalité beaucoup moins glorieuse. Les abus d'alcool, de drogue et de violence assombrissent la fête. Des secouristes mobiles, des infirmières, des médecins et des ambulanciers procèdent à une véritable course à obstacles et à relais pour venir en aide aux milliers de festivaliers en détresse. Ils nous intègrent à leur équipe d'urgence. Capitale de la Catalogne et deuxième ville la plus peuplée d'Espagne avec 1 500 000 habitants, Barcelone est une destination prisée par les touristes du monde entier et la fierté des Catalans. À longueur d'année, la ville bourdonne d'activités. Mais l'événement qui surpasse tous les autres, c'est la fête de la Mercè. Depuis 1902, à chaque début d'automne, les Barcelonais célèbrent à leur façon Notre-Dame de Grâce, la sainte patronne de la ville. Autrefois résolument religieuse, la fête de la Mercè est aujourd'hui une occasion de marier tradition et modernité. Les quelques 600 événements programmés attirent des foules considérables, denses et animées. À tout coup, il y a des excès. Et ceux-ci sont souvent source de dangers et de situations critiques. À 3 heures du déclenchement des festivités, Pere Ribera et sa coéquipière Belén Martínez assistent avec une vingtaine de leurs collègues à la dernière réunion de planification du système d'urgence médicale de la Catalogne. Au cours des 4 prochaines nuits, rien ne sera laissé au hasard. Pere est ambulancier depuis 30 ans et Belén infirmière. Ces professionnels, habitués à travailler ensemble, seront en première ligne. Et maintenant, on est en train de faire un peu le checklist et revoir que c'est tout en parfait état.
L'ambulance de Pera et Belen est ni plus ni moins qu'un petit hôpital ambulant. Ces appareils font automatiquement le checklist. C'est l'une des 62 ambulances de soins intensifs que le gouvernement de la Catalogne a déployées sur son territoire. Ceux et celles qui montent à leur bord font partie d'une troupe d'élite capable de traiter et soigner des personnes en situation de détresse médicale, peu importe où elles se trouvent. Ce soir, 12 de ces ambulances sillonneront les rues de Barcelone. Elles seront postées prioritairement à 2 endroits. La plage de Bogatel, située à 2 pas du centre-ville, et la place d'Espagne, où Pera et Belen viennent d'arriver. Dans les 2 cas, il s'agit de réduire les délais d'intervention au minimum. Nous, à Barcelone, on a une réponse de, je pense que c'est de 5 à 7 minutes. Et c'est très bien, hein, dans une grande ville, non? Et la loi, je crois, marque sur 20 minutes. Pera et Belen se dirigent vers la plage de Bogatel. Ils ont été demandés en appui. La foule est jeune et dense. Les risques de situation d'urgence sont réels. On s'est déplacé ici parce qu'il a finalisé un concert très connu pour les gens jeunes, de 15 à 18 ans. C'est les fêtes de la Mercé. Il n'y a pas d'horaire. Les parents permettent tout. Beaucoup de monde ivre, c'est presque normal. En bordure de la plage, une jeune femme a besoin d'aide. Au moment où des passants ont appelé les services d'urgence, elle était inconsciente et gisait sur le trottoir. Je vais essayer de l'aider à se lever. Vous ne pouvez pas rester ici. Par contre, quand Pera et Belen arrivent sur les lieux, elle vient tout juste de reprendre connaissance. Manifestement, elle a bu plus que son compte. Dans un premier temps, elle ne désire pas coopérer avec les ambulanciers. On va vous amener à l'ambulance et on va prendre soin de vous, d'accord? Tu peux tenir la main de ton ami. Mais Pera sait se faire convaincant. Ne partez pas, restez calme. C'est juste ici. Dans l'ambulance, Belen mesure la tension artérielle de la jeune fille, mais elle lui apporte surtout réconfort et consolation. Ça va aller, petite. Dans la plupart des cas où les personnes sont ivres au point de perdre conscience, les ambulanciers voient d'abord à leur sécurité. Cette jeune fille rentrera chez elle accompagnée d'un ami fiable. Pera et Belen l'auront soignée sans qu'il ne lui en coûte quoi que ce soit. En fait, le système de santé publique espagnol est gratuit et couvre tous les soins, à l'exception des soins dentaires et optiques. On vient de recevoir une alerte, alors il faut se dépêcher. Nous, dans notre métier, on a ce qu'on dit la fameuse heure dehors. Et c'est que la première heure d'assistance, ce qu'on fait sur le patient, c'est ce qui va définir comment il va aller le patient en avant. D'accord? Direction, le stationnement public Sababamsa Parallèle. On y a trouvé un adolescent en convulsion. Vraisemblablement une surdose de drogue. La rapidité et l'efficacité de l'intervention des ambulanciers feront que le jeune homme vivra ou mourra. La ville de Rio de Janeiro, au Brésil, est réputée pour son site exceptionnel, ses plages, ainsi que la chaleur de son climat et des 13 millions d'habitants de son aire urbaine. La deuxième plus grande ville du pays est placée sous la protection du Christ Rédempteur, qui, du haut du mont Corcovado, domine la mégalopole. Mais une fois par année, dans les jours qui précèdent le début du carême, les cariocas, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Rio de Janeiro, tournent le dos à leurs protecteurs et se livrent à des abus de toutes sortes. 1 500 000 touristes venus des 4 coins de la planète s'invitent dans la ville pour vivre la plus grande fête au monde, le Carnaval de Rio.
Alors que les écoles de samba préparent leurs chars allégoriques et leurs costumes, souvent aussi brillants que petits, en vue du majestueux défilé qui aura lieu ce soir, des milliers de professionnels de l'urgence, ambulanciers, médecins, infirmiers et même employés des compagnies privées de secourisme s'installent dans les différents quartiers de la ville. Dès le début de la journée, l'alcool coule à flot. En moyenne, 6 millions de fêtards prennent part à cette gigantesque fiesta qui ne s'essouffle pas pendant plusieurs jours. On vient d'un tout petit village, alors c'est important pour nous de venir à cette fête de quartier. Il y a plus de monde ici que dans tout notre village. On va continuer à fêter. On se sent bien. La journée ne fait que commencer. Nous voici dans un bloco, ou banda, une fête de quartier. Il y en a entre 450 et 600 dispersés partout à Rio. Il y en a même dans d'autres États de ce gigantesque pays d'Amérique du Sud. C'est le vrai carnaval populaire. La rumeur veut que des couples se laissent juste avant l'événement afin de pouvoir laisser libre cours à toutes leurs tentations pour se réconcilier après les festivités. La fête commence aujourd'hui et elle va durer 4 jours. Tous les excès sont permis. On va boire et baiser, avec des condoms, bien sûr. Autour de 100 millions de condoms sont distribués gratuitement pendant la fête. Ici, les préservatifs sont appelés les petites chemises de Vénus. Ces blocos sont des occasions rêvées pour les Brésiliens d'exprimer leur côté fantaisiste. Des hommes se déguisent en femmes et vice-versa. Une tradition de transgression dans les carnavals du monde depuis des siècles. Le bloco de la Bola Preta est la plus démesurée de ces fêtes du peuple. 1 million de carnavaleux s'entassent déjà sur la grande place. Les ambulanciers et les secouristes comme Renan Lopez et Anton Chavez se tiennent prêts. Les policiers aussi. Ils sont plus de 12 000 répartis dans tout Rio pour assurer la sécurité. Et ça, c'est sans compter les militaires qui gardent également un œil sur cette masse humaine qui ne cesse de grossir. Mais certains des festivaliers, eux, sont en grande détresse. Les secouristes à pied viennent de recevoir un appel concernant un homme qui s'est écrasé au sol, au milieu de la foule, visiblement en crise. Ces employés d'une compagnie privée qui sont mandatés pour être postés au milieu de la foule n'ont pas une tâche facile. Ils sont plus de 3000 sur le terrain, qui doivent repérer la victime au cœur d'une marée humaine, éviter d'être piégés par l'attroupement de fêtards et attendre parfois les ambulances qui sont déjà affectées à d'autres urgences. Le patient fait une grave crise d'épilepsie. Malheureusement, l'ambulance est déjà partie pour amener un autre patient à l'hôpital. Il faut attendre le retour de l'ambulance. Il aura fallu près de 6 minutes à l'ambulance pour parcourir 100 mètres afin d'atteindre l'homme en détresse. Les gens boivent beaucoup et ils ne réalisent pas qu'ils doivent laisser passer l'ambulance. C'est difficile pour les équipes de secours parce qu'elles doivent composer avec des gens qui ne sont pas dans leur état normal. Des policiers doivent intervenir pour dégager l'accès. On ne peut rien faire sur place. Il faut l'envoyer directement à la première unité de soins pour qu'ils évaluent si le patient doit aller à l'hôpital. L'homme est visiblement mal en point. Le temps presse. Une fois le patient dans l'ambulance, il ne sera pas facile de l'acheminer vers un médecin. La foule, compacte, complique considérablement le déplacement.
Pour le transport jusqu'au poste de soins, des ambulanciers prennent le relais des secouristes à pied. Renan Lopez et Anton Chavez, eux, restent sur le terrain. Le patient n'aura pas à payer pour son transport d'urgence. Au Brésil, les services ambulanciers sont gratuits, autant pour les Brésiliens que les étrangers. Les ambulanciers qui viennent travailler ici pendant l'événement doivent être mis au courant des difficultés et préparés psychologiquement. Il y a du monde partout. Les gens tentent d'intervenir et de nous dire quoi faire. Il ne faut pas se laisser distraire et il faut rester très concentré. L'immense foule est la plus grande difficulté pour les services d'urgence pendant le carnaval. C'est le plus grand défi. La fête atteint un autre niveau d'intensité. Elle va s'étirer jusqu'à l'épuisement des participants. Autour du poste médical dressé au cœur de l'action, des festivaliers abusent de l'alcool. Et à l'intérieur, le personnel ne cesse de recevoir de nouveaux fêtards intoxiqués. De retour à Barcelone, en Espagne, où pendant que la fête de la Mercè bat son plein, un jeune homme est toujours entre la vie et la mort dans un stationnement souterrain. Pera, Belen et leurs collègues l'ont trouvé inanimé. Tout indique que c'est en raison d'une surdose de drogue. À partir de maintenant, pour réussir à le sauver, chaque geste compte. Les médicaments abondent. L'équipement aussi. C'est comme si on avait déplacé un petit hôpital au pied d'un escalier. Maintenant, voilà, ça y est. Tu t'en occupes? Oui, donne-moi un 18. Un 18? Oui. Voilà, juste ici. Vous voulez essayer un vin? Lorsque la lumière rouge du moniteur scintille, c'est que ça ne va pas bien. Il y a un problème avec les signes vitaux. Donnez-moi une autre seringue. Le visage bleuté et les pupilles contractées de l'adolescent laissent croire qu'il a consommé du... Cette drogue, 100 fois plus puissante que la morphine, a pour effet notamment de ralentir la respiration et le rythme cardiaque. Une surdose de... elle, peut carrément stopper la respiration et donc provoquer la mort. Pour éviter le pire, on administre de la naloxone, un puissant antidote qui permet la relance de la respiration. L'effet est presque immédiat. Voilà, le pire a été évité. Ne reste plus qu'à transporter le jeune homme à l'hôpital. Une vie vient d'être sauvée. C'est très important dans ce type de travail, de travailler très tranquille. C'est la base, quoi. C'est des décisions qu'il faut prendre rapidement, mais il faut les prendre dans la calme, pas dans le stress. Parce que dans le stress, c'est plus facile de faire des erreurs. Le travail des ambulanciers est tout sauf prévisible. Sans avoir le temps de respirer un peu, Pera et plusieurs de ses collègues arrivent à la résidence d'un forcené qui vient de se barricader chez lui. En prévision d'une situation potentiellement violente, Pera enfile immédiatement ses habits de protection. Il y a quelqu'un dedans qui est en train de menacer de se faire mal. On suppose que c'est un malade psychiatrique et il faut rentrer à la force et l'obliger à aller à l'hôpital. Ce sera une opération délicate et de longue haleine.
Tous les services d'urgence de Barcelone sont représentés. Pompiers, policiers, ambulanciers. Une trentaine de personnes au total. Et on prend les choses au sérieux. L'homme est possiblement dangereux pour lui-même et pour d'autres. On ne sait pas s'il est armé. Et on ne sait pas jusqu'à quel point il est en crise. On ne sait même pas comment il va réagir à l'intervention. Donc, il ne faut rien brusquer et se préparer à tout. L'opération est réglée comme une montre. Les policiers d'abord, qui inspectent et sécurisent les lieux. Les pompiers ensuite, qui forcent l'accès au domicile. Et finalement, les ambulanciers qui procèdent le plus doucement possible à l'évacuation du patient. Parfois, il faut faire un petit peu de force. On a une formation technique d'immobilisation. Et c'est des techniques pour immobiliser et pas causer des lésions. On est conscient que c'est un malade, alors il faut être pas plus fort que lui. Il faut le soigner. Prenez ma main pour monter. Vous me forcez? Non, 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 je veux juste vous aider à monter. Je vous tiens. Asseyez-vous, monsieur. Je n'ai pas envie. Désolé, mais ce n'est pas négociable. Allez, ça va bien. Pour réduire cette situation de stress, ce qu'on fait, c'est d'administrer une médication pour le relaxer un petit peu. Et alors, il s'endort un petit peu et alors le voyage, la venue jusqu'à l'hôpital, elle est parfaite. 1h30 en direction de l'hôpital. Nous sommes en route. Être ambulancier comme Pera, ce n'est pas seulement être techniquement compétent, c'est aussi avoir une approche compatissante devant les malades. Tous les malades. Ce type de patient, il souffre beaucoup. Parfois, on n'est pas conscient parce que on pense que c'est l'agressivité pour agressivité, mais alors nous, on voit tellement de cas, on est réellement conscient de que c'est une maladie, et alors on traite de que le patient il souffre le moins possible. La nuit a été tout aussi intense qu'épuisante. Pera et ses collègues prendront quelques heures de repos avant de retourner sur le terrain pour une autre nuit mouvementée au cœur de cette grande fête catalane qu'est la Mercè. De retour au carnaval de Rio, dans le quartier de la Bola Preta, où se déroule une fête populaire. Au milieu de l'après-midi, de nombreux fêtards sont en état d'ébriété complète. Juste en bière, c'est 2 millions de litres qui se consomment chaque jour lors du carnaval. Ajoutez à cela toutes les autres boissons et vous avez une quantité incalculable d'alcool ingurgité pendant cette fête de la démesure. Au poste de soins temporaires, érigé en plein cœur de l'action, le personnel soignant reçoit de plus en plus de festivaliers mal en point. Sous la supervision de la docteure Julia Duque Estrada, les infirmiers doivent établir la gravité des cas pour soigner sur place le plus de patients possible afin d'éviter de surcharger les hôpitaux de la ville déjà débordés. Les employés de l'unité de soins ne vont pas se rendre au milieu de la foule pour aller chercher une personne qui a un malaise. On est là pour répondre aux besoins des patients qui viennent ici par eux-mêmes ou qui sont amenés par des amis ou des passants. Il arrive aussi que des ambulanciers qui patrouillent en ville nous amènent des patients pour qu'on les soigne ici. La plupart des carnavaleux arrivent au poste de soins par leurs propres moyens. Ici, un homme a été coupé à la tête avec un tesson de bouteille. Une infirmière ferme la plaie avec des points de suture avant un transfert à l'hôpital. Le coup a pu provoquer des dommages imperceptibles qui doivent être examinés. Pendant le carnaval, environ 700 festivaliers sont hospitalisés, principalement pour des infarctus ou des lacérations dues à des coups de couteau. Alcool aidant, les batailles sont fréquentes lors de cette grande fête, l'une des plus démesurées de la planète. La course à relais se poursuit.
Après avoir bénéficié du soutien du personnel du poste de soins, le patient blessé à la tête est transféré aux secouristes ambulanciers, qui ont désormais la responsabilité de le transférer vers un centre hospitalier. Il est certain que son état pourrait s'aggraver pendant le transport en ambulance entre l'unité de soins et l'hôpital. Heureusement, on a un médecin à bord de l'ambulance et tout l'équipement nécessaire pour réagir en cas d'urgence. Mais on souhaite toujours arriver à l'hôpital sans avoir à prodiguer des soins pendant le transport. Le patient n'aura pas à payer pour les soins s'il choisit d'être conduit vers un centre de santé public. Le Brésil est l'un des rares pays de plus de 100 millions d'habitants à pouvoir compter sur un système de santé universel et gratuit. Mais les ratés du modèle public ont permis au secteur privé de se développer. On compte désormais près d'une vingtaine d'hôpitaux privés dans la grande région de Rio. Ceux et celles qui peuvent se le permettre préfèrent se tourner vers eux. Plus la journée avance, plus la fête gagne en folie et en frénésie. Et les effets de l'alcool et des drogues deviennent plus intenses. Dans l'unité de soins, c'est l'heure de pointe. La docteure Julia Duque Estrada va d'un patient à l'autre, supervisant le travail d'une équipe prête à traiter les cas les plus divers. Tout en veillant sur de nombreux fêtards qui ont consommé alcool et drogue avec excès, le personnel doit également soigner toutes sortes de blessures. Les postes de soins sont de véritables petits hôpitaux de brousse, dans cette jungle urbaine de festivaliers venus s'amuser. Les équipes de soins sont bien équipées pour répondre aux urgences mineures. Cette femme vient de se couper à la jambe avec du verre. Je lui ai fait des points de suture pour refermer sa blessure à la cuisse. Elle pourra partir dans quelques minutes. Bien que déguisés pour mieux s'éclater, nombreux sont ceux et celles qui n'ont pour l'instant plus le cœur à la fête. Comme cette mineure, dans un état d'intoxication éthylique sévère. Il a fallu lui donner des médicaments pour qu'elle revienne à elle. Pour certains, plus amochés, la fin de la récréation vient de sonner. Ils quittent le bloco en ambulance pour être transférés à l'hôpital. Pour une large proportion des malades ou blessés, cependant, la visite au poste de soins n'aura été qu'un arrêt dans cette fiesta qui s'éternise. Après avoir été soignés et repris leurs esprits, les fêtards retournent vers la frénésie. Voici le massif montagneux de Montserrat, situé à 60 km des intenses festivités qui se déroulent à Barcelone. C'est ici que Pere Ribera a élu domicile. Un endroit calme qui lui permet de se ressourcer. Ce qu'il apprécie beaucoup, car son métier d'ambulancier est excessivement stressant. Moi, je suis né à Barcelone. Je suis fils de Barcelone. J'ai commencé à travailler en ambulance très jeune, à l'âge de 17 ans. Maintenant, ça fait déjà 30 ans. Et les premiers ans, c'était un peu la folie, vous voyez. Je sortais du travail et c'était comme... on ne sortait jamais de la même histoire, tu veux, parce que c'était la ville. Et vivre dans la campagne, ça m'a donné à moi un point, si tu veux, d'équilibre. Pere vit avec son fils Bernat, âgé de 19 ans. Pere adore son fils et Bernat admire son père. Il me voit comme quelqu'un qui a un travail que ça me permet d'aider d'autres personnes. Il me voit comme un petit héros, quoi, non? Il voit comme ça, lui. Son père, il travaille dans des ambulances. Et torna sol. 17 heures. Pour Pere, c'est maintenant l'heure de quitter le cadre paisible de sa maison pour le travail et l'agitation de la ville en fête. Car s'il est une chose que ne connaît pas Barcelone ces jours-ci, c'est bien la tranquillité.
La ville est prise d'assaut par les fêtards venus voir le défilé des géants, qui fait le bonheur des enfants, et les castellaires, formidables grimpeurs, qui forment des tours humaines atteignant des hauteurs plus que vertigineuses. Mais il y a surtout un volet festif, davantage propice au débordement. Les flamèches des coréphoques ou les spectacles musicaux attirent des foules immenses, denses et animées, dont les excès sont souvent source de dangers et de situations critiques. Avec des attroupements aussi importants, les services d'urgence de Barcelone au complet sont aux aguets. Personne n'a oublié les événements du 17 août 2017. Ce jour-là, à Barcelone, un membre de l'organisation terroriste État islamique a foncé avec une fourgonnette sur la Rambla, l'artère piétonnière la plus célèbre de la ville, faisant sur son passage 15 morts et des dizaines de blessés. Depuis, le travail des policiers, pompiers et ambulanciers se fait dans une tension permanente. D'ailleurs, pendant la fête de la Mercè, en raison des foules qui peuvent représenter une cible pour les terroristes, les autorités ont élevé le niveau d'alerte dans la ville à 4 sur une échelle de 5. Cela signifie que les risques d'attentats sont élevés. Pour l'instant, tout va bien. Mais Pera sait pertinemment que pendant les chaudes nuits de la fête de la Mercè, les accalmies ne durent qu'un temps. D'ailleurs, un appel d'urgence vient d'être lancé en provenance de la place de la Catalogne. Pera et Belén s'y rendent aussi vite qu'ils le peuvent. C'est là? Oui. Bonjour. Vous nous avez appelés? Selon les informations fournies par ce commerçant, une bagarre aurait eu lieu sur la place de la Catalogne, située de l'autre côté de la rue. Vraisemblablement, il y aurait des blessés. Des policiers viennent d'arriver sur les lieux. Eux aussi ont reçu l'appel. Ils vont accompagner Pera et Belén et les protéger au besoin. Dans un cas où des actes criminels sont commis, comme ici des voies de fait, les ambulanciers ne se déplacent jamais sans le secours des policiers. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bien? En premier, ce qu'ils font, c'est d'assurer notre travail au niveau qu'ils n'ont pas des couteaux, qu'ils n'ont pas quelque chose qui pourrait nous blesser à nous. Et après, nous, on fait l'assistance. Il reste normalement jusqu'à nous finissons l'assistance pour voir s'il y a quelque chose de judiciaire ou non. Ils nous ont frappés, moi et mes amis. Veux-tu qu'on regarde tes blessures dans l'ambulance? Oui, s'il vous plaît. Pera et Belén entraînent le jeune homme à l'intérieur de l'ambulance. Il est agité. Il ne cesse de parler. Il a été coupé à la tête et au bras. Manifestement, des coups de couteau. Après lui avoir apporté les premiers soins, Pera et Belén pensent qu'ils en ont terminé. Or, soudainement, en retrait, un second jeune homme a besoin d'assistance. Regardez ici. J'aimerais que mon ami vienne avec moi, s'il vous plaît. Qui est-ce? Il y a un autre jeune homme ici. Il est blessé. D'accord. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Mohamed, attention. Merci. Comme le premier jeune homme, celui-ci a subi des coups de couteau. Laisse-moi voir ton oreille. Il a été coupé à l'oreille, au bras, et semble avoir la main cassée. Pendant ce temps, à l'extérieur, un troisième blessé se présente. Il montre ses entailles au thorax, tout en racontant qu'on lui a volé son sac à dos qui contenait ses papiers d'identité, son argent et son téléphone. Ils m'ont tout volé. Ça fait mal. Voulez-vous aller à l'hôpital? Où ça? À l'hôpital. C'est 3 amis, 3 copains. On a fait l'assistance médicale et on les a offert d'aller à l'hôpital. Ils n'ont pas voulu aller à l'hôpital. Alors on fait l'informe médicale et
Et ça y est, c'est bon. Alors, il part. Pera et sa collègue n'auront pas d'explication claire sur cette histoire nébuleuse. De toute façon, ils n'ont pas le temps de s'y attarder davantage. D'autres urgences les appellent. En cette fin d'après-midi, le carnaval de Rio prend des allures de débauche. Les festivaliers dans les rues sont de plus en plus éméchés. Alcool en abondance, soleil et chaleur intense forment un cocktail puissant qui assomme de très nombreux fêtards, désormais incapables de se tenir debout. Au poste de soins, les équipes ne gèrent pratiquement que des cas de surconsommation d'alcool, des patients qui nécessitent une supervision et des soins adéquats, car ce type d'intoxication peut être très dangereux. Lorsque des patients nous arrivent en état d'ébriété avancée, le problème, c'est qu'ils n'ont pas mangé la journée parce que l'alcool embrouille leur sensation de faim. Ça peut amener de graves problèmes comme une chute de la tension artérielle ou même des convulsions. C'est vraiment difficile pour le corps. L'alcool peut causer beaucoup de dommages. Sur le terrain, des secouristes sont toujours en première ligne pour repérer les gens souffrants et les extraire de la foule de plus en plus inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. Le plus important, c'est de s'assurer que le patient est toujours conscient. C'est vraiment ce qu'on doit vérifier en premier. S'il a perdu connaissance, on doit aller chercher une civière avec un partenaire et amener le patient au poste pour lui prodiguer les premiers soins. Le plus difficile, c'est de se déplacer dans la foule, car les gens sont saouls. Ce n'est pas facile. Dans le quartier d'Ipanema, dans la zone sud de la ville, une fête de quartier bat aussi son plein. Il s'agit de l'un des blocos les plus courus du carnaval et l'un des plus anciens. Avec sa plage réputée qui s'étend sur des kilomètres, Ipanema est le quartier prisé de la communauté LGBT et est considéré comme le berceau de la bossa nova. Danse et musique font bon ménage. Et ce n'est surtout pas la pluie qui refroidit l'ardeur des festivaliers qui deviennent, grâce à ces centaines de fiestas de rue, les ambassadeurs de la cité. Ce soir, tout est permis. C'est Rio. Ce qui se passe à Rio, reste à Rio. Lucio et Crissia montent la garde devant l'ambulance, prêts à intervenir au moindre malaise. La principale source d'énergie des fêtards ici, c'est l'alcool. Ils boivent de la bière, du whisky et de la cachaça, une boisson originaire du Brésil. Ça fait partie de la culture. Pour les secouristes, la pluie est une bénédiction. Par expérience, ils savent que les gens boivent moins quand la température est plus fraîche, comme cette nuit. Car de l'alcool, ils s'en boivent beaucoup pendant ce carnaval des superlatifs. Les deux amis secouristes jettent un regard attentif sur cette foule qui s'agite bruyamment, comme si elle voulait chasser la morosité en ces temps difficiles. Le Brésil compte 12 millions de chômeurs, la valeur de sa monnaie ne cesse de se dégonfler, et le gouvernement élu, ultra-conservateur, ne réussit pas à endiguer la corruption. Le carnaval est l'occasion pour les Brésiliens de lâcher leur fou. Ça les aide à oublier les difficultés qu'ils ont en ce moment. Ils ont besoin de cela. Pendant cette période, tout le monde est heureux et oublie ses problèmes. C'est ça qui me plaît le plus. La joie, le bonheur et l'euphorie des gens. Même si le carnaval appartient avant tout aux Brésiliens, les centaines de milliers de touristes se laissent entraîner dans la ronde. Ce sont surtout des jeunes, en quête de dépaysement total et d'aventures nouvelles. Ils seront servis. Je viens du sud de l'Angleterre. De l'Angleterre? Moi, du pays de Galles. On est venu pour faire la fête. C'est la fête, les gens sont beaux, il fait chaud, c'est génial. Génial. C'est comme un rêve, le rêve absolu. La venue de visiteurs de partout sur la planète est une vraie manne pour Rio, qui bénéficie d'environ 1 milliard de dollars de revenus en tourisme lors de ce grand événement annuel de l'exubérance.
À Barcelone, en Espagne, le spectacle de clôture de la fête de la Mercè se termine. Après 5 jours et 4 nuits de célébration, la ville va bientôt redevenir paisible. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors que ce devrait être le calme après la tempête, Pera et ses collègues seront sollicités plus que jamais. Il y a quelqu'un qui a vu un petit peu trop, et on va voir qu'est-ce qu'il y a maintenant. Attends, Alexander va venir nous retrouver. Allez vers l'ambulance. Est-ce que tu es majeur? Non, pas encore. Doucement. Et voilà, on monte. Dans cette foule immense, ceux et celles qui ont trop bu se comptent par dizaines, peut-être même par centaines. Dans les fêtes, si tu veux, c'est un peu différent notre travail, parce que c'est surtout des jeunes qui boivent beaucoup, et alors c'est une assistance à l'alcool. Alors oui, c'est différent parce que normalement, l'assistance nôtre, c'est sur situation spéciale, tu vois. Mais les fêtes, c'est la fête. Et alors, il faut soigner celui qui beuve un peu plus. Attention. Attention. Voilà. Pas de cas graves en vue, que de nombreux jeunes trop imbibés qui ont besoin d'assistance pour se remettre sur pied. Ils sont si nombreux, en fait, qu'ils en viennent à encombrer les ambulances. Ce qui importe cette nuit pour Pera et ses collègues, c'est d'abord et avant tout la sécurité des personnes qu'ils prennent en charge. La tâche n'est pas toujours agréable. Mais ils font tout pour s'assurer que ces jeunes puissent retourner chez eux sains et saufs, idéalement en compagnie de proches ou de parents. Le spectacle est terminé depuis plus d'1 heure. Et pourtant, la foule immense ne semble pas vouloir se disperser, comme si s'attarder sur place pouvait prolonger la fête. Or, les policiers voient les choses autrement. Pour eux, une foule composée de jeunes qui ont trop bu représente toujours un risque. Avant que les choses ne se gâtent, ils vont forcer l'évacuation. Oui, maintenant, on va prendre les équipements spéciaux pour faire que les personnes sortent déjà de l'avenue. Et parfois, il y a des personnes qui jettent des ampoules, des choses. Alors, il faut nous protéger. Être ambulancier à Barcelone, lors de la fête de la Mercè, est plus dangereux qu'on ne le croit. On ne sait jamais comment peut réagir une foule qui, comme c'est le cas ici, se fait montrer la sortie, de manière musclée parfois. Il faut un certain courage à Pera et Belén pour accomplir leur travail. Mais visiblement, rien ne les arrête. C'est fini, hein? On close déjà une autre fête de la Mercè. Alors, bon, un peu plus d'action dans ma vie. Et à une autre année, d'accord? Et chaque année, c'est des surprises nouvelles, d'accord? Et un peu plus plein pour avoir aidé des personnes. Et c'est bien pour moi. La nuit est tombée sur Rio, qui s'est transformé pour quelques jours en un immense territoire de fête, autant au Sambadrome que dans toutes les rues de la mégalopole. Dans le quartier d'Ipanema, une jeune femme vient de subir un malaise. Pour elle, la fiesta est terminée. La jeune femme s'est évanouie dans la rue. Son petit ami est venu nous avertir en courant, mais entre-temps, des gens sont arrivés avec la patiente dans leurs bras. On peut dire que ça s'est relativement bien passé. La jeune femme est dans le coma et son état est grave.
mais elle va être amenée rapidement à l'hôpital pour être soignée. Elle est mineure et n'a pas encore 18 ans. Alors ses parents vont être appelés à son chevet et elle ne pourra pas sortir de l'hôpital sans leur accord. Au Sambadrome, la fête bat toujours son plein. Comme à tous les soirs, une trentaine d'écoles de samba défilent avec leurs chars, plus impressionnants les uns que les autres. La foule est enthousiaste. 70 000 personnes s'entassent dans ce stade en forme d'avenue d'une longueur de 700 mètres pour voir les talentueux danseurs et danseuses vêtus de leurs plus beaux atours. De grandes vedettes du Brésil, venues compétitionner et célébrer la joie, le plaisir et la beauté des corps. C'est la muse de l'école de samba. C'est elle qui danse le mieux et qui est la plus belle. C'est elle qui viendra devant tout le monde pour présenter les groupes de danseurs qui vont se donner en spectacle. Mais à l'ombre du célèbre édifice, le glamour a laissé sa place à la déchéance partout dans les rues de la deuxième plus grande ville du Brésil. Le Carnaval de Rio, c'est une fiesta sans limite qui tient les secouristes et le personnel soignant en haleine 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Au total, près de 4000 interventions médicales ont été effectuées. Aux petites heures du matin, les festivités s'essoufflent. Les rues vont retrouver un semblant de calme avec le départ des derniers fêtards. Les forces de l'ordre paradent en rang serré pour marquer la fin de la grande folie. La foule se disperse. Il est l'heure de rentrer à la maison. Un chemin qui, pour certains, risque d'être plus ardu. Demain est un autre jour, et il reste tant à faire. Le Carnaval de Rio est loin d'être terminé. Les équipes de secours, encore et toujours, seront là pour veiller sur les festivaliers. Barcelone en Espagne et Rio de Janeiro au Brésil sont le théâtre de deux énormes fiestas qui attirent des foules de fêtards. Des événements joyeux et démesurés qui, sans la bienveillance et les compétences des ambulanciers et secouristes, pourraient se transformer en catastrophe pour de très nombreux festivaliers. Un travail rempli de sens pour ces femmes et ces hommes de première ligne qui permettent que la fête se termine dans la joie, malgré tous les excès.